Madonna, la rétrospective. Down on my knees, I wanna take you there. There's no greater power than the power of goodbye. Get ready to jump, don't ever look back, oh baby. When it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. Hey! Décrit par la presse, galvaudé par ses détracteurs pour avoir osé dévoiler et assumer pleinement sa sexualité, Madonna est en termes de réputation sur une pente descendante au début des années 90. En 94, une seule chose compte pour elle, reconquérir son public de fans, le grand public, voire les critiques. Pour cela, elle va nous livrer un album différent des précédents et surtout d'Erotica, jugé trop sulfureux à l'époque, Bedtime Stories, un disque R&B, pop, hip-hop même, qui se démarque de tous les travaux précédents de la Madonna. La chanteuse aura-t-elle réussi à reconquérir le public? Quelle place occupe Bedtime Stories dans la discographie de Madonna? Est-ce d'ailleurs l'album le plus sous-estimé de la pop star? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de Madonna, la rétrospective, le podcast qui explore la carrière de Madonna. Madonna, Bedtime Stories. Let's get unconscious. The most successful female artist of our time releases her best album to date. Something's coming over. This show is over. Say goodbye. Want to hear a bedtime story? Madonna, take her home tonight. I'll never explain again. Bonjour Logan, comment tu vas? Bonjour, toujours présent à l'appel. Ah, mais quel plaisir de t'avoir à chaque fois, je pouvais pas ne pas te présenter. T'as vu comme j'ai changé d'intro là? Ah bah écoute, j'apprécie ces surprises, hein, comme quand on renouvelle, comme Madonna, on se renouvelle. Hein. Exactement pour le 25e épisode. Tout à fait. Eh oui, déjà. Et ouais, pour nous accompagner dans ce nouvel épisode et la rétrospective de Bedtime Stories, nous avons la joie de recevoir un fan de Madonna nommé Christophe. Bonsoir, bonjour même. Christophe, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, bonjour Logan, je suis vraiment ravi de participer à ce podcast et au 25e épisode. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu souhaitais, si je ne me trompe pas, participer à l'épisode sur Bedtime Stories en particulier, et pour quelle raison? Ah ben, je vais être simple, je vais y aller complètement. Pour moi, c'est le meilleur album de Madonna. Voilà, c'est Wow. c'est celui que j'aime le plus. Ouh. Ah, tu nous diras pourquoi plus tard. Est-ce que, pour qu'on te connaisse un peu mieux en tant que fan de Madonna, nous dire quand et comment tu l'as découvert? Oui, alors en fait, au départ, c'est ma sœur qui adorait Madonna à la maison. Voilà, il y a 4 ans de différence entre nous. Elle écoutait Madonna à fond depuis le début de sa carrière. Donc j'ai connu Madonna à travers ma sœur. Mais à l'époque, je n'aimais pas du tout en fait. J'avais 9 ans, Madonna, ça me passait un peu à côté. Bon, ça m'énervait même un petit peu qu'elle le mette tout le temps. C'était la grande époque des 2 premiers albums. Et puis un jour, j'étais devant la télé et j'ai vu pour la première fois le clip de Like a Prayer. Mhm. Et ce jour-là, c'était un choc. Vraiment un des chocs de ma vie de voir ce clip. Je me suis dit, mais quel cran est là de faire cette vidéo-là avec cette chanson. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu fan, mais complètement fan. Voilà. Et donc, et pour moi, c'est important parce que pour moi, Madonna, c'est autant une artiste musicale que visionnaire avec des clips hyper visuels qui racontent des choses. Et donc, à partir de Like a Prayer, j'ai été super fan. Et donc, ensuite, a déroulé Erotica et Bedtime Stories. Et là, vraiment, j'étais vraiment conquis. Et fun fact aussi, c'est grâce à Madonna que j'ai rencontré mon meilleur ami. Et ça fait 30 ans maintenant qu'on discute, qu'on échange sur Madonna tout le temps. Et quelque part, elle a eu donc cet impact dans ma vie de me faire rencontrer mon meilleur ami. C'est trop mignon. Comme quoi, elle a eu un impact sur toi. Eh oui. Exactement. Un peu comme moi et Logan, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est vrai, elle nous a rassemblés. C'est vrai. Oui, et puis Bedtime Stories, ça a l'avantage de montrer Madonna sous un nouveau jour, un jour différent.
plus sensuelle. Sous une autre. Ça, on verra plus tard. Oui. Ouais. Donc Christophe, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites, vraiment, pour commenter, donner ton avis, ton analyse. Ça sera avec joie de t'entendre. Alors, messieurs, je vous propose sans plus tarder d'embarquer dans la rétrospective de Bedtime Merci. Stories de LR. Globalement, on va bien sûr parler du processus créatif de l'album, contextualisation de l'ère, de l'exploration de l'album chanson par chanson, avant de vous donner, chers auditeurs et auditrices, nos 3 chansons préférées du disque à la fin de l'épisode, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts, chers messieurs? Bah écoute, je suis prêt, j'ai mis mon meilleur programme, hein. Ça va être dur de donner son top 3, mais on le fera. Allez, c'est parti. My baby's got a secret. My baby's got a secret. My baby's got a secret for me. On est en décembre 1993. Madonna conclut le Girly Show à Tokyo. Ça met donc un terme à l'ère erotica, une ère controversée qui a terni l'image publique de la Madonna. Cette dernière s'est attirée les foudres de l'Amérique puritaine, souvenez-vous, des conservateurs, voire d'une partie de son public pour avoir exposé en toute honnêteté des fantaisies sexuelles. Ça a laissé des ailes sur sa réputation publique en 92, 93 et aussi en 94. Durant la promotion de Bedtime Stories, Madonna était revenue sur cette période compliquée et douloureuse de sa carrière, notamment dans cette interview accordée à Paolo Zaccagnini. Écoutez, pouvez-vous me raconter le voyage d'Erotica jusqu'à Bedtime Stories? C'était dur? Oh, c'est une façon simple de le décrire. Oui, de quelle manière? Eh bien, c'était dur d'avoir été si profondément incomprise et de ne pas se laisser détruire et de retourner au boulot et continuer à écrire, à m'exprimer. Et d'essayer de m'exprimer sans écouter les voix et de penser aux choses qu'ont dites les gens. Ça, c'était dur. Ah là là. Déjà que sortir d'une tournée d'une ère, c'était épuisant pour elle. Alors là, avec la controverse qu'elle a subie durant ces années-là, ça rajoutait une couche supplémentaire et elle devait sortir bien seule à cette époque, je pense. Hein. Tu avais vécu l'ère erotica, Christophe? Tu l'avais suivi? Oui, bien sûr. Oui, j'avais suivi vraiment, vraiment à fond. Moi, je dirais, c'est même plus qu'une controverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un punching ball, Madonna. C'est-à-dire que on se fichait d'elle à longueur d'onde à la télé, etc. Les humoristes arrêtaient pas de rire d'elle. Elle était vraiment devenue un symbole, une personne à abattre, en fait. C'était vraiment la femme qui parle de sexualité et que vraiment ça se fait pas. On était vraiment plus sous l'Amérique de Bush, hein, donc vraiment une société un peu corsetée. Et elle avait eu énormément de courage pour publier Erotica. Hein, et puis bon, les vidéos qui allaient avec. Mais moi, je me rappelle que sur MTV, on était passé d'un moment où on la voyait tout le temps à plus rien. C'est-à-dire que ces clips passaient pas. Erotica, il passait quoi 2-3 fois après 22 heures. Je me rappelle même que Deeper and Deeper a été censuré. Toute la partie avec la banane ne passait jamais à la télé, alors franchement, il n'y a rien, quoi. Et puis, la seule vidéo qui est passée un petit peu, c'était Rain. Voilà. Mais vraiment, on la voyait plus à la télé, on la voyait plus sur MTV. Ou alors, on voyait ses anciens clips. Mais on le voyait. Erotica était gommé, vraiment, vraiment gommé. Et puis, il y a eu toute cette suite-là avec les MTV Awards de 94, qui était avant le lancement de Secret, hein. Où elle est, encore une fois, moi j'étais abasourdi quand j'ai vu, elle a remis un prix qui a été remis à Aerosmith, et j'étais abasourdi par le culot du chanteur, hein, qui, voilà, avec son histoire des 2 doigts, là, à quoi ça servi mes 2 doigts. Enfin, elle a eu du cran de lui répondre ce qu'elle lui a répondu, hein, mais c'était que ça, quoi. On se fichait d'elle, même devant elle, quoi. Oui, dans une cérémonie publique en plus, d'Award, à la télé, tu vois. Donc ça devait pas être facile à vivre. Hein.
en général. En plus, elle avait pas vraiment de gens autour d'elle à part son équipe, je pense, interne, quoi. Parce que bon, quand t'es à ce niveau-là déjà dans ta carrière et tout ça, parce qu'après Like a Prayer, quand même, il y avait déjà eu la controverse avec le clip et tout ça. Et là, ça derrière tout de suite par-dessus, bah ça fait quand même un sacré coup de massue, quoi. Là, pour s'en relever, c'est compliqué. Très très compliqué. Parce qu'en plus, si t'es censuré et que le Mm, clip, voilà, il est pas, même pas présent à la télé à part à carrément. certaines horaires et tout ça, ben, et que t'es moqué en public, ça fait un effet boule de neige, hein. Les gens, tout de suite, ton image, on va dire, c'est terminé entre guillemets, quoi. Et ouais, la pauvre. Il a vraiment fallu faire du damage control, comme on dit, quoi. Vraiment, de trouver un moyen de pouvoir reconquérir le cœur de ses fans parce qu'il y en a quand même une bonne partie qui Oui. sont partis, hein, après Erotica. Ça devait être une période quand même assez douloureuse. Et je me souviens que j'avais expliqué qu'elle avait déjà parlé de ça aussi dans les interviews qu'elle avait fait pour un award qu'elle avait reçu il y a peu, là, où elle parlait justement de la période du sexbook et à quel point ça avait été ingérable, quoi. C'est Alors sûr. qu'il s'est vendu comme des petits pains. Moi, je me rappelle, on faisait la queue pour avoir le bouquin. Oui, oui. Mais il y a eu ce retour de bâton, et notamment de la société. Enfin, c'est terrible. Et même dans les interviews, on lui posait des questions. Je me rappelle dans l'interview dans The Face, où on lui demandait comme ça si elle était séropositive. Voilà. Enfin, Mm. c'est hallucinant. On se permettait des choses avec elle qu'on se serait jamais permis avec des chanteurs hommes. D'ailleurs, elle l'a dit dans une interview. Elle a Oui, dit: de toute façon, je suis punie parce que je suis une femme célibataire, parce que j'ai du pouvoir, je suis riche et je dis ce que je pense et que je suis un être sexuel. Est-ce oui. qu'on dirait la même chose à un homme? Est-ce qu'on dirait la même chose à Mick Jagger, par exemple? Voilà. Non. Eh ben non. Mais avec elle, franchement, elle a eu du cran, hein, parce qu'elle l'a dit même plusieurs fois après dans des interviews, notamment sur MTV, où elle disait voilà, j'ai très mal vécu, on m'a puni, quoi. Mm. Voilà, c'était vraiment une époque assez dure parce que bon, enfin, moi j'adorais Erotica, et en fait, pour avoir même des infos sur les clips, c'était dur. Je me rappelle, il y avait une émission sur MTV tous les samedis matins qui montrait les nouveaux clips. Et à Mhm. la fois pour Erotica et même pour Bedtime Stories, au bout d'un moment, il ne passait que des petits extraits, alors que d'habitude, il mettait le clip en entier. Voilà. Et pour Deeper and Deeper, on a eu le droit à 30 secondes. Ça s'est passé exactement de la même façon, on en parlera tout à l'heure pour Human Nature, hein. On a eu un petit quelque chose, on n'a pas eu le clip en entier. Oui. Ouais, alors on a payé les prix. Oui. L'époque assez. Ouais, c'était vraiment une punition totale. Ah oui, oui. Parce que justement, en fait, elle faisait plus qu'une simple pop star, quoi. Elle sortait de cette case-là. Mm. Elle sortait de la case où les gens l'attendaient. Donc forcément, quand tu l'attends, voilà, dans une sphère bien précise, encore plus dans une industrie dominée quand même, voilà, par des hommes, etc. Bah tu m'étonnes que tu te fasses des ennemis, hein. C'est surtout pour faire des choses comme ça. Je pense qu'on s'imagine même pas à quel point ça a dû être le bazar pour elle. Surtout qu'on était, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'ère Bush père, hein. Et donc, l'Amérique de Bush père, c'était vraiment une Amérique très corsetée, hein. C'est-à-dire qu'on montrait pas, on parlait pas de sexualité, on montrait pas de gays à la télé. Enfin, vraiment, c'était vraiment. Et on était en plein air, en plein air du VIH, hein, du SIDA. Madonna était la seule à en parler, vraiment, vraiment la seule à parler de ces sujets-là. Mais donc, on lui a fait payer par la suite, hein. Pour autant, Madonna ne se laisse pas vaincre par les critiques. Elle décide de se remettre au travail, ce qui est tout à fait honorable. Et très Madonna d'une certaine manière, puisqu'elle s'est jamais laissée trop atteindre par les critiques, je trouve. Dans une lettre manuscrite que j'ai trouvée sur Internet et que Madonna a écrite vraisemblablement fin janvier 1994, on apprend que cette dernière a comme projet par la suite les choses suivantes. Je cite Madame Chicone. Bonjour à tous mes Valentins et Valentines. Ce qui laisse entendre qu'elle a publié la lettre vraisemblablement le jour de la Saint-Valentin. Mes vacances se sont terminées. Je viens d'enregistrer une chanson nommée I'll Remember pour le nouveau film de mon ami Alec Keshishan, With Honors. Donc soyez à l'affût de la bande-son du film. C'est mon cadeau de Saint-Valentin pour vous toutes, pour vous tous. Je n'ai pas dormi de la semaine puisqu'on a tourné le clip. Je commence à avoir des idées pour mon nouvel album. J'ai hâte de commencer à travailler dessus, donc souhaitez-moi bonne chance. Et pour celles et ceux qui ont raté la retransmission de Girly Show sur HBO, la retransmission sortira bientôt en cassette.
Je vous fais 1 million de bisous et j'espère que vous serez soit très bon, soit très mauvais. Bisous, Madonna. Donc on apprend que la retransmission du Girly Show sortira en cassette et autres bientôt, qu'elle a enregistré une chanson pour un film et qu'elle a déjà des idées pour un futur album. Pour que Madonna, elle chôme pas, quoi. Elle s'arrête pas, malgré tout ce qui s'est passé. C'est ça. Elle a toujours fait comme ça. C'est ce qui fait sa force aussi, hein. C'est qu'elle reste focus malgré tout, malgré le Oui, chaos ambiant, autour d'elle, quoi. c'est ça. Elle garde la tête Mm, froide, mm. même si c'est dur, quoi. En effet, Madonna a enregistré la chanson I Remember. Chanson produite par Madonna et Patrick Leonard et écrite par eux deux et Richard Page, un musicien américain. I Remember est le fruit d'un accord entre Madonna et Alec Keshishian, le réalisateur de Truth or Dare, le documentaire du Blonde Ambition Tour de Madonna. Cet accord implique la création d'une chanson, I'll Remember donc. Ça s'est fait en grande partie par Amichien, il faut le dire. Je trouve qu'I'll Remember, c'est la première étape d'un changement d'image pour Madonna, avec comme une volonté de se montrer autrement, peut-être plus douce, moins sulfureuse comparée à quand elle était Dita dans Erotica par exemple. Donc je trouve qu'elle commence déjà à entamer un virage plus doux et ça va se poursuivre avec Erotica, Bedtime Stories bien sûr. Après c'est une chanson sympa pour ma part, sans plus quoi. Vous en pensez quoi messieurs? Honneur à la Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que j'adore cette chanson. Enfin, c'est vraiment une. Comme tu dis, c'est un renouveau, même musicalement, hein. C'est une chanson super forte. Moi, je regrette qu'elle n'ait jamais chanté en concert. Ça a failli peut-être à la dernière tournée, mais à chaque fois, bon, elle a choisi Oui. Bad Girl, ce qui est un bon choix quand même, hein. Alors, autant je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a un changement aussi parce qu'elle s'est faite très discrète. Il n'y a pas eu de promotion du tout, hein, pour le titre. Il y a eu le clip et c'est tout, basta. Il n'y a pas eu du tout de promotion à la télé, etc. Par contre, moi, je me rappelle qu'à l'époque, on la voyait beaucoup sortir avec des joueurs de basketball. Il y avait des grosses rumeurs avec Dennis Rodman. En termes de paparazzi et tout, c'était vraiment. Elle était toujours Dita, en fait. Toujours, moi, je pense qu'elle était toujours Dita. Elle était encore dans sa phase Dita. Et cette phase Dita, elle va jusqu'à l'interview avec Letterman, Oui. en fait. Puisqu'on est en 31 mars Oui. 94. Donc oui. Elle y va à fond. Et après, c'est vrai que. Voilà. Et après, je pense que à partir de septembre, voilà, on rentre dans l'ère Bedtime Stories. Mais je trouve que I Remember, elle a fait profil bas dans les médias. Par contre, en termes elle était avec Tupac Shakur, elle était avec Dennis Rodman. Il y avait énormément de rumeurs sur ce qui se passait, etc. Puis alors, Letterman, c'était l'explosion. Donc, pour moi, on est dans la fin de l'ère Erotica, mais on est encore dans Erotica. Et toi Logan? Ouais. Et pour moi, en fait, j'ai tendance à appeler ça des chansons virage, dans le sens où on reste sur un terrain qui fait penser à Rain avec I'll Remember, parce que tu vois, genre c'est le côté vraiment balade. Dans le clip, elle lui ressemble un petit peu à la version dans laquelle elle était pour le clip de Rain. Et en même temps, c'est un peu annonciateur, parce que quand tu regardes ce qui arrive derrière avec Bedtime Stories, oui, les sonorités vont être différentes, mais la vibe, l'idée derrière, le songwriting, le son, c'est vraiment ce côté un peu plus, voilà, sage, balade, mielleux, mélancolique, etc. Mais ça va être tourné encore sous un autre angle sur Bedtime Stories. Donc c'est une chanson un peu pont parce que elle fait le lien entre la période vraiment d'Erotica, Dita, les visuels, le style et Bedtime Stories. Donc c'est un pont comme ça. Et je pense que c'est une chanson qui passe souvent inaperçue, du moins pour moi, parce que c'est une chanson voilà, qui était un peu qui est sortie, mais vu le contexte dans lequel elle est sortie, et ce qu'elle proposait, les gens ils étaient, je pense, encore figés, bloqués sur ce qui s'était passé avec Erotica, quoi. Ouais, mais Logan, c'est quand même un de ses plus grands succès aux États-Unis. Elle est restée que 24 semaines dans les charts. En plus, Elle a vraiment cartonné. En fait, c'était vraiment un carton aux En plus. États-Unis. Oui, en plus, donc c'est pour ça, je pense que c'est une chanson qui était là à son époque, hein, quand elle est sortie, dans le contexte dans lequel elle est sortie. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, bon, je sais que ça se dit pas, mais actuellement, voilà, c'est une chanson qu'on aura tendance à pas trop revoir mentionnée par-ci par-là, comparé par exemple à des Hung Up ou des choses comme ça. Mais après, bien sûr, je pense que ça dépend, bien sûr,
voilà, de là où on est. Voilà, c'est personnellement, on va dire que c'est plus de mon point de vue à moi, voilà. En Mhm. gros. Et ce que j'adore aussi dans cette chanson, c'est le clip, forcément, et son hommage à Louise Brooks, une actrice des années 30, si je dis pas de bêtises, Mmh. avec ce look, cette coiffure, ce maquillage aussi qui fait vraiment très années 30. Et je trouve que là, il y a un changement d'image aussi par rapport, même si on est à la suite de Dita Parlo, là, on est sur Louise Brooks. Mmh. Elle nous montre aussi un petit peu sa culture cinématographique. Oui. Euh, et c'est quelque chose vraiment, vraiment agréable. Et je crois d'ailleurs qu'il y a Brendan Fraser, l'acteur, dans le clip, Ah ouais. on l'aperçoit dans quelques sections et c'est, pour ceux qui savent pas, c'est l'acteur derrière Georges de la Jungle et surtout La Momie. Voilà, l'acteur principal. Très bon film à regarder. Oui, Je vous conseille. oui. Mais en tout cas, I Remember a bien marché dans les charts. La chanson a été numéro 2 dans les charts américains, dans le Billboard Hot 100, numéro 1 en Italie, au Canada, numéro 5 en Finlande, numéro 7 en Angleterre. Comme quoi, malgré le backlash qu'elle a subi avec Erotica, elle a réussi à faire d'I Remember un beau petit succès. Ça l'a Oui. remis dans la lumière, quelque part, on va dire. Ça la présente sous une autre forme. Ouais. Ouais, carrément. Mais aucune promotion de la chanson, à proprement parler. Elle reste discrète, Madonna, Oui. on va dire. Le mois suivant, en février donc, la Madone commence des sessions d'écriture avec son fidèle collaborateur Shep Pettibone. Elle commence à avoir des idées pour son futur album, comme elle avait dit dans la lettre adressée à ses fans que je vous ai lue et traduite. Mais pendant cette période, s'est produit quelque chose qui a encore plus écorné l'image publique de Madonna, une interview iconique au David Ah Letterman là 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 Show. là 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 là. Qu'est-ce qui a scandalisé l'Amérique dans cette interview? Eh bien, le fait qu'elle dise 14 fois le mot fuck à la télé américaine. Dire ce mot-là à la télé, c'est mal vu, on va dire. Faut pas le dire ça, hein. Bah, Ah là là. disons que, encore une fois plus, c'était une époque où voilà, des choses comme ça à la télé, ça passait clairement pas. Et je crois même qu'en fait, si tu disais des insultes ou d'autres choses comme ça, tu pouvais être censuré ou même déprogrammé ou je sais plus trop quoi. Oui, ça avait vraiment déclenché toute une frénésie encore ce passage-là parce que Madonna, elle était assez distante, assez irritée, parce qu'elle était en colère. Alors, je tiens cette information-là, bien sûr, du livre, la biographie que j'ai, hein, Like an Icon, parce que j'avais vu des passages par rapport à ça. Et elle était vraiment bah, dans Mhm. une en colère, hein, là, à un moment ça s'est passé. Et l'idée derrière, c'est qu'en même temps, elle avait des questions quand même que je trouve vachement intrusives, quoi. Vachement intrusives et déplacées. Mais c'est encore une fois plus lié au contexte, voilà, dans lequel c'était à l'après-Erotica. Donc il passait même des sections, des images d'une femme, je me rappelle, dénudée sur un vélo en disant que c'était Madonna, etc. Donc c'était vraiment des attaques gratuites et il la faisait passer un peu pour n'importe quoi, voilà. Ils avaient plus vraiment, on va dire, de respect pour son image et sa féminité et même l'expression de sa Ouais. sexualité, hein. C'était carrément passé à côté, hein. Ils avaient clairement, je pense, pas saisi l'idée ou le message. Et ils sont tombés dans le Mm. facile, dans le sensationnel, à lui coller une étiquette, voilà. Et puis ils le font pendant qu'elle est là. Sauf qu'elle, elle est là énervée. Et elle est là et elle a pas peur en fait. Elle a plus peur. Elle se dit bah je m'en fiche. Voilà, si ça vous pose problème, tant pis. Censurez-moi. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a lâché ses insultes et que c'est devenu une interview iconique maintenant parce elle l'a vraiment agacé le présentateur, hein. Oui, complètement. Alors, moi, je suis un peu perplexe hein, par rapport à ce show-là, parce que elle a Mhm. dit par la suite, notamment dans le spécial de MTV qui s'appelle No Bull, que je recommande à tout le monde parce qu'il est vraiment super, elle a dit que c'était une performance. Et que moi, j'ai lu pas mal de choses qui disent que, que David Letterman était au courant, en gros, de ce qui allait se passer, et que c'était un petit jeu entre Mhm. deux. Bon, après, c'est un jeu qui a pris des proportions dans les médias incroyables parce que certains n'attendaient que ça pour en remettre une couche par rapport à Erotica. Mais voilà, moi, je pense que quelque part, de toute façon, ensuite, plusieurs fois, elle est revenue voir David Letterman. Il y a eu ce petit clin d'œil aussi au MTV Awards 94 en septembre où ils sont venus tous les deux sur scène. Il lui a dit je serai dans la voiture, fais attention à ce que tu dis, aux gros mots, etc. Donc c'était assez drôle. Et je pense il y avait un côté. Alors, soit ils étaient au courant et puis voilà, ils ont joué là-dessus, soit en fait, elle s'est fait un petit peu piéger, je pense aussi, peut-être par l'équipe de l'émission qui a voulu faire.
un coup parce qu'il faut savoir que David Letterman a eu les meilleures audiences à chaque fois quand Madonna était là. Voilà. Oui. Et donc, je pense qu'elle s'est fait peut-être un peu piéger en disant, ben voilà, dis des petites choses et puis c'est voilà, c'est parti un peu en vrille, quoi. Mmh. C'est possible. On voit par ailleurs dans C'est cette interview Madonna fumer un cigare, demander au présentateur de toucher sa tenue ou encore de sentir ses sous-vêtements. Et d'ailleurs, le présentateur l'a invité à embrasser quelqu'un dans le public, mais elle voulait pas. Et à la fin, il y a même Oui, un gars dans le public qui lui a dit de dégager carrément, quoi. oui. Ça, c'était pas respectueux. Ouais, mais en même temps, quand on voit la Madonna de maintenant qui va chez Jimmy Fallon et qui s'allonge sur la table, la table du présentateur et qui fait des blagues comme ça, je trouve qu'on la retrouve toujours un peu comme ça, Madonna, dans les interviews, dans les shows américains. Oui, Oui. mais elle fait le show. Ouais, elle fait chaud Ouais, en ouais. fait. Ouais. La popularité de Madonna est par conséquent au plus bas, même si l'émission a cartonné du point de vue des audiences, à tel point que ce sera l'émission de talk show la plus censurée de l'histoire de la télévision américaine. Son attitude avait scandalisé le public américain, qui est allé se plaindre auprès de la Commission fédérale des communications, l'équivalent, on va dire, de l'ARCOM chez nous en France, je pense. En 96, Madonna était revenue sur cette interview dans un entretien accordé au Spin Magazine. Elle a dit, je cite, « Je l'ai regretté immédiatement après à cause de la réaction. J'arrivais pas à croire à quel point les gens étaient effrayés. Mais ensuite, avec le recul, j'étais tellement contente de l'avoir fait. C'est ce que je ressens pour beaucoup de choses. Vous savez, je le fais, puis tout le monde panique et je commence à me sentir mal à propos de ce que j'ai fait. Puis je prends un peu de recul et je me dis, non, c'était la bonne chose à faire. Il est difficile d'être satisfait de ses choix quand tout un pays vous critique. Je ne peux pas vous dire à quel point tout cela est intimidant et comment, si vous n'êtes pas une personne incroyablement résistante, cela peut vous détruire, sans aucun doute. Tout ce cirque autour du fait d'aller à la télévision et de dire fuck était tout simplement ridicule. On peut montrer une personne qui explose, mais on peut pas dire fuck. C'est tellement hypocrite. Le fait que tout le monde ait compté le nombre de fois où j'ai dit fuck, c'est vraiment mesquin, non? Un mot, ce n'est qu'un mot, et il n'a même plus le sens qu'il avait autrefois. Il fait désormais partie de notre quotidien. Il signifie mille et une choses. L'autre chose ridicule, c'est que David Letterman savait que j'allais le faire. J'en avais parlé au producteur de l'émission. Tout le monde me disait que ça serait vraiment drôle si je disais beaucoup de fuck et qu'il continuerait à censurer mes propos. Bon, je suis arrivé et j'ai commencé à le faire. Et David a paniqué, il me présentait de manière désobligeante, alors je me suis dit, d'accord, si c'est comme ça que tu veux jouer, tu ne peux pas me battre à ce Ouais. jeu-là. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on expliquait et voilà, c'est ça, c'est ils lui ont dit: «Vas-y, vas-y» et puis une fois qu'elle l'a fait, bah, ils sont voilà, un retournement de situation, mais elle a dit: «Bon, bah, voilà, c'est pas grave. Vous voulez jouer, on joue». Boum et c'est ce qui s'est passé. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait une certaine hypocrisie autour de cette interview, quoi. Le 12 mai 94, David Letterman révèle dans une interview accordée à USA Today que Madonna lui avait envoyé un fax le jour de son anniversaire, soit le Oui. 12 avril 94, peu de temps après la diffusion de l'épisode. Ce fax dit: Joyeux putain d'anniversaire Dave. Je suis content que tu aies pu tirer autant de profit de ce putain de spectacle. La prochaine fois que tu auras besoin d'un peu de putain de publicité, appelle-moi putain. Avec amour, l'antéchrist M. Ah, Madonna n'a rien perdu de son sens de l'humour en Ah tout oui, cas. oui. L'interview avait tellement choqué l'Amérique qu'une certaine Hélène Rosenweg avait sorti un livre nommé The I Hate Madonna Book, un guide sur la haine qu'a suscité Madonna depuis le début de sa carrière. Dans ce livre, on trouve des chapitres nommés Feminist or Slut, féministe ou salope, The Immaculate Rejection, le rejet immaculé, ou encore Desperately Seeking Stardom, cherchant désespérément la célébrité. Bref, Madonna n'est pas censée sortir de l'auberge. Elle va devoir reconquérir le public et se montrer sous un nouveau jour. Sous les conseils de son manager Freddie Deman, Madonna souhaite faire un son plus commercial et accessible. La pop star a fait 6 chansons avec Shep Pettibone, mais n'est pas convaincue par ses titres. Pettibone était revenu sur ce choix de Madonna dans une interview accordée à Billboard en 2015. Je le cite: Nous avons écrit quelques chansons pour ce qui allait devenir Bedtime Stories, mais à mi-chemin, elle a changé d'avis et a voulu s'orienter davantage vers le hip-hop. Et c'est ce qui s'est passé. Elle va toujours de l'avant. C'est pourquoi elle a toujours été capable de se transformer, car elle travaille toujours avec quelqu'un d'autre. Et elle inspire tous avec quelque chose d'autre, de différent. Donc on peut dire bye bye chez Pettibone. Et pour de bon, Ah bah là. oui. Ah, c'est dommage. Je me demande si ça devait être dur pour lui de passer à autre chose ou pas du tout. Ou finalement, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je pense que c'est peut-être le cas, mais après, encore une fois, c'est des gens qui ont été appelés pour faire un album. Donc après, je sais pas, tu vois, ils peuvent avoir des liens comme pas du tout. Après, ça peut être vraiment que professionnel.
et ils savent à quoi s'en tenir, tu vois? Ça, je sais pas. Parce que j'ai jamais vu Hmm. d'interview ou de mémoire par rapport à ça de sa part, donc c'est une zone inexplorée, mais je pense que ça doit leur faire quelque chose quand même de se dire: «Bah, j'ai participé à la carrière de Madonna, quoi». Oui, quand même. Ouais, surtout qu'il lui avait quand même écrit il lui a écrit quand même les plus grands tubes de sa carrière, quoi. Vogue, Oui, par bah, oui. exemple, c'est. Mais Oui, je pense qu'il a dû être quand même assez touché parce qu'après, quelques années après, il a arrêté la musique complètement, hein. Ouais. ouais, Il a ouvert un hmm, restaurant ou un club, enfin, voilà, il a changé de carrière, en fait. ouais. Alors Il a que pris. ses remixes étaient un peu partout, hein. Il avait fait des remixes pour Janet Jackson, Paula Abdul. Voilà, on entendait vraiment beaucoup ses remixes qui avaient pas mal de Oui. succès, hein. Quoi qu'il en soit, Madonna lui adressera un petit message dans le livret de Bedtime Stories. Elle lui dira Shep, thanks for understanding. Merci d'avoir compris. Une petite note sympathique, hein, donc il n'y a pas d'amertume entre eux, je pense. Des deux côtés, quoi. Oui. Madonna se dirige donc vers le hip-hop. Est-ce que c'est un virage musical si déroutant, si surprenant que ça? Il y avait déjà des éléments de hip-hop dans Erotica, et aussi dans certains remixes de Keep It Together. Oui. Si vous vous rappelez ce que j'avais dit dans l'épisode sur les remixes de Like a Prayer, de l'album. Elle n'a pas supervisé ses remixes, je pense, donc ce virage est plutôt logique. Oui. C'est une évolution logique, et ça fait sens parce que voilà, comme tu l'as dit, il y a des éléments de hip-hop dans Erotica, hein. Je pense à Did You Do It, même les autres chansons dont on avait parlé. Bah, pour moi, ça me paraît logique et en plus, au vu de l'horizon pop à cette période-là, on va dire que c'est un choix qui fait quand même assez sens, quoi. Après, venant de Madonna, ça peut être surprenant parce que ça va vraiment à 100 dedans pour le coup. Oui, moi je suis d'accord avec toi, Logan, mais ouais, mais il faut écouter quand même ce qui sortait à l'époque. Ouais, La pop était vraiment au second plan, c'est-à-dire que là, on était dans le R&B à fond. Il y avait c'est ça. Janet, il y avait En Vogue, TLC, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est ça, Maria c'est aussi qui ça. arrivait pas mal avec des sons, il y avait Honey, tout ça. Voilà, on était vraiment dans cette période du R&B et donc je pense que Madonna a voulu aussi être dans l'air du temps cette fois-ci encore et pas être simplement chanteuse pop, quoi. Oui et oui, bah, voilà, c'était les époques de l'album Janet qui était sorti 1 an avant Bedtime Stories, That's the Way Love Goes, donc on est vraiment c'était la période, quoi et puis TLC, bien sûr, TLC. On en reparlera parce que c'est important. Ok, oui. Ce qui peut nous surprendre davantage, c'est de voir Madonna se diriger vers le R&B. Enfin, dans un article de presse du magazine Music and Media de 94, j'ai vu une citation de Madonna qui parlait de l'album et qui disait sur le plan stylistique, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais travailler avec des auteurs et des producteurs de R&B. J'ai donc décidé de faire un album influencé par le R&B, ce qui est en quelque sorte un retour à mes racines, car mon tout premier album était plus R&B. Et ça, j'ai pas trop compris. Est-ce que pour vous, le tout premier album de Madonna a un côté R&B? Pas vraiment. Oui, j'ai pas trop compris ça. Ça dépend ce qu'on appelle le R&B. Le R&B de 94, c'est pas la même Ouais, chose que en 84 en fait. On était plus sur du funk, de la musique un petit peu. Au départ, les premières chansons de Madonna, surtout Holiday, elle n'était pas sur la pochette. Et souvent, elle passait sur les ondes de oui, radio black, en fait. Et les gens pensaient qu'elle était black. Et donc, je pense que c'est ça qu'elle veut dire aussi là, c'est que elle avait ces racines de musique black, musique de rue, qui sont un peu les définitions du Mmh. R&B aussi. Oui, c'est ça. Faut pas non plus oublier le contexte musical de l'époque. Comme tu l'avais dit, Christophe, en 94, la scène hip-hop R&B gagnait en importance, notamment avec une certaine Janet Jackson et son album Janet, comme tu le disais, Logan. alors ça, qu'est-ce que j'ai pu le poncer? Ah, moi aussi. Aïe, J'adore. aïe, aïe. Déjà, l'album en lui-même, il est Aïe, très aïe, bien, aïe. mais cette chanson, Aïe, aïe, ouais, aïe, aïe, aïe. une pépite, hein. Cette chanson, bah, c'est une grosse baffe, quoi, hein, voilà, hein. Tout l'album, même Fwab, ouais, oui. Ah bah, elle était numéro 1 dans ma chambre, hein, je peux vous le dire. Elle cartonnait à l'époque, Janet, hein. Pendant plusieurs semaines. Super album à écouter, avec des interludes et tout. On comptait aussi à cette époque Tony Braxton, l'icône Mary J. Blige. Il y avait aussi des girls bands comme En Oui. Vogue ou encore TLC. Donc
Tout ce contexte musical Ah là a là. en quelque sorte influencé Madonna, quoi. Oui, oui et puis c'était vraiment, Ouais. bah, c'était on va dire une période où c'était mis sur le devant de la scène, voilà. C'était présent. Et c'était pas qu'aux États-Unis. En Mmh. Europe, c'était pareil, hein, ils Oui. avaient autant de succès. Mmh. Mmh. Complètement, ouais. Madonna, sous les conseils de son manager et d'un certain Guy Oseary, Mmh mh. qui travaillait à Maverick à l'époque, se met en quête de producteurs et paroliers prenant place dans le monde du hip-hop et du R&B. Un nom, déjà, met d'accord tout le monde dans la maison de disques de Madonna, Babyface. Qui est Babyface? Babyface, ou Kenneth Brian Edmonds, est un producteur et parolier de chansons R&B. Il a notamment travaillé pour Mary J. Blige, Michael Jackson, la sœur de ce dernier Janet, Diana Ross ou encore Mariah Carey. Dans une interview accordée à Billboard, Babyface revient sur sa collaboration avec Madonna. Madonna était fan d'une chanson que j'avais composée, When Can I See You? When can I see you again? When can my heart beat again? C'est pour cette raison qu'elle a souhaité travailler avec moi. Elle m'a contacté pour des balades luxuriantes. C'est donc dans cette direction que nous sommes allés. Madonna et Babyface feront 3 chansons pour l'album Bedtime Stories et 2 seront gardées pour le disque. Tu sais lesquelles, Logan? Bah, je sais déjà qu'il y a Take a Bow, Ouais, et Take a Bow et j'ai envie de dire, Forbidden Love, ouais, hein? c'est ça. je crois. C'est ça. Forbidden Love. Bravo, Ouais, Christophe. c'est ça, Pas ouais. bravo, Logan. Forbidden Love. Ouais. C'est la première personne avec laquelle travaille Madonna. Au début, il se sentait intimidé par la reine de la pop, par son exigence musicale, son caractère. Même si le son souhaité sur le disque généralement était commercial, Babyface ne pensait pas forcément faire des chansons pour qu'elles cartonnent dans les charts. Toujours dans cette interview, il ajoute « Je ne pensais pas vraiment au classement. Je crois que j'étais surtout impressionné par le fait de travailler avec Madonna. Au début, c'était surréaliste, mais ensuite, on apprend à connaître un peu la personne, on se calme et ça devient juste du travail. Et le travail, c'est amusant. » Madonna a justifié son choix de Babyface en disant dans le magazine Icon « Les chansons de Babyface sont comme des Rolls-Royce. Le design est classique, la conduite est douce et elles sont faites pour durer. » Comparaison bizarre, mais que j'aime bien quand même. Elle est marrante. Oui. Babyface, bah ça c'est fait, ok. Qui d'autre produira le nouvel album de Madonna? La reine de la pop a jeté son dévolu sur un certain Dallas Austin. Qui est Austin? Ah. Il s'agit d'un producteur de chansons R&B. Il a notamment travaillé avec TLC, Joyce Irby, Pink, Oui. Monica, After Seven ou encore Joy. Austin connaît entre autres Babyface et ils avaient déjà collaboré ensemble. C'est Babyface qui a recommandé Austin à Madonna. Austin se souvient que Madonna était venue à Atlanta, qu'ils ont travaillé ensemble pendant environ 1 mois. Pour lui, c'était super de travailler avec des artistes avec lesquels il a grandi, qui l'ont inspiré. Il a beaucoup appris en travaillant avec Madonna. Madonna voulait travailler avec lui car elle avait beaucoup aimé l'album The Pendulum Vibe de l'artiste alternative Joy, sur lequel il a travaillé. Ensemble, Madonna et Austin feront les chansons Secret, Survival, Sanctuary ou encore la pépite Don't Stop. Ils feront aussi d'autres chansons comme Your Honesty, Let Down Your Guard, Freedom et d'autres chansons non finalisées. On parlera de ces chansons dans l'épisode suivant, dédié aux démos outtakes et remix de l'ère Bedtime Stories, à venir bientôt. Dave James Hall, producteur de la chanson Dream Lover de Mariah Carey ou du premier album de Cher, rejoint Babyface et Austin en tant que producteur du prochain album de Madonna. Alors, contrairement aux 2 autres producteurs, Dave Hall n'est pas le choix de Madonna. Dans l'interview qu'elle avait donnée à Paolo Zaccanini en 1994, Madonna avait dit, je la cite, « Mon manager m'a forcé à travailler avec Dave Hall. Je ne voulais pas du tout travailler avec lui, mais je l'ai rencontré, je l'ai bien aimé. Donc on a commencé à écrire ensemble et ça a bien fonctionné. » Et moi, ce qui me frappe dans ce qu'elle dit là, c'est que c'est son manager qui l'a forcé, on va dire, à travailler avec lui, quoi. Comme quoi, t'as beau être Madonna et être l'icône que tu es, aux dizaines de millions de disques vendus, bah, la maison de disques peut encore te forcer à faire telle ou telle chose. Travailler avec telle ou telle personne, tu vois. Ouais, en même temps, son manager, c'était Freddie Deman, à l'époque, qui a été aussi le manager de Michael Jackson, et c'est une pointure, hein. Donc, à mon avis, quand Freddie Deman te donne des conseils, tu les suis. Oui, c'est clair. C'est vrai. Dave Hall et Madonna feront les chansons Human Nature, Inside of Me, Love's Try to Welcome Me et I'd Rather Be Your Lover. Madonna engage aussi un certain Nelly Hooper pour l'album. Il s'agit d'un producteur britannique qui vient de Bristol.
Il avait produit l'album Debut de Björk. Il saura insuffler un son électronique à Bedtime Stories, notamment avec la chanson Bedtime Story. Madonna a déclaré qu'elle l'avait engagé grâce à sa sensibilité artistique. Mm. Enfin, on peut noter que la reine de la pop voulait travailler avec Massive Attack. Hélas, ils étaient occupés à ce moment-là. Mais Ah ils oui. travailleront plus tard ensemble sur la chanson, la cover d'I Want You, quelques temps plus tard. Donc, Une belle pépite aussi. oui, même si Eh Logan, oui. tu ne l'aimes pas. C'est pas vrai, Logan. J'ai honte, mais oui. J'ai honte parce que j'adore Massive Attack, j'adore Madonna, et les deux ensemble, je suis genre, bon. C'est pas vrai. Si, mais parce que moi, je suis honteux. Hein. Des fois, comme je l'ai dit, moi, des fois, il y a des choses, on va pas m'attendre dessus, on va se dire, ah bon. Et il y a d'autres choses, on va se dire, vraiment. Et bah oui, des fois, moi, je sais pas l'expliquer. Hein. Et je ne coupe rien en montage. Je garde tes avis controversés tels quels. Ah oui. C'est ça. Alors Mais là, vraiment, la controverse, elle est présente. Hein. Ouais. Mais je trouve que des 4 producteurs, Nelly Hopper est quand même le plus essentiel, je trouve, dans la Oui, production de l'album. Parce oui, que c'est lui qui va, je pense, faire en sorte que l'album ait une cohésion. Alors que je trouve que quand on entend Secret, Take a Bow, Human Nature et Sanctuary ou Bedtime Story, on a quand même 4 directions différentes. ouais. Oui. Et c'est en ça que j'adore cet album parce qu'il est complètement éclectique et en même temps, il est fusionnel. On a l'impression que c'est un album qui se tient, qui a une cohérence, alors qu'il aurait pu partir dans tous les sens. De toute façon, Oui. elle-même avait dit je ne travaillerai plus avec 4 producteurs différents. Je ne sais pas si vous avez vu le making-of de Human Nature. Elle dit là, dans le prochain disque, je ne prends qu'un seul producteur. Et donc, Non. elle avait ce souci-là. Mais je trouve que Nelly Hooper a fait un travail extraordinaire. Et quand on entend, par exemple, le lien entre Sanctuary et Bedtime Stories avec le son en continu, je trouve ça génial, Oui. quoi. Franchement, et ça Pareil. vient de lui, je suis sûr. Moi, je trouve que c'est justement, en fait, c'est lui qui rajoute un peu ce côté surréaliste à l'album. Oui. Cette touche un peu précurseur, entre guillemets, de Ray of Light, quoi. Et bien sûr, après, bah, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Björk. Ouais, Voilà. ouais. Donc là, on tape vraiment dans un univers artistique, dans quelque chose de très précis, même pointu. C'est très intéressant de l'avoir sur Bedtime Stories parce que je trouve que c'est annonciateur de ce qui va arriver, la bombe atomique derrière, quoi. Ouais, Donc ouais. c'est un peu genre une mise sous couverture, genre elle te met sous la couette avant d'avoir l'explosion des feux d'artifice dehors, quoi. Voilà, c'est vraiment. Et c'est vrai que c'est- Björk, à l'époque, bon, ça marchait autant aux États-Unis qu'en Europe, mais énormément en Europe. C'était un ovni. C'était vraiment. Ah bah On oui, ne l'avait pas vu arriver, elle a explosé, quoi. Et c'est vrai que oui, Nelly Hooper a fait énormément pour son album, et Madonna rêvait de travailler avec elle. Hein. oui, Oui, tout à D'ailleurs, fait. Björk avait dit bon, Bedtime Stories, je l'ai écrite pour Madonna, mais surtout pour faire plaisir à Nelly Hooper. oui, pour un Mm. ami, ouais. Voilà, Mm. c'est plus pour un ami. J'aime bien Madonna, mais c'est pas pour elle que j'ai écrit la chanson, quoi. Et après, elle a expliqué aussi qu'elle voulait pas rencontrer Madonna comme ça, genre, elle voulait que ça se fasse d'une manière plus instinctive, genre, par le fruit du hasard, quoi. Mhm. Elle a Mm. toujours gardé ses distances comme ça, un petit peu Björk, par rapport à La pop. Madonna. Mais je sais que je crois qu'elle avait, je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'elle avait vu Madonna performer Bedtime Stories sur scène Exactement, ouais, et ouais. et qu'elle Oui. était pas souriante. Ouais, elle était un peu perplexe. Parce Oui. qu'elle a dû se dire: «Attends, moi j'ai écrit cette chanson, tu as vu ce qu'elles m'ont fait?» c'est ouais, bah, ouais. Bah, surtout que Madonna, au Brits, elle a performé sur le remix de Junior Vasquez, Oui, Tout en à fait. plus. qui est quand même assez éloigné de l'univers de Björk, en fait. Bah, disons que la vibe est complètement différente, l'atmosphère n'est plus la même. Ouais, exactement. Ouais, donc je comprends. Exactement. Puis elle dit oui, je veux plus travailler avec 4 producteurs, mais dans Rebel Heart, elle engagera plusieurs producteurs, MDNA aussi, donc bon, elle se contredit, quoi. Ouais, mais après, c'est des albums usines ceux-là, donc je pense que c'est pour ça. Surtout Rebel Heart, ouais. Ouais, ouais. Oui. Ouais. On retrouve pas cette cohérence, en Oui. fait. Non, non, c'est vraiment des sons qui sont dans leur propre univers et qui sont balancés les uns à la suite des autres pour espérer, je pense, avoir quelque chose qui en ressort. Oui. Puis c'est une excuse pour partir Mais en après, le tournée. processus créatif était complètement Mm. différent. Oui. On en Donc reparlera de oui, tout ça. Hein. dans fort longtemps. L'enregistrement de l'album Bedtime Stories est un peu particulier pour Madonna. Pourquoi? Comme tu l'as dit, Christophe, elle enregistre avec plusieurs producteurs différents, alors qu'avant elle travaillait avec un ou deux producteurs. Elle travaille donc avec des équipes différentes et dans des villes différentes, par exemple à Atlanta,
avec Austin, à New York avec Dave Hall et Los Angeles avec Babyface. En fait, cette manière d'enregistrer le disque à millénaire de la Madone à rude épreuve, comme elle a dit dans le livret du disque, je la cite, faire cet album a été un véritable test pour ma santé mentale et ma stabilité. Je remercie mon assistant personnel de prendre soin de moi et de m'empêcher de faire quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Elle disait aussi durant des interviews, il y avait des moments où je voulais m'arracher les cheveux. J'ai l'habitude de travailler avec un seul producteur. Au lieu de ça, j'ai continué à changer de producteur et je me suis retrouvé à travailler avec de très jeunes personnes. C'était très dur pour moi. Je me suis converti en babysitter la moitié du temps. Bah, c'est sûr que ça devait pas être de tout repos, quoi. Mais elle a réussi à enregistrer un album quand même. Et après, en vrai, vu l'album, ça valait le coup, hein. Carrément. Mais je trouve que le processus créatif du disque est intéressant dans le sens où Madonna a expliqué dans le magazine Icon qu'elle essayait de juxtaposer sa manière de chanter et sa sensibilité au hip-hop et de faire en sorte que le produit final sonne comme un album de Madonna entre guillemets. Comme si pour elle, c'était important que le produit final soit cohérent, surtout quand elle collaborait avec plusieurs producteurs, tu vois. Et pour le coup, le résultat est réussi, Oui. quoi, parce que l'album, il est cohérent et homogène, quoi. Oui, après je t'avoue qu'à contre-coup, aujourd'hui, quand on a quand même Bedtime Stories qui sortent Mhm. avec Sanctuary, tu te dis: «Ouh là, on est en train de monter dans un vaisseau extraterrestre, on part sur quelle planète?» Parce que vraiment, je trouve que ça marque une profonde, différence avec, les sons qu'il y a avant, autant dans le style que dans l'atmosphère et l'ambiance. Mais, c'est des sons qui sortent du lot après, tu vois, Mm. ceux-là. C'est des mo enfin, on va dire, ce sont des monuments à part entière, voilà. Ils sont vraiment dans leur coin, au fond du parc et tu là en mode genre: «Ah bah écoutez», tu sais, c'est un peu genre la zone non explorée parce qu'il y en a que 2, on va dire, qui sont comme ça, dans l'album, parce que tout le reste, il reste quand même assez cohérent, cohésif, mais les 2 derniers, c'est vraiment la petite surprise de fin en mode genre: «Attendez, on part sur quelque chose d'intéressant là». Et je trouve aussi qu'il y a dans cet album-là, il y a à la fois des chansons pour les États-Unis, voilà, Take a Bow, Secret, etc. Et puis il y a ce côté européen massif de Bedtime Ouais. Story qui est hyper européen. En fait, c'est un son vraiment européen. Ah oui, oui. D'ailleurs, ça n'a pas du tout marché aux États-Unis ce son-là. Alors que voilà, on sent la touche quand même européenne dans cette musique. Et c'est bien qu'elle ait fait ce grand écart parce qu'elle est aussi énormément influencée par l'Europe, hein, Madonna. Ok, oui. Oui. Oui, puis en plus, c'est de la moi je considère 1, 2, 3, je considère cette chanson-là comme de la house, mais plus le côté vraiment, on va dire, ambiant, même parfois un peu trance, mais ça reste quand même sage, enfin ça reste Mm. sage. Parce que du coup, ça te met vraiment dans cette espèce de côté, voilà, tu enfermé dans une bulle quand tu écoutes cette chanson. Ça, c'est clairement des choses qu'en Europe, nous, on adore, hein. C'est vraiment, au Royaume-Uni et cetera, ça, c'est vraiment des trucs, on aime quoi, on est présent, on est là pour ça. C'est quelque chose de très intéressant de sortir ça, surtout en 95, parce que enfin 94 du coup, parce que c'est tellement inattendu, surtout pour du Madonna, quoi. Mais en même temps, c'est logique parce que ça reste lié un peu à ce monde de l'underground, tout ça, Ouais, quoi. Donc exactement. Mm. encore une fois de plus, on assiste encore à du Madonna qui prend dans l'underground pour le mettre dans le mainstream. Exactement. Et elle montre ça aux yeux du monde, surtout avec la popularité qu'elle avait à l'époque-là, hein, d'ailleurs toujours aujourd'hui. Elle montrait ça aux gens, c'est vraiment en plus le nombre de producteurs qui existent, qui sont tellement niches dans ces domaines-là de la musique house, et cetera, et qui font des sons vraiment trippy à souhait, et que c'est soit mélangé comme ça avec de la pop et que ça en sorte sur un disque, bah, qui a une voilà, qui est fait pour une certaine audience, qui est fait vraiment pour le grand public, bah, c'est quand même vachement risqué et osé aussi quand même. Donc c'est parce que pas tout le monde aime ce genre de musique-là. Mais je crois que Madonna aime profondément la musique un peu expérimentale, underground, surtout britannique, Ah oui, oui. parce qu'à l'époque, Oui, bon, elle dirigeait aussi Maverick. Oui. Et moi, je me oui. rappelle elle voulait absolument bosser avec Prodigy, par exemple, Oui, qui étaient vraiment, eux, très underground. Ils l'ont reçu, enfin, elle les a reçus dans son bureau, etc. Mais ils n'ont jamais travaillé ensemble parce que là, c'était trop différent, je pense, pour Prodigy. Voilà, elle a toujours eu cette fibre de oui. l'underground, un peu house techno, en fait. Oui, et en plus elle passait enfin, j'avais lu qu'elle passait vraiment sa vie tout le temps, voilà, avec la musique, tout ça, qu'elle dansait très souvent, même quand elle était plus jeune, tout ça, donc c'est de la musique faite pour, d'un côté. De toute façon, ça fait toujours partie de son ADN depuis le début, hein, le monde du clubbing et cetera. C'est vraiment du Madonna à 100 dans ses sonorités. Mais là, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment des sons qui sont que moi je considère intemporels et un peu avant-gardistes parce que c'est pas tout le monde a réussi à arriver à des sons de ce type-là avec autant de richesse, on va dire, voilà, dans la production et tout ça.
Parce que Bedtime Stories, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécifique, hein. Moi qui passe ma vie à écouter des sons comme ça, de la trance, de la psytrance et j'en passe, c'est des sons comme Bedtime Stories, c'est très rare, très, très rare. J'en ai épluché des millions de CD comme ça et des choses comme ça de ces périodes-là et j'avoue que c'est rare. C'est très rare. Et ça m'avait surpris au début que c'était Björk qui était derrière, sachez-le, parce que je m'attendais pas à ça. Mais c'est une agréable surprise. Voilà. Mais Bedtime Stories, c'est vraiment un ovni, hein. Et elle adorait ce titre-là. D'ailleurs, elle a nommé l'album sur ce titre-là. Et Mm. d'après ce que j'avais lu, alors je sais pas si vous avez l'info, mais elle voulait sortir Bedtime Story en deuxième single après Secret. Oui. Avec le clip et les délais avec les effets spéciaux, etc. Ça s'est fait beaucoup plus tard. Donc elle voulait vraiment que ce soit pas une queue d'album, mais quelque chose qui soit prioritaire quelque part dans son choix de single. Oui, et en plus, ce qui me fascine, c'est quand même de se dire que ça reste une artiste pop, quoi. Derrière, voilà, il y a les majors, et cetera. Il y a une sphère de la pop. Il faut tout le temps avoir des sons qui sortent du lot, et cetera. Et là, franchement, je trouve que quand on dit il faut penser hors de la boîte, elle était dans la boîte, mais elle pensait hors de la boîte. C'est parce que je fais référence au clip, mais c'est c'est impressionnant. Moi, quand j'ai écouté Bedtime Stories pour la première fois de ma vie, quand j'ai écouté ce son, je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Parce que j'ai trouvé ça tellement, ma bouche elle est tombée en mode genre: «OK, d'accord. Quelle année? 94. Tout va bien, c'est normal, c'est Madonna». C'est choquant parce qu'en plus, on va en reparler après quand on parlera de la chanson spécifiquement avec les paroles et tout, mais c'est tellement il y a comme une espèce de début d'âme de Aeroflight Mm. là-dedans et celle-là où moi genre je commence un petit peu à avoir les warnings qui se déclenchent, quoi. Donc j'apprécie beaucoup parce que ça sonne très trip-hop et très lounge, tu vois, par exemple aussi dans l'idée, hein. Oui, bien sûr. Mais ça ne l'est pas. Aux alentours du mois de mai 94, les chansons sont écrites sous une forme de démo. Il ne reste plus qu'à la pop star d'aller enregistrer et produire les titres dans les studios. Fin mai 94, chose que je savais pas, que j'ai apprise dans le Madonna Songbook de notre cher Giulio Mazzoleni, Madonna avait fait une vidéo s'adressant aux Sales Forces de Warner Music. En gros, durant une conférence où étaient présents les représentants de la Warner, Madonna elle a fait une vidéo dans laquelle elle parle de l'album qu'elle est en train d'enregistrer. On écoute un petit extrait. J'étais très discrète ces derniers temps, donc je voulais juste vous rappeler que j'existais. Je sais que vous allez adorer cet album, et vous serez aussi ravis d'apprendre qu'il n'y aura aucune allusion sexuelle dans cet album. Non pas parce que j'ai honte, non pas parce que j'ai changé, j'ai épuisé ce genre, pour ainsi dire. C'est une toute nouvelle moi. Retour aux sources. J'ai été à Atlanta travailler avec Dallas Austin, qui est très talentueux comme moi. Et quand j'aurai fini ici, j'irai à Los Angeles travailler avec Nelly Hooper et Babyface. Je ne sais pas du tout l'existence de cette vidéo, hein, franchement. En fait, elle a fait pour rassurer les représentants C'est de la rare. Warner, quoi. Pour leur dire que ça ne sera pas un Erotica 2.0. Et en plus, dans la vidéo, elle est sur un canapé avec sa petite nièce, si je me rappelle bien, Jessie. Et Jessie, ouais. ouais. Et ça me rappelle un peu la pochette du premier single, en fait, dans son canapé aussi, bon, avec un autre look, mais Oui. voilà. C'est bizarre comme message, mais à l'époque, c'était, elle en a fait d'autres, hein, des messages comme ça pour la maison de disques un plus tard. Je sais pas, il doit y avoir peut-être je sais pas, un cours interne où tu peux dialoguer, etc. Mais en même temps, c'était un moyen de faire une petite promo aussi, hein. Après l'enregistrement de l'album ainsi que le mixage du disque, il ne restait plus à Madonna que de choisir les chansons qu'elle allait finir sur l'album et à faire une bonne tracklist, une bonne liste de chansons. Enfin, le disque est passé par l'étape de mastering, c'est-à-dire de finalisation. Tout était finalisé à temps pour l'anniversaire de Madonna. Bravo. N'empêche, les fans ont été chanceux à cette époque puisqu'ils n'ont pas attendu longtemps avant qu'elle ne sorte un nouvel album, hein. C'est vrai, parce que ça s'est fait directement en 94 pendant quelques mois, quoi. Alors que nous, on doit attendre maintenant 3, 4, voire 6 ans avant d'avoir un nouveau disque entre nos mains, quoi. C'est vrai. Ah là là, c'est comme ça. Que serait un album sans promotion et sans single? En août 94, Madonna délivre un message à ses fans sur une nouvelle invention qu'a créé l'homme, Internet. Dans ce message, la chanteuse parle de son prochain single, Secret. Écoutez. Bonjour les cyberheads. Bienvenue dans la version 90s de l'intimité. Vous pouvez m'entendre. Vous pouvez même me voir.
mais vous pouvez pas me toucher. Vous reconnaissez ma voix? C'est Madonna, souvent imitée, mais jamais égalée. Ou devrais-je dire, souvent héritée? Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier audio de mon nouveau single Secret, extrait de mon nouvel album Bedtime Stories, qui sortira le mois prochain. Je viens de tourner le clip à New York et j'en diffuserai un extrait en exclusivité sur Internet. Revenez bientôt pour le découvrir. En attendant, pourquoi ne pas m'envoyer un message pour me dire ce que vous pensez de la chanson? Et en fait, ne croyez pas ces imposteurs qui se font passer pour moi sur Internet. Rien ne vaut l'original. Peace out. Ah, les débuts d'Internet, hein. Une époque qu'on n'a pas connue. Ah là, il faut remettre ça dans le contexte, hein, parce que sincèrement, je ne sais pas qui en France a entendu ce message. Parce qu'à l'époque, Internet, il y en avait très très peu qui l'avaient. Ça coûtait Oui. extrêmement cher. On payait à la minute. Oui. On payait. Moi, j'avais des factures. Je me rappelle. J'ai eu Internet vers 96, je pense. Et déjà, ça coûtait extrêmement cher. On avait des factures de téléphone incroyables, hein. En plus, c'était pour AOL, si je me rappelle bien ce Oui, message-là, parce que c'était vraiment l'opérateur vraiment le plus puissant à l'époque. Donc, je sais pas franchement peut-être qu'aux États-Unis ils l'ont plus entendu, mais en France, on l'a pas entendu, quoi. complètement. Le message était en effet diffusé sur AOL, en effet, l'un des premiers fournisseurs d'Internet au monde. À l'époque, moins de 15% des personnes disposaient d'Internet chez eux. Mais en tout cas, c'est chouette qu'elle ait fait ça, quoi. Elle adapte sa communication aux nouveaux outils de communication émergents dans la société, quoi. Donc c'est beau à voir. Ah, c'était une des premières à le faire, hein. C'était vraiment une des premières à le faire, hein. C'était vraiment un tout nouveau média, hein. Complètement. C'est Et vrai, il y avait aussi c'est un vrai. extrait de la chanson qui était disponible sur Internet. Happiness lies in your own hands. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. On sent que ça vient des années 90, hein. Secret est donc le premier single de Bedtime Stories, le single préféré des auditeurs. Je précise, j'avais lancé un sondage sur Instagram cette semaine demandant aux gens quel était leur single préféré de Bedtime Stories et ils ont répondu à 39% Secret pour information. Et d'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram @Madonna la rétrospective pour participer à ce genre d'initiative et suivre l'actualité du podcast. Alors la B-side du single, c'est Let Down Your Guard. Ah, On parlera de cette chanson dans un futur épisode. oui. Patience les gars. D'une durée de 5 minutes et 4 secondes, la chanson étonne de par son côté R&B, acoustique aussi. On n'avait encore jamais entendu Madonna comme ça. Rien que ce titre marque un tournant chez la pop star. La chanson était à la base écrite par Madonna et Shep Pettibone avant que ce dernier ne soit écarté du projet. Lorsque Dallas Austin est arrivé dans la course, il a changé la composition du titre, ce qui fait qu'il soit ajouté dans les crédits de la chanson. Pour en savoir plus sur les origines de Secret version Pettibone, on vous donne rendez-vous dans le futur épisode sur les démos outtakes et remix de l'ère Bedtime Stories. Alors moi ce que j'aime dans Secret, c'est déjà sa pochette. La pochette du single, prise par Patrick Demarchelier, qui avait déjà photographié la pop star à l'occasion de l'album I'm Breathless. La chanteuse se révèle classe, assise sur un sofa, le regard dirigé vers nous. La photo est en noir et blanc, la photo respire la classe, l'élégance. J'ai d'ailleurs le single en version cassette. Je suis très content. Il y a un côté rétro associé à cette photo, je trouve. Le look de Madonna ainsi que sa coiffure était comparé à ceux de l'actrice américaine Jean Harlow, actrice que Madonna a citée durant le pont musical de Vogue d'ailleurs. Secret reçoit un bon accueil au niveau des charts. La chanson est numéro 1 au Brésil, au Canada, en Finlande, en Suède, numéro 3 en Italie, aux États-Unis et numéro 2 en France. Là, on peut dire Cocorico. Cocorico. N'importe Voilà. quoi. Quelle honte. Comme quoi, Madonna elle était peut-être traînée dans la boue par les critiques et les médias. Elle a réussi ce tour de force. Que pensez-vous de la chanson, messieurs? Honneur à l'invité. Christophe, tu en penses quoi déjà de Secret? Honneur à l'invité. Alors, moi, j'adore Secret. C'est vraiment, pour moi, c'est une pépite absolue. Voilà, ça a été vraiment une rupture aussi musicale avec une image à la fois romantique, même si Madonna n'aime pas trop ce terme-là parce qu'elle dit qu'elle a toujours été romantique, mais également très urbaine.
Moi, j'associe toujours la chanson et son clip. Et je trouve que le Oui. choix de Melody McDaniels en réalisatrice, c'était vraiment, vraiment un super choix. Et ça montre aussi qu'elle n'a pas perdu sa fougue, Madonna. Parce que dans le clip, elle a bien choisi Melody parce qu'elle avait fait un travail sur des personnes atypiques. Elle avait déjà fait pas mal de vidéos sur des personnes atypiques. Et là, on voit dans le clip un travesti, on voit un proxénète, un membre de gang, ce qu'on appelle des freaks, enfin des personnes un peu étranges, atypiques. Et tout ça dans le Harlem en noir et blanc en plus. Et donc, il y a une vraie vision, je trouve, de Madonna. Et donc, moi, la chanson, je l'adore. Je l'adore. Elle est incroyable. Elle est intemporelle. Je trouve elle ne Mm. vieillit pas, cette chanson. On ne la voit pas vieillir, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment une pépite absolue, quoi. Et toi, Logan? Moi, j'aime beaucoup Secret, je trouve qu'elle est bien, elle est réussie et puis, bien sûr, voilà, ces gros kicks de drum, qui tombent à chaque fois, j'adore. J'adore parce que ça rajoute vraiment, voilà, ce côté hip-hop dont on parlait au début, un peu dans l'idée. C'est une chanson qui est, belle, belle, mais après c'est pas vraiment le genre de chanson que tu vas pouvoir, par exemple, mettre en boîte de nuit ou des trucs comme ça, tu vois? Comparé à d'autres singles qu'on a pu voir, voilà. Là, on est Ah, vraiment c'est encore sur sûr. un autre registre. Je trouve que c'est une expérience quand même de l'avoir avec le clip Secret, parce que le clip vidéo, voilà, il est très élégant, il est en Mm. noir et blanc, et comme le disait Christophe, ça montre voilà des gens de la vie de tous les jours entre guillemets, du moins d'un certain milieu, de certains milieux, pardon. Donc ça met toujours en avant voilà des communautés, et puis en même temps, ça rend toujours Madonna un peu plus dans un environnement accessible. Voilà, genre une chanteuse qui est accompagnée voilà de musiciens, on voit des rues de New York, et puis elle, on la voit marcher, etc. Elle fait partie de l'environnement dans lequel elle se situe. Donc tout ça, c'est très artistique. Encore une fois de plus, très artistique, et puis c'est fait de manière esthétique. Et ça rejoint complètement la direction artistique de Bedtime Stories, qui reste vraiment sur du chic, luxe, sans trop en faire. Un peu avec une sorte de recul, un petit step back, tu vois. Ça reste aussi charmeur dans l'idée. La manière dont c'est fait, tout ça, donc c'est important et puis ça joue beaucoup, voilà, les parties du corps, les mouvements, l'intensité des mélodies. Ça me fait penser aussi à Smooth Operator de Sade, pour certaines raisons, je sais pas lesquelles, mais ça m'y fait penser. Et oui, ça montre bien, en fait, qu'on arrive dans une autre section, une autre mise en scène, un autre mood, un autre univers, voilà, et je trouve que le clip retransmet bien tout ça. Oui. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Logan, parce que justement, quand tu dis que la chanson est lente, je me Oui, rappelle qu'au oui, backstage des oui. MTV Awards, la journaliste a interpellé Madonna en lui disant: «Mais vous sortez une chanson lente, vous allez tourner avec?» C'était vraiment inhabituel, hein, de la part de Madonna d'avoir une chanson aussi lente. Et Madonna lui a répondu: «Mais c'est pas lent et de toute façon sur scène, je ne fais pas que danser, je Ah peux oui, aussi oui, oui. m'asseoir et chanter». Voilà. Mm. Et le pendant de ça, c'est que, il faut pas oublier, on en parlera peut-être, là ou dans un autre épisode, mais les remixes de Secret sont incroyables. Ils transforment la chanson. Et moi, je me rappelle à l'époque, je commençais à sortir en club. Et en club, enfin, les mix passaient et c'était la folie. Enfin, c'était vraiment pour moi le top du remix. À l'époque, c'était vraiment, les remixes de Vasquez étaient vraiment ce qui se faisait de mieux, quoi, en fait, vraiment. Ah bah oui, là on rigolait plus, hein. Ah, c'est clair. Et vraiment, vraiment, les remixes ont donné une autre envergure aussi à cette chanson. C'est-à-dire qu'il y a la version originale qui est très douce, etc. Et qui correspond bien aussi Oui. au, au message. Alors moi, j'aimerais bien discuter avec vous du message de Secret. Et notamment, bon, quel est le Ah, secret, hein, parce qu'il y a eu pas mal de débats à l'époque, hein. On se disait, mais c'est quoi le secret de Madonna? Il y a deux hypothèses. Il y en a un qui est quand même, à mon avis, plus fort que l'autre. C'est le désir d'enfant qu'on retrouve beaucoup dans le clip. C'est-à-dire qu'à mm. la fin, on voit qu'elle rejoint quelqu'un qui a un enfant. Voilà. En 94, dans The Face, l'interview, elle a dit oui, je sens. On lui a posé la question, est-ce que vous voulez un enfant? Oui, je sens l'horloge tourner, j'ai de l'anxiété, ce qu'elle dit. Et en octobre, donc pendant la promo de Secret, elle a défilé en France avec Gauthier au musée des Arts forains avec un landau.
Enfin, donc on a l'impression que c'est quand même une C'est métaphore vrai. assez filée quand même, hein, ou alors c'est beaucoup de coïncidences. Donc il y a ça et il y a tout ce côté aussi, baptême, rédemption où elle est baptisée dans le clip et puis il y a C'est vrai. toujours des images qui m'ont toujours, interloqué. On voit au bout d'un moment, on voit 2 hommes qui semblent en manque d'héroïne parce qu'ils se caressent le bras comme si voilà, ils voulaient une injection et elle reproduit également le mouvement. Donc je sais pas, je dis pas qu'elle se droguait et cetera, je ne pense pas du tout, mais il y a ce côté, à la fois baptême, rédemption, damnation, enfin, quelque chose autour de la spiritualité qui est super fort dans le clip. Je sais pas ce que vous en pensez? Ah, et dans le texte. Et dans le texte. Bah, de toute façon, on y reviendra dans l'analyse de l'album, mais c'est vrai qu'il y a un côté spirituel attaché au texte de Secret. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse aussi. On a quand même une présence, un avant-goût de Frozen avec cette chanson, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même un sacré dans le refrain, hein. Oui. Bah, dans I Remember aussi. C'est vrai. Et c'était vraiment la période du humming de Madonna qui était très présent à partir de là, hein. Donc on aime, on apprécie ce détail, voilà. Annonciateur quelque part. Bah, c'est ça. De toute façon, c'était ce que j'avais dit un peu au début, c'est que c'était vraiment un album qui te mettait sous les draps avant d'avoir le feu d'artifice dehors. Voilà, c'est la nouvelle expression de la journée, mais c'est celle-là. J'adore tes expressions. Et il y a une autre chose aussi qui me semble importante, c'est, le look de Madonna dans le clip. Oui. Au départ, elle avait une coiffure assez afro en fait, qu'on voit dans les b-rolls, sur YouTube. On voit cette coiffure-là, il y a quelques photos prises avec cette coiffure-là et la réalisatrice lui a demandé, elle osait pas au départ, hein, lui demander, mais au bout d'un moment, elle l'a fait, de modifier sa coiffure pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, en fait, plus romantique. Et ça montre aussi le positionnement de Madonna sur ben, ce qu'elle attendait de l'album, c'est-à-dire d'avoir une coiffure un petit peu, je sais pas moi, Harlem, urbaine, etc. Alors qu'elle est partie ensuite sur quelque chose de plus classe, en fait. Et puis, dernière chose, il y a quelque chose qui m'a toujours fait sourire un peu, c'est une petite anecdote, c'est à partir de ce clip-là qu'on voit toujours les petits colliers où il y a écrit Oui, Madonna, en fait. Mmh. C'est à partir de là qu'elle a adopté ces colliers-là, qu'elle a c'est toujours, hein. vrai. Oui. Secret reçoit de bonnes critiques. Par exemple, pour Billboard, le mixage riche et complexe de l'album commence par une intro acoustique qui débouche sur un rythme funk R&B langoureux, alors que Madonna livre une performance solide qui met en valeur sa gamme vocale grave de plus en plus puissante. Un arrangement méticuleusement tissé de couleurs quasi psychédéliques et d'éléments hip-hop bruts se déploie. Naturellement, le refrain est un pur bonbon pop qui reste en tête après une seule écoute. Alex Needham du magazine NME a qualifié le titre de pépite sous-estimée. Alan Jones, quant à lui du magazine Music Week, dit que Secret se caractérise par une excellente utilisation des cordes et un chant maîtrisé, pas particulièrement immédiat, mais un morceau qui s'apprécie au fil des écoutes. Moi je suis d'accord avec lui dans le sens où c'est un grower Secret. C'est-à-dire que plus tu l'écoutes, plus tu aimes la chanson, plus elle se dévoile. Oui. C'est des chansons qu'on appelle des growers en fait. C'est pas des trucs instantanés. Dans le cas de Secret, c'est clairement une chanson qui. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour Secret, je t'avoue, hein, parce que j'étais tellement obsédé par Forbidden Love que j'avais complètement oublié le reste. Mais en fait, c'est une chanson qui est underrated parce que, encore une fois, tu en entends peu parler, hein, aujourd'hui. Elle a peu chanté en concert aussi. Ouais, en plus, elle est underperformed, on l'entend plus, du coup, c'est genre, on en veut, tu vois. Mm. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. on découvre aussi une facette de la voix de Madonna quand elle chante dans les graves, dans les couplets. Le chant est maîtrisé. Comme le dit Alan Jones, et ce que j'aime aussi, ce sont les qui seront une des marques de Oui. fabrique de la Madonna dans ses chansons, sans compter la guitare acoustique qui apporte un côté limite cosy au titre, saisonnier, limite Oui, automnal quoi, et doux. oui, Et la mélodie est très classe. oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue songwriting, vraiment purement songwriting, normalement dans les structures des chansons populaires, alors attention, parce que ça a pu changer aujourd'hui, hein, mais généralement, en fait, quand tu écris une chanson, le pont est censé te donner en fait Mhm. des indications par rapport à ce dont tu parles dans les couplets, etc. Sauf que là, dans le cas de Secret, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bridge dans la chanson.
Et je trouve que c'est encore mieux parce que du coup, on n'a pas d'informations sur par rapport au secret, tu vois? Elle dévoile rien. Ça reste très en mode un peu mielleux comme ça, elle en parle, tout ça, mais on sait pas en fait. On sait pas de à quoi elle fait référence. Donc ça laisse place à l'imagination, tu vois? Mais je trouve que d'un point de vue structure et choix, ça fait sens. Et ça, c'est intéressant de le noter quand même. Oui. Et on sait pas en fait quel est le secret en fait. C'est ce qui le rend Non, mystérieux on quoi sait pas. comme titre. Ouais, oui. On le saura pas quoi. Ça laisse place à l'imagination, aux théories. Oui, et puis en même temps, ça rajoute ce côté un peu, où tu te dévoiles pas, tu vois? Tu restes vraiment en surface. Et c'est un peu la vibe qu'a aussi, bah, la direction artistique de l'album, quoi. C'est des choses qui vont être Mmh. vraiment, en surface comme ça, sans trop forcément dévoiler, tu vois? Et c'est plutôt pas mal. J'aime Mmh. bien. Impossible de parler de Secret sans parler du clip. Moi, je l'adore. Il est réalisé, comme tu l'as dit, Christophe, par une certaine Mélodie McDaniel. Je la connaissais pas avant de faire cet épisode, je vous avoue. En fait, c'est une photographe de visuels d'albums. Elle avait fait des clips aussi, notamment pour le groupe The Cranberries. Madonna avait été séduite par un de ses courts-métrages dans lequel la réalisatrice mélangeait le thème du baptême religieux au rite vaudou. Dans un Mmh. entretien accordé à Lucy O'Brien pour Like an Icon, McDaniel a dit, je cite, Madonna avait à l'époque un look blond à la Jean Harlow. Je voulais mélanger ce mélange hollywoodien classique avec l'audace du contemporain moderne, mais en lui donnant un aspect intemporel. J'ai essayé de trouver quelque chose de différent, quelque chose de réel. C'était génial d'avoir cette opportunité, mais j'étais terrifié. Je passais de jeunes artistes à une icône. Je pense qu'elle a été attirée par le côté brut de mon travail. Toujours dans Like an Icon, on apprend que McDaniel avait présenté à Madonna des images de son photographe préféré Bill Burke afin de lui montrer les références auxquelles elle s'appuierait pour le clip de Secret. Petite anecdote, Madonna avait à la base une autre coupe de cheveux, comme tu l'avais dit Christophe, des cheveux bouclés très glamour. Mais Melody McDaniel lui a suggéré de partir sur une autre coupe de cheveux, le French Twist, pour coller davantage à la vibe spirituelle du titre. Et je trouve que cette coupe, ça lui va mieux, à Madonna. J'aime beaucoup ce clip qui mélange la simplicité et la sobriété. Le simple fait que le clip soit en noir et blanc apporte un côté brut à l'ensemble. Pareil pour la réalisation avec des gros plans parfois sur les personnes qui renforcent le naturel du clip. Madonna est à Harlem avec les habitants et quelque part, ça fonctionne de la voir se promener dans les rues de Harlem avec tout ce monde. J'aime particulièrement les moments où elle est dans le club de jazz et qu'elle chante. On l'avait encore jamais vu comme ça auparavant. Et l'aspect religieux, spirituel est bien retranscrit, bien présent là aussi à Ouais. certains moments de la vidéo. Pour moi, c'est une grande réussite, hein, d'une grande classe qui complète, qui illustre très bien la chanson, quoi, quelque part. Donc pour moi, c'est un grand oui. Le clip de Secret est diffusé pour la première fois le 4 octobre 1994 sur MTV, où il a été diffusé plusieurs fois, soit quelques semaines avant la sortie de Bedtime Stories. Et quant à l'album, il sort le 25 octobre 1994. L'album débute à la troisième place des charts américains, derrière Snoop Dogg et Boyz II Men. La semaine de sa sortie, Bedtime Stories se vend moins bien qu'Erotica, 145 000 ventes contre 167 000 pour Erotica. Le disque n'atteint la première place des charts qu'en Australie. Il est numéro 2 en Finlande, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en France. Cocorico, encore une fois. J'adore. Et numéro 5 en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Espagne. Au total, Bedtime Stories s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. C'est une estimation, dont 200 000 ventes en France quand même. Erotica, en Et comparaison, s'était vendu à environ 6 millions d'exemplaires, donc il y a une petite amélioration d'1 million d'exemplaires. Quoi qu'on en dise, pour du Madonna, c'est pas un score mirobolant, quoi. oui. Comment expliquer ces chiffres de vente? Est-ce que c'est encore lié au scandale du sexbook qui a plané sur cette terre quand même, ou est-ce que Madonna n'a pas réussi à transformer complètement l'essai Mmh. avec le R&B? C'est encore une fois plus, c'est une prise de risque parce que c'est du R&B. C'est pas un terrain forcément sur lequel les gens vont l'attendre du tout et encore moins après ce qui s'est passé avec Erotica parce que dans l'esprit des gens, j'imagine que ils en pouvaient plus ou que c'était vraiment genre, comme l'avait dit Christophe au début, la personne à abattre. Donc c'est quand même sorti un peu de temps après et vu le raz-de-marée Mhm. que c'était, je pense que dans l'esprit des gens, c'est encore présent. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est un peu l'album de transition avant la renaissance absolue dont on parlera après, quoi, l'album suivant. Je pense que ça commence à mettre un peu un pansement, un petit peu en mode genre, hop, on va passer sur un autre sujet, mais c'était pas encore totalement à 100%. Voilà. Il n'y a pas encore eu, je pense, tout à fait ce déclic avec le grand Ouais. public en mode genre, ah ok, Madonna, bah, c'est autre chose que la personne du sexbook, quoi. Voilà, dans l'esprit des gens.
Parce que tu vois, ça peut vraiment être perçu Hmm. comme une manière peut-être de détourner l'attention ailleurs, tu vois? J'imagine, hein. Et pour toi, Christophe? Bah, moi, je trouve qu'on est. Madonna, elle rentre dans sa deuxième décennie, parce qu'on est en 94, voilà. Oui, Donc, il faut renouveler peut-être aussi la oui, fanbase, hein. Il y en a qui sont Mmh. beaucoup partis avec Erotica. Moi, je me Oui. rappelle, oui. par exemple, j'ai parlé de ma sœur au départ, mais Mhm. Erotica, ma sœur n'a pas du tout aimé, alors qu'elle était super fan de Madonna. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a, au fait. Mais après, il y a quand même Take a Bow qui va cartonner. Donc, Mhm. quelque part, il y a peut-être cette lancée de l'album. Au départ, ça marche moyennement, puis après, hop, ça va prendre avec Take a Bow. Voilà. Mais je voulais juste revenir sur le clip de Secret. Pour la première fois, si je dis pas de bêtises, on a quand même un deuxième clip. On a un clip remix. Oui. C'était fait par Danorama à l'époque, Danorama, ouais. avec des images inédites. C'est-à-dire que le clip remix a des images qui ne sont pas dans le clip original. C'était quelque chose d'assez nouveau, hein, de faire des clips remix. Il n'y en a pas beaucoup qui faisaient ça. Et je trouve que c'est venu appuyer le côté club aussi de la chanson. Et c'est Mhm. peut-être ça aussi pour les. Voilà, c'est une niche quand même, les clubs remix. Et peut-être que ça a pas forcément plu au grand public, quoi, en fait. C'est pas une chanson grand public, Secret, alors que Take a Bow, c'en est une, quoi, en fait. Oui. Bah, Take a Bow est plus accessible, ouais, que Secret. Hmm. Oui, oui. D'ailleurs, les remixes de Take a Bow sont beaucoup plus discrets, on va dire. Oui. C'est pas des dance clubs, Mhm. quoi. Non. Et ben, au final, il n'y aura pas de tournée pour défendre l'album puisque Madonna va jouer le fameux rôle d'Eva Perón dans le film Evita. Et quel dommage hein, qu'il n'y ait pas eu de tournée pour défendre le disque. Et surtout, on n'a pas eu beaucoup de promos. Enfin, je veux dire, à l'époque, il n'y en avait pas trop, hein, comme maintenant. Elle l'a chanté Secret une fois à la télévision allemande avec un Das. Et encore, c'était du playback, mais alors du mauvais playback cette fois-ci. Franchement, elle a chanté Secret et Take a Bow Oui. en playback. Mais c'était vraiment genre, je le fais, j'ai 5 minutes, je le fais, quoi. Mais il y avait rien, il n'y avait pas de chorégraphie, elle Oui. se balançait sur le micro. Voilà, on était sur le service minimum. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Au niveau des critiques, Bedtime Stories est plutôt bien reçu par cette dernière. Dans le magazine The Advocate, Peter Galvin trouve que l'album est magnifiquement produit, avec de nombreux rythmes funky, des claviers luxuriants et des arrangements de cordes grandioses. Pour Tom Brehan du site internet Stereogum, Madonna semble à l'aise et ne dégage jamais cette envie effrénée de plaire, que l'on voit parfois chez les pop stars qui font des choix commerciaux délibérés. Enfin pour Rhys Shrewsbury du magazine et site internet What Culture, Bedtime Story est un exemple excellent de la façon dont Madonna sait intégrer la musique populaire et transformer son image et ses performances autour de celle-ci. Au contraire, Louis Virtel du site internet The Backlot trouve que la production de Bedtime Story est un désastre. Le nombre impressionnant de producteurs dans la salle de montage a donné lieu à un album disparate. Enfin pour Sal Sinkemani de The Slant Magazine, elle dit que Madonna semblait plus intéressée par la littérature et la psychologie humaine que par la biologie sexuelle cette fois-ci. Le mélange de tristesse et de romance dans Bedtime Stories révèle une femme qui aurait peut-être besoin d'une thérapie sérieuse. Oh waouh! Ouais, sympa. Très sympathique. L'album Bedtime Stories est considéré comme l'album le plus sous-estimé de Madonna. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui, un grand oui, oui. En quel sens? Peut-être qu'il a le cul entre deux chaises, si je peux me permettre cette expression, entre Erotica et Reoflat, qui sont deux grands albums de sa discographie, et qu'en comparaison, ben, il se fait plus discret, Bedtime Stories. Je vais débarrer, je vais ouvrir le bal. Selon moi, il est underrated parce que tu vraiment l'impression que c'est le genre d'album, tu sais, c'est comme si tu voulais genre des fraises à Noël, tu vois? Genre il est arrivé, comme tu as dit, dans une période tellement compliquée qu'il fallait quasiment presque tout reconstruire à partir de zéro, tu vois? Dans un sens. Donc, nouvelle audience, nouveau son, nouvelle période, table rase du passé et avancer, avancer, avancer. Et dans un sens, Bedtime Stories, il a transitionné pour nous amener vers du Ray of Light. Et forcément, dans la culture populaire, à travers le grand public, etc., Erotica a marqué, surtout moi, de mon point de vue, de ma génération à moi, voilà, de l'époque où moi j'ai grandi. Erotica a marqué, Ray of Light a marqué, Music, il se fait rare, mais il a marqué, surtout pour les gens qui vraiment kiffent Madonna hein, et qui se souviennent un peu de musique, etc. Mais Bedtime Stories, ça reste rare, quoi. Ça reste rare. Donc, d'un Hmm. côté,
je peux comprendre qu'il passe un petit peu aux oubliettes parce que les gens vont tout de suite se dire, bah, j'ai Erotica et j'ai Ray of Light, tu vois, par exemple. Donc, ils vont plus, ça va plus être dispatché, on va dire, que Bedtime Stories parce que Bedtime Stories, c'est vraiment un point d'interrogation un peu dans sa carrière, tu vois. C'est vraiment quelque chose, tu te dis, intéressant comme virage et tu sais pas trop pourquoi, hein, mais intéressant quand même. Et moi, c'était l'effet que j'avais eu au tout début. Quand j'avais écouté tous ces albums, toute sa discographie, je n'avais jamais entendu parler de ma vie de Bedtime Stories, par exemple. Moi non plus. Ah ouais, Par exemple. Non, mais c'est grave. Mais c'est vrai. Waouh. c'était le cas. Autant Ray of Light, j'avais vu à la télé quand j'étais petit, mais très rarement. Mais Bedtime Stories, silence radio. Et les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était avec le clip de Young Rapunzel d'Azealia Banks, qui était inspiré du coup de la vidéo de Bedtime Stories. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ok Madonna, du coup il y avait un clip comme ça, je savais pas. Mais sans plus. Donc c'est pour ça, je pense que c'est, il n'y a pas eu trop de promotion, il n'y a pas eu trop de choses par rapport à cette période-là. Et je pense que c'est plus parce que c'est contextuel. C'est vraiment un album qui a eu un moment de vie dans l'époque dans laquelle il s'inscrit. Mais il y a tellement d'autres eras qui ont tellement plus marqué l'esprit des gens que ça doit expliquer le pourquoi du comment. Je pense l'album est passé un petit peu entre les eaux. Voilà. Après, moi je le trouve très intéressant et vachement underrated parce que les sonorités et ce qui est proposé, c'était quand même en avance. Voilà, encore une fois, sur ce qui se faisait. Bon, pas trop avec le côté R&B, hein, mais plus pour les autres sons qui arrivent vers la fin. Et honnêtement, dans le visage pop, dans l'horizon pop qu'il y avait à cette période-là, tu te dis, il y a quand même des choses qui méritent l'attention, quoi. Voilà. Donc c'est un album qui reste très artistique, mais qui n'a pas eu trop de controverses ou de quelque chose de choquant, voilà. C'est plus un album qui apaise, qui vient calmer un peu le jeu, plutôt qu'autre chose, voilà. Et après, bien sûr, voilà, niveau sonorité, c'est clairement bah, les Bedtime Stories, comme je disais, Sanctuary et même Human Nature. Hein, c'est ça, c'est les sons pour moi qui, voilà, aujourd'hui, peuvent me faire dire, voilà, cet album est underrated. Parce qu'après, du R&B de 94, bah, les gens vont dire, ah oui, Janet Jackson, ah oui, Whitney Houston, ah oui, Mariah Carey, mais ils vont pas forcément te dire Bedtime Stories de Madonna, tu vois, pour ces références-là. Ouais, moi, je trouve que tu pointes quelque chose, Logan, c'est la place des médias. C'est-à-dire que quand Alexandre a lu, par Ouais. exemple, le fait que Madonna devait suivre une thérapie en tant que critique de disque, hein, on voit encore que les médias sont encore après Madonna sur le même thème que Erotica, c'est-à-dire elle est folle, elle est pas bien, c'est une nymphomane, etc. Et du coup, dans les médias, on a beaucoup moins mis en Oui, avant l'album de Madonna, alors que je trouve que c'est un vrai oui, concentré de Madonna, oui. cet album. On a des titres club, on a des titres house, on a des titres R&B, des slow. On va dire c'est le meilleur de ce que peut faire Madonna, je trouve, dans cet album-là. On a un concentré de son talent et on a quand même des titres qui, même si elle les joue pas à chaque fois dans les concerts, sont des fans favorites quand même. Bedtime Story, Take a Bow, tout le monde le réclame, elle le chantera pas, mais parce qu'elle n'aime pas chanter du blanc. Human Nature, qu'elle a chanté plusieurs fois et à qui elle a associé Britney Spears, par exemple. Et puis Secret, on a quand même des chansons. Et Ouais. puis on a quand même Take a Bow qui a été numéro 1 en 9 semaines. On a quand même un album qui n'a pas été. C'est pas un album qui est pour moi passé inaperçu, mais c'est un album qui n'a pas été relayé par les médias. Et je trouve que contrairement ensuite à la folie Ray of Light, où là les médias ont pas arrêté de l'encenser, etc., en disant c'est une renaissance, etc. Et puis de l'autre côté, la controverse Erotica, où elle était omniprésente dans les médias, là il y avait un creux médiatique, j'ai l'impression. Et c'est en ça que cet album-là, il n'est pas marquant, parce que vous qui ne l'avez pas connu quand il est sorti, on ne retrouve pas énormément de choses par rapport à des controverses, comme tu dis, alors qu'il y en a eu quand même des controverses à l'époque, notamment pour Take a Bow. Tout de suite, même avant que le clip soit sorti, il y a eu une campagne de dénigrement sur le fait qu'elle a encensé la tauromachie, etc., etc. Human Nature également, Oui, qui a c'est vrai. été de nouveau censuré, notamment par MTV. Donc il y a eu encore des controverses. Mais et c'est pour ça que je trouve qu'elle a été maligne aussi à l'époque de faire sa propre promo avec les 2 émissions spéciales MTV. Alors MTV No Bull pour Take a Bow, et puis la célèbre et cultissime Pyjama Party, que j'adore. Franchement, pour moi, c'est Ah un oui, oui, moment phare dans sa carrière. Et je trouve qu'elle a essayé de légendaire. faire des choses, mais qu'elle n'a pas été relayée par les médias.
Après, oui, voilà, en fait, oui, ça rejoint ce qu'on expliquait au début avec tout le côté un peu boycott et comme quoi il l'avait vraiment considéré comme quelqu'un d'over, quoi. Genre, c'était fini, elle avait fini sa enfin, dans leur esprit, c'était: «Il faut l'attaquer elle» et voilà. Mais après, oui, c'est sûr que de mon point de vue avec mon parcours de vie et cetera, moi, j'ai pas vécu l'époque, donc je n'ai que des on va dire «des restes» entre gros guillemets, de tout ça. Mais je trouve que voilà, après, c'était pas des controverses qui étaient non plus du même niveau qu'un Like a Prayer ou même le Sexbook, par exemple. C'était vraiment des choses qui étaient quand même assez, on va dire, «gentilles» entre gros guillemets, parce que moi je déteste la corrida par exemple, mais voilà, c'est je comprends après, beaucoup de choses et puis il faut pas oublier que c'était aussi du R&B, voilà et ça reste quand même un public aussi, derrière, donc c'est encore une fois plus un pari risqué. Parce qu'il faut que les en fait, c'est comme si ouais, c'est comme si il fallait, je sais pas, c'est comme si moi, par exemple, demain, j'allais arriver, j'allais dire: «Bah, voilà, maintenant je fais de la peinture et que je vais essayer de convaincre des gens qui font des expositions de m'exposer», quoi, voilà. C'est un peu, c'est un peu genre, «Salut, je vous vends ce produit-là», sauf que j'en ai jamais forcément fait «avant» entre guillemets, hein et voilà, bonne chance, quoi et il y a encore une prise de risque quand même là-dedans et je pense que ça joue aussi quand même parce qu'il faut comment comme tu l'avais dit juste avant Christophe, il fallait quand même, renouveler l'audience, Ouais, ouais. donc il fallait arriver à séduire cette audience-là justement. Se crédibiliser dans un style, dans un genre qui ne lui appartient pas forcément à la base, quoi. C'est un pari risqué et en plus, bien sûr, avec tous les médias, l'exposition et le côté vraiment où vous attendez, enfin, ils cherchaient un peu la petite bête, quoi, voilà, hein, parce que comme on disait, les critiques musicales qui se prennent pour des psychologues, bon, bah, c'est pas une critique musicale, c'est un avis subjectif de quelqu'un qui est pas content, quoi. Ouais, ouais. De l'attaque. C'est de l'attaque gratuite, voilà. Mm. Parce qu'ils jugent pas, en fait, l'album, ils jugent Madonna. Donc c'est même pas, c'est pour ça que j'avais expliqué dans d'autres épisodes que moi je prenais jamais ça au sérieux parce que pour moi c'est pas voilà, tu peux pas attaquer quelqu'un comme ça Ouais. personnellement et derrière me vendre une critique musicale, genre non, c'est non. Mais il y a peut-être aussi une volonté aussi de Madonna d'avoir une image différente. Et ça me fait penser surtout à l'imagerie de l'album. Le premier photoshoot qui a été réalisé par Paolo Reversi, c'est des images un Mhm. peu éthérées, on la voit même pas coiffée en fait. Et on aura la chance, je pense, à l'automne d'avoir cet IP là qui va sortir avec des images peut-être inédites de Paolo Reversi. Et donc, Oui, la maison de disques n'a pas voulu qu'elle utilise ces images-là. Donc, elle voulait au départ une image différente, un peu casser son image. Comme on dit qu'elle se réinvente tout le temps, elle a peut-être voulu faire autre chose. Et donc, elle a dû refaire un autre photoshoot avec De Marchelier, avec des images beaucoup plus léchées, plus madonesques, quelque part. Mais c'est vrai oui, que la photo, elle et a été utilisée pour un maxi de Bedtime Stories en Angleterre. oui, au Voilà. Oui. Royaume-Uni. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres de ce photoshoot-là. Et je pense il y avait cette volonté de casser quelque chose et d'avoir une image neuve. Elle dit dans le message que tu as passé, Alexandre, sur AOL, It's the new me. Voilà, c'est mon nouveau moi. Il y a peut-être aussi ce quelque chose de dire, ben, je me réinvente, je suis une personne différente et j'essaie de regagner vos cœurs quelque part. Mais tu vois, c'est marrant parce que, justement que tu mentionnes ce photoshoot-là parce que ça me rappelle énormément de enfin, il y a un côté quand même un peu angélique, tu vois, dans la manière de se présenter. Et c'est aussi très surréaliste, je trouve, avec notamment, la photo, tu la vois avec la fleur dans la main et tout ça, c'est très artistique, tu vois? C'est encore une branche artistique bien spécifique, donc ça crée une cassure avec ce que proposait Erotica, 100. Je peux comprendre que la maison de disques, ils aient peut-être dû, enfin, je comprends qu'elle ait changé de photo de couverture parce que les photos qu'elle a fait après, parce qu'elle est sur le lit et tout ça, ça fait plus de sens avec le titre de l'album, par exemple, que ces Mmh. photos-là, tu vois? Même si ces photos-là, il y a ce côté un peu fantomatique, entité, limite la Oui, reine des glaces, quoi. Il y exactement, a un ouais, côté ouais. très froid, mais en même temps très, là, tu vois, par exemple, la reine des glaces dans Le Monde de Narnia? Bah, voilà et ça me fait penser aussi à la chanteuse, Kerly qui avait un look un petit peu similaire dans le clip de Zero Gravity. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je trouve Mhm. que ce photoshoot là, il y a quelque chose, tu vois? Ouais, ouais, et je suis content qu'ils ressortent là, enfin finalement, on va l'avoir. Ah bah, on l'espère, hein. On n'a pas de nouvelles. Même pour nous, pour faire l'épisode sur les démos Outtakes, ça serait bien de l'avoir, quoi. Ah bah, oui, mais t'inquiète pas, on va meubler. Ça va aller. Je pense qu'on peut s'attendre à des choses assez intéressantes, hein. Bah, vous parlerez sûrement des démos, mais Oui, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de Let Down Your Guard.
Il y a la version, la phase B, enfin la phase B, je parle comme un vieux, du single Secret. En fait, c'est la version courte. Je sais qu'il existe une version plus longue et j'espère qu'on l'aura dans cette IP. Voilà, il y a des choses, à mon avis, qui vont nous surprendre, qui vont venir compléter un petit peu cette image Oh bah, de j'espère, hein. l'album J'espère, et j'espère, hein. qui vont Bah l'enrichir. écoute, Parce on n'attend plus que l'annonce de Madonna. on a quand même eu un miracle d'avoir Gone Gone Gone, alors tout est possible maintenant. Voilà. Ouais, moi, je pense qu'on J'espère. aura Pitié, des démos pitié. qu'on n'aura jamais entendues. Donnez-moi. Je pense. Ah non, non, je veux tout. J'espère, Donnez-moi j'espère, tout. j'espère. On verra. On verra bien. Moi, je vois ce disque comme le petit frère d'Hard Candy, What? d'une certaine façon, Ah. pour le côté R&B, je Ah oui, oui, pense. pardon. Bah oui, Mais c'est non, tous les deux des non, disques parce R&B. qu'avec C'est tout. le lien avec les photos, je me suis dit, alors comment ça? Ah Non, oui, non, oui, non, au oui. niveau sonore, Après, je t'avoue que Hard Candy, c'était encore du R&B encore plus, on va dire, moderne, quoi. C'était vraiment dans l'air du temps, ça aussi. Bonbon dur, ouais. oui, ça aussi. Enfin, je termine avec cette citation de Mary Von Howe du magazine Vice. Pour elle, Bedtime Stories est l'album le plus important de Madonna, bien qu'il ait été commercialisé comme une excuse pour le comportement sexuellement explicite de la chanteuse dans le passé. Il offrait plutôt, je la cite, un sorry not sorry lyrique et une réponse aux problèmes des musiciennes qui sont jugées pour leur sexualité Oui. plutôt que pour leur musique. Bien qu'il ne soit pas le premier album qui vient à l'esprit quand on évoque l'héritage de Madonna, Bedtime Stories est le plus pertinent pour bon nombre des débats culturels qui ont encore lieu aujourd'hui. Si elle avait cédé à la demande d'excuses du public, cela aurait pu créer un dangereux précédent quant à la manière dont le public peut imposer le silence à un artiste, et cela aurait permis de maintenir les catégories attribuées habituellement aux chanteuses. Ah bah là, Je pense que les termes ont été dits là. c'est vrai. Ah bah oui, Oui, tout a été dit là. je ne dirais pas mieux. Madonna a fait pas mal de promos pour défendre son album, dont en France, où elle a donné des interviews, mais Ouais. aussi apparu dans l'émission Studio Gabriel de notre cher Michel Drucker. C'était la folie. C'était la folie, cette émission. Et c'était la première émission avec public, en live. C'est-à-dire que d'habitude, elle avait déjà fait une émission avec Drucker 1 ou 2 ans avant, mais c'était enregistré dans un hôtel de Cannes ou voilà, c'était pour True for Dare. Mais là, elle était en live, en direct en plus, et le public était juste, c'était la folie quoi. Et il y avait une vraie pub. C'était vraiment attendu quoi. Justement, l'animateur lui a posé une question sur le changement d'image apporté par Bedtime Stories. On va écouter la réponse de Madonna. Dans votre jeune vie, vous avez déjà fait beaucoup de choses. J'ai l'impression que l'image que vous avez donnée depuis 2 ou 3 ans est en train de changer. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez fait, qui a un petit peu gêné peut-être les Américains, qui sont des gens très puritains, sont des choses que vous regrettez? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été mieux compris en Europe qu'aux États-Unis? Well, you've asked me several questions. Vous m'avez Ouais. posé plusieurs questions là. First of all, Tout d'abord, my image has always changed mon from the very image beginning. a toujours I changé am always in a depuis le state of début. changing. Je suis toujours en changement And if I change, et si je change, it is to please me, c'est not pour me other faire people. plaisir à moi et pas aux autres. So it is not, Et- it is not a reaction to people's Ce n'est pas reaction to une me. réaction aux réactions que les gens I ont always hope that my vis-à-vis de moi. songs and my work are a J'espère reflection toujours que of mes how I'm chansons feeling et at mon that travail time. So sont I just un try to stay reflet true to myself as de an ce que je artist. ressens à ce moment-là. And I have no regrets. Et je n'ai pas de regrets. In the words of Edith Piaf, Je ne regrette rien, pour prendre les mots d'Edith. Très bien. Là aussi, elle a dit les termes. Voilà. C'est toujours hyper intéressant parce que ça montre bien qu'elle va pas se plier à l'exigence du grand public, voilà, là où les gens l'attendent, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va pas, genre si par exemple quand même tout un pays entier va lui dire non, au revoir, bah elle s'en fiche, quoi. Elle reste propre à elle-même et puis bon après je dis qu'elle s'en fiche, c'est façon de parler bien sûr, mais parce qu'elle écoute quand même ce que les gens disent. Mais c'est sa réaction par rapport à tout ça, ce détachement de se dire bah moi je reste une artiste, vous comprenez pas que c'est de l'art, tant pis pour vous, tu vois. Et j'aime bien le fait qu'elle dise qu'elle change pour elle-même, mais pas par réaction face à la vie des gens par rapport à elle. Et ça c'est bien ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons du pourquoi elle a survécu autant dans une industrie comme ça. Hein. Voilà, elle se pliait pas aux exigences des gens. Elle allait pas vers là où les gens l'attendaient. Et ce qui est vraiment super avec cette émission, c'est que
Michel Drucker s'est pas contenté de la facilité en la questionnant sur le côté sexuel de Madonna, etc. Il a voulu peut-être approfondir d'autres côtés d'elle, d'autres aspects de sa personnalité, notamment son amour pour la peinture. Il y a tout un ensemble un moment sur la peinture avec les surréalistes allemands, etc. On la voit jubiler quand elle ouvre des bouquins de peintres. Et ça résonne vraiment avec ce qu'elle nous montre ensuite dans Bedtime Stories, avec ses références aux peintres surréalistes. Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît, et c'est bien qu'une émission française à l'époque valorise un petit peu ce côté artistique de Madonna, ce côté pas simplement la femme qui chante et qui gagne de l'argent, mais l'artiste, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et ça, par contre, ça justement, ce genre de choses, c'est très rare. Surtout pour du Madonna, parce que les questions qu'on lui pose, des fois, je me dis, mais il n'y a pas de recherche en amont, c'est vraiment sensationnaliste à mort, quoi. Et c'est dommage parce que quand tu as quelqu'un comme Madonna sous les mains, tu as tellement de questions artistiques à lui poser, genre quelles sont tes références, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est bien parce qu'on ne s'intéresse pas forcément à sa vie privée, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que c'est bien parce que tu interviews quand même une artiste et elle se présente là-bas en tant qu'artiste, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un avec qui tu vis, façon de parler, quoi. C'est pas ta voisine, quoi. C'est Madonna. C'est bien, comme voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, bah, c'est rare. Et je trouve que c'est plutôt bien. Et ils ont commencé à faire ça, certains, à l'époque de Ray of Light, mais c'était très peu encore. C'était elle qui sortait un peu les doigts du nez, quoi. Mais oui, c'est vrai. Bonne précision, bonne remarque. Je pense qu'on va conclure cette partie avec ces très bons mots de Logan et de Christophe. Et si on analysait l'album maintenant, messieurs? Allons-y. C'est parti. Let's go, c'est parti. Alors juste avant de vous donner nos avis globaux sur l'album, on va parler de son packaging, c'est-à-dire le photoshoot du disque, le livret, la tracklist. Tout d'abord, pourquoi l'album s'appelle-t-il Bedtime Stories? Eh bien tout simplement parce que Madonna a choisi son titre préféré de l'album, à savoir Bedtime Story, et l'a mis au pluriel, tout simplement. En français, Bedtime Stories veut dire histoire pour s'endormir en gros. Au micro de la radio BBC en 94, Madonna a dit, je cite, je pensais que beaucoup de chansons de l'album ont un caractère berçant. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre Bedtime Stories. Elle trouvait aussi que chaque chanson racontait une histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui. Que chaque chanson raconte une histoire indépendante, quoi. Christophe, à ton honneur. Oui. Ouais, je suis assez d'accord, puisqu'il y a ce côté un peu éclectique de l'album, avec les chansons complètement différentes mais cohérents. Et puis il y a ce côté aussi, peut-être, moi à l'époque, je sais pas si vous êtes d'accord, mais à l'époque, je trouve qu'il y avait ce côté quand même dans le titre où, ok, je fais pas érotica, mais quelque part, il y a quand même une allusion un petit peu sexuelle, en fait. Voilà. Enfin, c'est ce que je pensais quand l'album est sorti à l'époque. Maintenant, bon, c'est peut-être moins, mais toujours cette référence à Bedtime Stories. Ça dépend si on le prend comme de façon littérale des histoires pour aller se C'est coucher, ça, ou ouais. alors autre chose, des histoires pour l'heure du lit, en fait. Il y a ce côté quand même un petit peu, bon, je suis sensuel, mais il y a un petit peu de provoque quand même. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est un peu érotique, entre guillemets. Ouais, surtout qu'il y a des titres, on va le voir, qui sont, on peut les interpréter de plein de façons, et ils ont été interprétés au départ par les critiques de façon sexuelle, alors qu'ils sont sensuels. Et je pense qu'elle joue là-dessus, en fait, sur le côté un peu c'est sexuel, mais non, en fait, c'est sensuel. Oui, comme I'd rather be a lover. And Forbidden Love. Ouais. Et Inside of Me aussi. Ça, je sais pas. Si t'as eu érotique avant, tu peux te poser des questions, mais en fait, ça n'a rien à voir. Mais et Exactement. voilà, c'est des titres un peu en mode genre oulala, quoi. Donner mon avis par rapport à ça, bah moi je suis quand même relativement d'accord parce que ça reste un album quand même qui est très doux à l'oreille. C'est pas un MDNA ou encore un Skin qu'il y a dedans. Ça reste quand même assez sage. Et oui, il y a toujours ce côté très charmeur, très accessible, très sage en fait à toutes les mélodies, au style, à la voix, à la manière dont c'est posé. Et tu passes un moment à l'eau de rose, on va dire entre guillemets, quoi. Voilà. T'as vraiment l'impression que t'es comme sur la cover, posé sur ton lit, écouter ça, être un petit peu rêveur et tout ça. Et c'est un album qui est mignon et parfois même touchant. Je pense notamment à Inside of Me, mais ça on en reparlera après. C'est un mood en fait, Bedtime Stories. C'est une ambiance, c'est vraiment une humeur. Et je trouve qu'on a quand même certains codes qui derrière auront été repris par toute la vague lounge des années 2000. Et ça, j'expliquerai ça quand ce sera les moments.
Mais voilà, après, bien sûr, le photoshoot, bah, il y en a certains outtakes, certaines photos où c'est vraiment, bah, voilà, on la voit en soutien-gorge, en robe de chambre, et cetera. Donc c'est avec son verre à la main et tout ça, donc ça reste quand même assez, il y a surtout il y a une certaine, bah, féminité qui se dégage, une certaine vulnérabilité et une sensualité aussi. Mais c'est parce que justement, il y a un côté intimiste et c'était ce qui était recherché, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans le style de l'album et dans la direction artistique aussi. Et ça explique le choix de pourquoi la cover a été, je pense, modifiée par rapport à la version un peu plus angélique qu'on avait au début. Mais il reste, voilà, profondément adulte aussi, mature, tout en gardant ce côté un peu rêveur. Voilà, il y a une imagerie vraiment très douce, très nuage un peu, voilà, très chill. Donc je rejoins totalement l'idée et le fait qu'elle appelle ça des bedtime stories. Oui, parce que chaque chanson, elle apporte quelque chose. Elle est même parfois, je dirais, autobiographique, pas toutes, mais certaines. Et bien sûr, voilà, c'est comme des petites comptines, quoi. Et puis comme elles ont ce côté très earworm, certaines, et dans la manière dont elles ont été conçues d'un point de vue structure, on y est, quoi. Ça fait un peu comptine pour enfants, tout ça. Donc mais c'est pas pour les enfants, par contre, hein. Mais voilà, c'est au moins, on y est. Voilà. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais voilà. Non, mais complètement. Et justement, parlons du photoshoot de l'album. Séance photo prise par Patrick de Marchelier. Alors ce jour-là, il y avait peu de monde. Autour de Madonna, moins de 50 personnes. La séance photo a eu lieu le jour de son anniversaire. Donc ça s'est déroulé Ouais. rapidement en fait. Oui. Pour que Madonna puisse ensuite se préparer pour la fête de son anniversaire. Madonna il est classe. Elle rappelle l'actrice américaine Jean Harlow, ne serait-ce qu'avec sa coiffure, ou bien ses poses, sa tenue. Elle porte une nuisette blanche vaporeuse. Moi, Oui. je trouve Madonna belle, classe et sensuelle. Oui. Et le fait que ça se passe sur un lit, bah, ça renforce l'idée du titre Bedtime Stories, quoi. C'est ça. Mais j'ai une opinion peut-être impopulaire. Ah. Je trouve les couleurs criardes, voire assez kitsch. Et Non. le maquillage de Madonna un peu trop prononcé. Moi, j'aime. Moi, j'adore parce qu'en fait, ça fait sens avec Erotica, ce qu'il y avait eu avant. Moi j'aime sa nuisette, sa robe bleue. Après, les photos sont réussies dans l'ensemble, mais je sais pas. Parfois, j'aime bien le photoshoot. Il y a des jours où j'aime moins. Je suis un peu lunatique sur ça. Non, mais c'est... Je sais pas. Je sais pas, il y a des photos que j'aime beaucoup, notamment quand elle porte sa robe bleue. J'aime beaucoup. Et d'autres photos, moins, en fait. C'est peut-être inégal sur ce plan-là. Moi, je trouve que son maquillage autour des yeux lui fait ressortir le regard. Et je trouve ça assez magique, quoi. Vraiment. J'ai une photo de ce photoshoot dans mon bureau. Enfin, depuis la sortie de l'album, je l'ai depuis. Voilà. Enfin, pour moi, c'est la Madonna dans sa beauté, quoi. Vraiment, son meilleur Elle look. était très pour belle, moi. hein. Très belle sur la cover et il y a bah, de toute façon, il y a toujours ce côté mielleux dedans et les couleurs, c'est un choix qui est tout à fait, explicable parce que justement ça renvoie à la romance, ce côté amoureux, cette espèce de couleur un peu rose-rouge, attention, je suis daltonien, je sais pas pourquoi j'ai dit rouge, mais bref, rose. Mais tu vois, c'est des choses, voilà, c'est tout de suite, tu te sens comme si tu étais dans un chamallow, tu vois? Un peu. Ouais. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais il y a Ça fait tu vois cosy. Teenage Dream de Katy Perry? Voilà. La cover de Teenage Dream de Katy Perry, par exemple. Oui. À noter qu'il y avait un autre photoshoot fait avant celui-ci par Paolo Roversi, comme tu l'avais dit Christophe, mais il n'avait pas plu à la maison de disques de Madonna, trouvant les photos trop floues, et donc ne parviendrait pas à séduire le public. Alors la pochette du disque, on va en parler, ça montre Madonna en gros plan qui nous regarde. Alors, je vais encore faire une opinion impopulaire. Je trouve pas la pochette de l'album aussi mémorable que ça. Elle est belle, sans plus. La première impression du disque montre le visage de Madonna à l'endroit, tandis que les suivants ont la photo de la pochette du disque à l'envers, comme si elle était retournée. Et j'ai jamais compris ce choix. Je crois que c'est une erreur d'impression. En fait, je lis tout et n'importe quoi sur ça, donc Ouais, je vais mais m'abstenir de formuler des hypothèses. c'est vrai que, Vous avez des éditions d'époque ou pas, vous? moi je les ai d'époque, oui. Ouais. Et donc, Moi, j'ai le vinyle. oui, d'époque, donc elle est à l'endroit, Ouais, c'est ouais. ça? Ouais. Ouais, elle est à l'endroit. Pour moi, ouais. Mais je trouve que le fait qu'elle soit à l'envers, hein, enfin, déjà le visage change. On la regarde à l'endroit ou à l'envers, c'est vraiment différent. Oui. Il y a un message complètement différent, je trouve. Mmh. Et avec ce côté un peu pin-up aussi quand elle est Oui, à oui, l'envers. oui, toujours. Toujours, Oui. toujours. Voilà, Le côté pin-up Marilyn Monroe, il est toujours présent, ouais. Toujours. exactement, ouais, ouais. Oui, parce que c'est en fait, ça l'iconifie, voilà, ça l'adresse à ce rang-là, toujours ça l'iconifie de la présenter sous cette forme-là, sous cet angle-là, voilà, parce que c'est très romantisé, sans mauvais jeu de mots. Mais oui,
C'est vrai. Moi, ça me fait 100% penser à Marilyn Monroe, hein. 40 000% même, hein. On y est, hein. Moi, je préfère la version peut-être à l'envers, personnellement, parce que je trouve que c'est mieux. Ouais, moi aussi. C'est Ouais. comme, c'est comme si, genre, elle était, genre, surprise en train de Allongé. rêvasser, de allonger, c'est ça, et qu'il y a quelqu'un qui est là et qui l'observe, tu vois, genre de derrière et tout. Donc, c'est Et non, elle le comme fait si, dit comme comme si, ça. comme si, oui, c'est vrai. C'est comme si, en fait, elle avait été, genre, comme si le moment avait été, on va dire, Et sur le vif. interrompu. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, interrompu. Moi, ça me fait penser un peu à ça parce que généralement dans les photoshoots, ils créent toujours des personnages, des histoires, des scénarios, des ambiances. Donc peut-être que c'était ce qui était recherché, je ne sais pas. Ou peut-être que c'était vraiment Madonna qui s'amusait sur un lit avec en train de parler ou j'en sais rien, et qui se sont dit bah tiens, album cover. Mais voilà quoi, c'est après moi je la trouve quand même mémorable parce qu'elle reste unique Ah oui. dans sa discographie, hein. Oui, Après, bien sûr, le look, tu vois, elle a pas un chapeau de cow-boy, elle est pas en mode genre la Vénus de Milo comme sur Ray of Light, mais il y a quelque chose, quoi. C'est mignon. Moi, bah, j'aime bien. J'aime bien et je trouve que ça la change et en même temps, ça la montre sous un angle mm. beaucoup plus adouci, voilà. Et son regard est très fort, je trouve. Ouais, elle nous regarde vraiment dans les yeux. C'est ça. L'album sort en CD, bien sûr, en vinyle et en cassette. À noter qu'il existe une édition limitée du disque sous forme de coffret. Il devait y Je avoir une l'ai édition. Oh, c'est trop chanceux. C'est bien l'édition bleue, je crois, avec le titre et le nom de Madonna. C'est En ça en velours, velours, en ouais. ouais. velours. Ouais. Ouais, celui-ci, je l'ai, oui. Et en fait, c'était un objet promotionnel, je crois, qui n'a jamais vu le jour. Exactement. Et qu'ils avaient fait en fait un run de plusieurs copies pour tester, pour voir. Et en fait, pour certaines raisons, il a jamais sorti. Et je crois que les peu qui existent ont été redistribués, donnés à des gens de radio, etc. Alors ça, j'avais vu ça sur Exactement. Internet. À prendre avec des grosses pincettes, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'en ai un. T'es chanceux. Parce qu'en fait, les coûts de production étaient élevés. Donc, du coup, la maison de disques a Voilà, ça décidé coûte de le produire en cher pour le quantité matériau. vraiment limitée à des fins promotionnelles. Donc, ça avait été distribué aux stations de radio et aux magasins de musique pour promouvoir la sortie du C'est disque. ça. Et du coup, il faut quand même pointer du doigt et le dire que c'est quand même assez rare des artistes dans la musique populaire comme ça qui s'efforcent à créer vraiment des choses tout à fait nouvelles, même pour des packaging, tu vois. C'est vraiment, moi je trouve ça intéressant parce que j'ai vu qu'une seule personne pour l'instant dans ma vie faire ça, hein, et c'était Madonna, hein. Donc que ce soit par exemple pour cette version-là ou même la version lenticulaire de Ray of Light, si on y va, hein, c'est tellement beau. Et moi, je sais que je l'ai et c'est pour moi la meilleure version de Bedtime Stories, hein. Je suis trop content de l'avoir, hein. Je le recommande, voilà. En plus, c'est au toucher et tout, c'est incroyable. Enfin, j'adore. Mhm. Dans le livret de l'album, on trouve les paroles, bien sûr, et les crédits de chaque chanson, ainsi que les remerciements de Madonna à son équipe, dont Liz Rosenberg, Guy Ozieri, Freddy DeMann, et elle remercie aussi une certaine Ingrid Cazares. Mhm. Ah ah! Ingrid! Ingrid! Icône! Ouais. Ingrid! Ah là C'est là. marrant qu'elle remercie pas Tupac d'ailleurs. Alors, Tupac, c'est particulier, on va dire. On en parlera dans Ouais, c'est plus vrai, tard, en fait. c'est Mais vrai. c'est particulier comme même la relation en elle-même, elle est un peu particulière. Oui. Mais on y reviendra. Mais Ingrid! Enfin! Ah, sacré Ingrid, hein. Sacrée Ingrid, hein, une icône. Ouais, oui. Passons à nos avis sur le disque. Commençons par l'invité. Mon cher Christophe, globalement, que penses-tu de l'album Bedtime Stories? Bon, alors, on sait que c'est ton préféré. Eh ben, je vais me répéter. Pour moi, c'est un de ses meilleurs albums. Voilà, c'est celui qui me plaît le plus parce qu'il a. On dit souvent que c'est un album de transition, mais pour moi, il a une vraie personnalité. Même si on ne l'aime pas, on sait que c'est, comme on l'a dit, c'est sensuel. Il y a du R&B, il y a une vraie sensualité, il y a un vrai contenu. On a 4 des plus belles chansons de Madonna, je trouve, des clips mémorables. Même si on n'aime pas les chansons, les clips sont quand même visuellement super forts et très différents. On a Secret, on a Take a Bow qui est magnifique, qui est super léché. On a Human Nature qui est incroyable et très provocateur. Et on a Bedtime Stories, là, c'est le chef-d'œuvre, hein, qui est même dans un musée, Ouais, hein, ouais. à New York. Voilà. Oui. Et donc, c'est le deuxième clip le plus cher de l'histoire des clips. C'est Voilà. l'escrime. Donc, on a quelque chose d'incroyable. On a 4 genres différents avec ces 4 chansons qui sont sorties, ces 4 genres différents. Et pourtant, ça match, ça marche. Il y a une cohérence, il y a une cohésion. Et je trouve que c'est super fort d'avoir fait ça. Et toi, Logan? Ah! Alors moi, j'ai pas du tout aimé, je rigole. Bedtime Stories. C'est intéressant parce que c'est un album que j'avais pas trop compris.
je t'avoue, au début, la première fois que je l'avais écouté, m'étais dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Mais je l'aime parce qu'il est très unique. On le retrouve nulle part ailleurs dans sa carrière, tu vois? Et c'est pas le même niveau de sensibilité qu'on peut retrouver dans un Ray of Light, tu vois, par exemple. C'est encore une branche bien, bien, bien spécifique, encore une autre facette de sa personnalité qu'on a dedans. Ce qui est très intéressant, c'est cette espèce de finesse, de justesse qu'il y a, cet équilibre entre les chansons parce que voilà, c'est quand même tu assistes quand même à un parcours. Tu as un parcours, tu démarres avec Survival, tu finis avec, Take a Bow et en même temps, tu as 2 chansons extraterrestres qui te passent dessus. Enfin, il est trop unique et puis, artistiquement, elle est encore sur quelque chose de tout à fait différent, quoi. L'image, le style, l'ambiance, la pyjama party qui était iconique. Un gros shout out d'ailleurs à Jox Divina, le son fantastique sur lequel elle danse. Et oui, enfin, c'est moi qui suis fan de Madonna, je m'étais dit: «OK, il y a quasiment rien de club dedans, quoi, en fait». C'est vraiment super sage. C'est une version un peu genre, ce qu'on retrouvait un peu dans du True Blue, mais encore plus élaboré, qui va encore dans une autre direction, quoi. Donc c'est d'un point de vue production, moi je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il a pas si mal vieilli pour certaines chansons, même pour ceux qui ressemblent vraiment à du Austin Dallas à fond, quoi. Mais je l'aime, moi, Bedtime Stories. C'est un de mes albums favoris. D'ailleurs, je crois que c'est l'album favori de mon frère de toute sa carrière, d'ailleurs, faut le savoir. Il adore cet album. Oh! Ouais, c'est le seul qu'il veut, il m'a dit, parce qu'il en peut plus de m'entendre écouter parler de Madonna, mais c'est le seul album qu'il aime. Mais je comprends pourquoi il l'aime. Voilà, il y a une sensibilité qu'on ne retrouve pas ailleurs avec Bedtime Stories. Il est très juste. Il est arrivé dans une période, comme j'avais expliqué, qui était un peu compliquée. Il a le mérite d'exister, tu vois, honnêtement. Et pour ce qui est des clips, ils sont très marquants. Moi, celui qui m'a le plus marqué, bien sûr, c'était Kebao, parce qu'il fait très cinématographique, très Evita avant l'heure, très Mmh. Madonna, parce qu'elle aime beaucoup le cinéma. Donc, elle se met en scène, elle joue, c'est poétique, c'est beau. Et puis après, tu as bien sûr Human Nature, qui est un de mes clips favoris de Madonna et une de mes chansons favorites de Madonna aussi de sa carrière. Et qui d'ailleurs, derrière, a inspiré l'esthétique totale du clip de Freak de George Michael, de l'album Patience. J'adore George Michael aussi, tu vois, et je vois toutes ces influences aussi. Donc, c'est des choses qui sont pas si passées inaperçues que ça. Pour les gens qui captent, qui comprennent et qui sont très artistiques et qui comprennent la valeur artistique derrière son travail. Et voilà, moi, je m'en remettrai jamais, je pense, de Bedtime Stories, même le clip en lui-même, hein. C'est un clip qui m'avait effrayé au début, mais maintenant, plus ça va, fantastique. Donc j'adore. Je suis fan, et puis ce côté surréaliste, et j'ai jamais vu personne d'autre faire ça, tu vois. Après, j'avais mentionné Azealia Banks, mais c'était parce que voilà, c'est Bedtime Stories avant, quoi. Mais c'est stylé de fou. Voilà, j'adore. Ah bah moi, j'aime bien l'album en général. Moi, je le trouve doux, en fait, idéal à Mhm. écouter l'automne. Je sais pas pourquoi je l'écoute souvent l'automne. Encore une fois, on voit Madonna explorer un nouveau genre musical, ce qui est bien, parce qu'on n'a pas cette impression de redite d'un album à l'autre. Et je trouve que Bedtime Stories, c'est le pendant, mais sensuel d'Erotica. Plus j'écoute ces albums et plus je fais ce podcast, et plus je vois ces albums comme C'est ces vrai. deux albums comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, Erotica qui est sombre, crade, et de l'autre, Bedtime Story qui est sensuel, romantique même, plus lumineux aussi. J'écoute pas trop de R&B à la base, donc c'est sans doute l'un des albums de Madonna vers lesquels je reviens le moins en général quand je fais mes écoutes de Madonna, de sa discographie, mais je salue au moins le fait qu'elle se soit aventurée dans ces sonorités qui lui vont plutôt bien en fait. Et paradoxalement, c'est peut-être un album plus lumineux et accessible. Mais pour autant, je trouve que c'est l'un des disques dans lesquels elle se livre le plus. Là où je la trouve la plus sincère, humaine, vulnérable, Ah oui. touchante. Je pense notamment aux chansons Inside of Me, Love Try to Welcome Me, des chansons où elle se livre comme elle ne l'avait quasiment jamais fait auparavant dans les albums précédents. Et je trouve que avec ces chansons, la carapace se fissure un peu. Mhm. Et j'apprécie parce que Madonna, elle est avant tout humaine comme nous, quoi. Et ce que j'aime aussi dans ce disque, c'est qu'elle ne renie pas Erotica, tout Mhm. comme elle le dit dans Survival et Human Nature. Son changement d'image ne contredit pas celle d'Erotica, et ça j'apprécie aussi. Il y a aussi des éléments qui préfigurent déjà Ray of Light, bien sûr, Sanctuary, Bedtime Story, et même Secret Mm. quelque part. Parce que cette chanson elle est plus spirituelle qu'il n'y paraît. On y reviendra après. Et sinon, Take a Bow, je la trouve un peu mielleuse, quoi. C'est très sirupeux. Moi, je peux pas trop, quoi. Franchement, et je trouve que l'air, elle est très bien, avec de très bons clips, de très bons singles, qui apportent chacun leur caractère aux chansons et qui dévoilent Oui. chacune une facette différente de l'album, quoi. En bref, pour moi, c'est un bon album, sous-estimé clairement. Son meilleur, je ne pense pas. Désolé, Christophe. Mais c'est dans sa discographie. En fait, il a une place un peu entre Erotica et Ray of Light, quoi.
deux mastodontes de la pop et de sa carrière. Comme il est entre ces deux albums, ce disque peut être moins mémorable aux yeux du grand public, par conséquent. Donc c'est dommage. Mais sinon, moi, l'album en tant que tel, je l'aime bien. On commence l'exploration de Bedtime Stories avec Survival. Chanson écrite par Madonna et Dallas Austin et produite par la Madone et Nelly Hooper. L'album débute de manière surprenante, je trouve, avec cette chanson R&B. Oui. Madonna s'adresse directement aux critiques, détracteurs. Je la sens sur la défensive en fait. Elle dit par exemple voici ma question, est-ce que ta critique t'a rattrapé dans ce que tu ne peux pas voir? Eh bien, si tu me respectes, alors tu sauras quoi t'attendre un peu. J'ai traduit littéralement quoi. Au micro de la BBC, Madonna dit de Survival. Cette chanson est une réponse au monde dans lequel je vis depuis 2 ans, ou aux gens qui m'ont trop scruté. C'est une version friendly, amicale d'une chanson comme Human Nature. C'est la chanson la plus courte de l'album, 3 minutes 30 environ, avec un message clair et direct. J'aime bien l'interprétation de Madonna dans cette chanson, comme si elle était déterminée à ne pas abandonner face aux critiques que ses détracteurs ont pu lui faire en fait. Et moi ce que j'aime dans cette chanson, ce sont les voix de Nicki et Donna, qui apportent du relief au titre, voire de la douceur. Dans une interview accordée à Billboard, Donna DeLuise se rappelle que les sessions d'enregistrement de Survival n'ont duré que quelques heures et qu'il n'y a pas eu de prise de vocale supplémentaire. Elle a ajouté, je la cite, « Une fois qu'elle avait exprimé ses idées, elle était ouverte au vôtre. Vous ne vouliez pas vous lancer avec elle et dire d'emblée « Eh bien, j'ai entendu ça », car elle était très précise et s'exprimait clairement. Elle avait déjà le son en tête. Mais après qu'elle ait parlé, nous avons donné nos avis. Nous avions toujours des idées comme pouvons-nous répondre à cette ligne avec un survival supplémentaire en arrière-plan ?» Madonna est peut-être la chef, mais elle est aussi ouverte aux idées des autres, quoi. C'est l'aspect collaboratif qui me plaît entre autres chez elle, tu vois. C'est un certain Tommy Martin qui joue de la guitare dans cette chanson. Madonna a tellement aimé Martin qu'elle a joué de la guitare dans tout l'album. Il a été impressionné par le talent mélodique de la Madonna. Il a dit à Giulio Madolini, auteur du Madonna Songbook, ces mélodies venaient de nulle part. Elle pouvait être assise pendant que tout le monde était en train de créer. Si elle entendait quelque chose, elle vous dirait de continuer à travailler sur ça pendant qu'elle prenait des notes. Puis elle dirait « Ok, allumez le micro ». Et là, elle avait une chanson. Il existe une démo instrumentale produite par Dallas Austin, Madonna et Nelly Hooper, ainsi qu'un certain Marius de Vries. On parlera de ces derniers quand on parlera du titre Bedtime Story. Le retravailler. À un moment d'ailleurs, Madonna elle dit Living to Tell. Je me demande si c'est une référence à Live to Tell. Oui. Tu penses? Oui. À 100%. Ah, carrément. Moi, je pense aussi. Elle dit même Parce que- Angel. Donc je me dis, est-ce qu'elle fait référence à Angel ou pas? Je pense que là, c'est plus vraiment dans le contexte de la chanson, dans le sens où, ouais, en fait, c'est toujours ce qu'elle a fait au final, Madonna Survivre, hein, surtout dans l'industrie du disque. Donc ça fait écho à plein de choses, mais là, je pense que I'm Gonna Be Living to Tell, c'est vraiment par contre une référence à la chanson elle-même, tu vois, plus que Angel pour le coup. Selon moi, attention, hein, c'est pas, voilà, c'est pas. J'étais pas au studio le jour-là, hein, mais voilà. C'est bien dommage. Que pensez-vous de ce titre, messieurs? Christophe, est-ce que tu trouves que c'est une bonne ouverture d'album? Ah ouais, moi je trouve que c'est vraiment une ouverture excellente parce que en fait, quand on écoute toutes les interviews de l'époque, c'est vraiment la première thématique qu'elle expose en fait. C'est le fait de dire je suis une survivante de ce que j'ai vécu là depuis 2 ans et c'est quelque chose, on sent dans les interviews que ça l'a vraiment marqué et que elle en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que commencer l'album par ce titre-là, c'est vraiment quelque part de la transparence, de dire bah voilà, oui, il y a de la souffrance parce que survivre, ça veut dire qu'on en a bavé, mais en même temps, avec la petite ritournelle de la chanson, c'est quelque part une chanson assez légère. Donc elle fait d'une thématique lourde, comme le fait d'avoir souffert, quelque chose d'assez léger. Donc je trouve ça bien. Et clairement, il y a un lien avec le backlash Oui. 92-94. Et dernière chose, Alexandre, tu as dit que c'était la chanson la plus courte. Moi, j'ai entendu parler, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'espère qu'on le saura bientôt. J'ai entendu parler d'une version beaucoup plus longue avec des paroles qui n'ont pas été conservées. Donc j'espère qu'on l'aura parce que c'est bizarre qu'elle soit aussi courte cette chanson. Je pense qu'il y a dû y avoir un montage, il y a dû y avoir des coupes et je pense qu'on va, j'espère, être surpris par une version plus enrichie bientôt. Je pense que c'est pour
Que le propos soit direct, quoi. Et straight to the point. Mm. Après, c'est vrai que les chansons de l'album ont peut-être des couplets plus courts. Mhm. Je sais pas, moins longs. Je sais pas non plus. Et peut-être que c'est lié à ça, quoi. Au message qu'elle voulait passer de manière directe, quoi. Et de ne pas passer par 4 chemins. Je sais pas. Et toi, Logan, tu penses quoi du titre? Moi, je trouve que c'est assez audacieux d'ouvrir un album en mettant les points sur les i, en disant qu'elle a jamais été un ange et que c'est vrai, quoi. Qu'elle le sera jamais, et qu'elle sera jamais non plus une sainte. Et je trouve que c'est assez comique parce qu'elle s'appelle quand même Madonna. Voilà, et en fait, elle explique bien que son rôle dans la vie, bah, c'est de survivre, et puis qu'il y aura toujours des hauts et des bas, et peu importe ce qui se passe, bah, que voilà, c'est le principe même de survivre, et c'est une manière, je pense, cette chanson, de pouvoir un peu clarifier la situation et de s'exprimer à elle ce qu'elle a sur le cœur par rapport à toute cette controverse dans laquelle elle sort, en fait, parce que c'était quand même une des périodes de sa vie les plus controversées. Et elle explique bien du coup qu'elle va raconter son histoire et que sans risque, il n'y a pas de gloire. Donc en fait, c'est une manière un peu de se mettre à nu, on va dire, par rapport à toute cette période-là. Genre comment elle se sent, voilà. Et peu importe s'ils vont lui donner du bon, du mauvais temps, Mm. bah, elle sera toujours là en fait pour parler et s'exprimer en fait. C'est le but même de son art et de son métier. Donc en fait, c'est comme si elle recontextualisait un petit peu l'ambiance en disant voilà, vous vous êtes fait une image de moi, je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela, moi je suis comme ça. Et c'est tout quoi. Et puis peu importe ce que vous allez faire, bah, moi je vais toujours stick around, je vais toujours être là, je vais survivre et puis je vais m'en remettre et puis je vais avancer et continuer à vivre ma vie et puis tant pis pour le reste quoi. Et c'est un peu cette façon-là que cette chanson est là pour moi dans le message, dans le but quoi. Voilà. Et bien sûr, on reconnaît bien Austin Dallas derrière parce que ça fait très TLC, ce côté vraiment hip-hop avec les trompettes, tout ça. Enfin, on y est quoi. Donc moi Mm. j'aime beaucoup cet opening là. Et puis en même temps, je trouve que c'est bien parce qu'elle se livre, elle se confie, tu vois. Donc on n'est pas encore sur du Confessions on the Dance Floor, mais le fait que ça s'appelle Bedtime Story, ça a l'impression qu'elle te raconte ça, c'est le soir, comme ça, voilà, en mode genre, c'est censé être un peu comme un secret parce qu'elle montre un côté vulnérable là-dedans. Non, il faut pas non plus l'oublier, tu vois. Il y a un côté très vulnérable et en même temps très sur la défensive, comme toi tu l'as expliqué. Parce que c'était une période qui a dû vraiment la secouer et qui a dû la faire réfléchir beaucoup sur sa vision du monde et sur sa place, elle, en tant qu'artiste, dans l'univers pop, quoi. Voilà. Mm. Je suis en train de Complètement. faire une thèse, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. On adhère. Sois rassuré. Quelle est la deuxième chanson de l'album? Eh bien, c'est Secret, bien sûr. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Alors, j'ai appris durant mes recherches que la chanson avait un côté beaucoup plus spirituel qu'il n'y paraissait, notamment au niveau de son texte. Dans le communiqué de presse annonçant l'album et le premier single, Secret donc, Madonna parle de ce dernier en disant « C'est une chanson qui parle de spiritualité et d'épanouissement personnel. Elle s'inspire d'une philosophie indienne, hindoue, qui dit que Dieu vit en chacun de nous et que le bonheur est entre nos mains. D'où la phrase « Happiness lies in your own hands ». Personnellement, j'ai jamais vu la chanson comme ça. Je m'étais trop en fait concentré sur le secret, à me dire mais de quel secret elle parle en fait? Quel est ce secret? Alors qu'en fait, la spiritualité, bah, c'est un thème de la chanson et que ça parcourt bah, tout le texte quoi. Quelque part, en fait, ça préfigure déjà Ray of Light. Oui. Et puis en plus, tu as parlé d'hindouisme, donc on y est, quoi. Exactement. Et en fait, bah, apprendre ça, ça te fait avoir un autre regard sur la chanson. Tu l'interprètes Oui. différemment. Ça m'a étonné de découvrir ça. Mais ça fait partie de toute la fascination que j'ai pour le songwriting aussi. Oui, bien sûr. Parce que du coup, des fois, tu vois des chansons sous un angle et tu te dis, oula, ah bon? Et c'est une fois que tu réfléchis bien que tu te dis, bah en fait, ça se trouve, ça parle peut-être de ça, quoi. Un peu comme dit Candy Perfume Girl, mais on en reparlera. Pareil, en fait, moi, c'était ce secret, en fait, ce secret. Et à un même moment, je m'étais posé la question de me dire, genre, de quoi elle parle? Est-ce que c'est la connaissance, le savoir, le secret? Je sais pas, le fait de recevoir peut-être une illumination, un rayon de lumière? Je sais pas. Mais, mais en tout cas, voilà, moi j'étais vraiment focus sur le secret. Et après, je suis pas allé plus loin que ça avec la chanson, je t'avoue, parce que je m'étais dit, bon, bah, c'est du songwriting, c'est du storytelling, c'est marrant, tu peux penser tout ce que tu veux, et voilà quoi. Mais après, l'aspect spirituel, ça fait sens avec ce qu'on a eu derrière, parce que c'est un album qui va être un peu précurseur de ce ça va se passer après, donc ça ne m'étonnerait pas. Ouais, c'est étonnant. Ça a le don de surprendre. Ouais. Madonna n'a fait qu'une seule prise vocale du titre. Tommy Martin, le guitariste, a confié que la composition de la chanson venait de l'improvisation.
dans le studio avant tout. Je le cite. Les pistes de batterie ont été enregistrées avec une boucle de clavier ou quelque chose comme ça. Elle a commencé à chanter et je l'ai suivie. Quand le single est sorti, j'étais choqué d'entendre ma guitare débuter la chanson. Je me suis senti chanceux qu'ils aient pensé que c'était une bonne idée de me mettre au premier plan. Il avait dit ça à Giulio Mattoleni. Il a ajouté que sa guitare, le Washburn acoustique, a joué les différentes parties acoustiques de la chanson. Il précise, je le cite encore, j'avais une autre guitare, mais Madonna m'a dit de jouer qu'avec la guitare que j'avais déjà. J'étais nerveux parce que je me disais que ça serait nul, mais c'était en réalité super. Le solo de guitare, la partie acoustique et électrique et le wah-wah, tout ça vient du même instrument. Moi j'ai envie de dire bravo à Tommy Martin parce que j'adore la guitare dans cette chanson. Très bien mise en valeur. Et ça accompagne tellement bien la voix de Madonna, c'est C'est fou. beau, hein? Ouais, c'est beau. Il y a de beaux moments acoustiques. Ouais, moi je trouve que c'est une chanson intemporelle. C'est vraiment un standard hein, dans son catalogue, avec ce côté très très positif. Un peu une chanson feel good en disant oui, les choses vont. Voilà, le bonheur est dans tes mains, donc vas-y, bouge-toi et tout va aller, quoi. Donc c'est un message très positif après justement Survival, en disant que ok, je survis, mais voilà, je suis positive et voilà, j'ai mon destin en main quelque part. Donc ça c'est super. Et puis le combo magique, hein, un clip génial, des remixes, très remix aussi. Hein, les remixes sont juste au top, mais vraiment, ils ont cartonné hein, ces remixes. Et je voudrais faire juste un petit aparté parce que pour dire qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, hein, comme vous savez. Et puis, pour avoir les CD avec tous les remixes, parce qu'il y avait les imports américains, les imports japonais, etc., c'était la galère. Hein. Moi, je me rappelle, j'allais acheter mon CD chez mon marchand de disques, c'était la version européenne. Donc, la version européenne de Secret, il y avait 2-3 remixes de Junior et c'est tout. Et donc, il fallait soit aller sur Paris, acheter, aller à Virgin Megastore qui existait à l'époque et acheter les maxi, ou alors il fallait se débrouiller, quoi. On n'avait pas tout le matériau qu'elle mettait à disposition, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on l'a un peu à la cool, nous. On va sur internet, on les a, Il fallait mais vraiment le vouloir pour avoir à l'époque, il fallait vraiment travailler pour les avoir, les remixes et tout ça, hein. Ah bah oui, là c'est clair. Puis il C'est fallait vrai. être au courant. C'est clair. Il fallait être au courant des Ouais. remixes parce qu'on savait pas ce qui était sorti. On continue l'exploration de Bedtime Stories avec I'd Rather Be Your Lover. C'est une chanson qui a connu pas mal d'évolutions. Hein. À l'origine, c'était écrit par Madonna et Shea Pettibone, avant que Madonna ne finisse d'écrire la chanson et de la produire avec Dave Hall. Ce qui est intéressant ici, et ce que je savais pas, c'est que Hall a ajouté un sample d'une chanson de Lou Donaldson nommée It's Your Thing. Ouais. Pam, 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 pam. Qu'on retrouve ici. C'est très fréquent ça dans la Intéressant, j'adore les production samples. ouais, mais justement, en fait, ça, ce genre de choses, c'est très fréquent dans la production de musique hip-hop, le sampling et cetera. C'était vraiment au cœur de ça, donc ça fait sens, c'est logique. Puis Madonna a invité un certain Tupac Shakur pour rapper sur ce titre. Car oui, on Eh l'avait pas dit à l'époque, tout à l'heure, mais Madonna et Tupac sont sortis ensemble pendant un temps. Ils se sont séparés peu de temps après, en 95, je crois. Il me semble que Tupac avait envoyé une lettre de Madonna, une lettre de rupture à Madonna depuis la prison. Oui. Le rap de Tupac n'a pas fini sur la version finale du titre. Madonna a demandé à Michel NDGOCELO d'apporter sa contribution à la chanson, notamment au niveau de la basse et du rap. NDGOCELO est une artiste de hip-hop, funk et jazz. Madonna l'aimait beaucoup. C'était donc la première fois qu'il y avait un duo féminin en fait sur un album de Madonna. Si on exclut Sad Walk Talk. Et si on exclut bien sûr Donna et Nicki en back vocal. Ouais, oui, bien sûr. Moi je trouve que la chanson est très bien. J'aime beaucoup la chanson. C'est une de mes préférées de l'album même. Je la trouve assez sous-estimée, mais par certains aspects ça me fait penser à Erotica. Parce que le texte lorne vers la sensualité, vers le sexe. Et l'instrumental, ça me fait penser aux chansons d'Erotica avec ce côté sale et dépouillé. J'ai aussi pensé à I'm telling you brothers, sisters, challenge the system. Parce que du coup, elle réutilise des mots, etc. Tu sais, genre I could be your sister, I could be your brother, but I'd rather be your lover. Oui, c'est vrai.
Par exemple, hein. Vous aimez la chanson? Alors, c'est pas ma favorite de l'album, plot Oula. twist. Ouais, oulala, ça y est, le premier oula de la soirée, oula. C'est pas ma favorite de l'album. En revanche, le thème, les paroles, tout ça, moi j'approche vraiment ça d'un côté plus vraiment romantique pour le coup. Là, on est vraiment dans de la romance en mode genre, elle peut avoir tous les rôles dans la relation avec la personne concernée, mais elle préférerait vraiment être, voilà, l'amour, la personne désirée, recherchée, quoi. Plus qu'une simple sœur, plus qu'un simple frère, plus qu'une mère, c'est vraiment genre, elle veut être, voilà, amoureuse. Donc c'est un peu comme une déclaration d'amour. Et après, en plus, elle dit, genre, en fait, c'est comme si elle parlait à son amoureux, voilà, comme si elle s'adressait à lui en mode, genre, maintenant, on arrête de passer autour du pot, et puis boum, I'd rather be your lover. Donc il n'y a pas Oui. tant d'autres petits détails à analyser, selon moi, dedans, niveau lyricisme, hein, même si c'est dit d'une manière très madonesque. Et j'aime bien comment c'est dit. C'est pas ma chanson favorite. Elle est bien, mais c'est pas ma chanson favorite. Pour moi, personnellement. Toi, Christophe? Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Logan, parce que pour moi, c'est la déception de l'album. Waouh. Ouais, parce que j'aurais tellement voulu la version avec Tupac, Ah oui, qui oui. est super, qui est franchement super. Elle est disponible. Sur J'espère YouTube. qu'un jour on l'aura. Oui. Bon, Michelle, c'était une artiste Maverick, hein, donc elle était signée par Maverick, donc c'est pour ça que Madonna, je pense, l'a mis sur le single pour remplacer Tupac, parce qu'après, tout de suite après, son album est sorti, hein, Michelle, donc voilà. La seule chose que j'aime bien, en fait, qui sauve un petit peu, c'est le fait, quelque part, le côté provoque de Madonna qui revient en disant I'd rather be your lover quand c'est deux femmes ensemble, voilà, à l'époque. Donc ça j'aime bien ce côté provoque, mais franchement, c'est une chanson que je skip à chaque fois, quoi, dans cette version-là. Mais si un jour on a la version avec Tupac, je l'écouterai à fond. Ouais, elle est bien la version avec Tupac, hein. Même s'il parle beaucoup, il rappe, il crée à la fin même. Très intéressant. Mais je connaissais pas cette version. Mais je trouve que musicalement, quand c'est Tupac qui chante, la chanson a vraiment ce style de l'époque, quoi. Ouais. Et je sais pas, ça prend, quoi. Ouais. On poursuit l'exploration de l'album avec Don't Stop. Oh là là. Pour moi, c'est un filler, quoi. Oh waouh. C'est une chanson sympa sans plus. Moi, je vois rien de bien intéressant, les paroles sont creuses. Ah waouh. Ah ouais, donc Bedtime Stories, c'est pas très chill apparemment, hein. Ah le choc. Vous pensez pas pareil que Ah moi, non, là, je monsieur, là? suis. Moi, je vais te dire, Alexandre, je suis de ton avis. Oh waouh. Ouais, Ah! mais vraiment, j'ai Oula. jamais trop adhéré à cette chanson. C'est côté ritournelle, moi, qui me hérisse un peu le poil. Oh waouh. Et elle me fait super penser à Oops Now de Janet, qui est sortie à peu près à la même époque. Ouais. Et déjà, j'aimais pas cette chanson de Janet. Et donc, voilà, il y a un côté enfantin que j'aime pas. Voilà. Oh waouh. Oui, puis c'est la Daddy qui me saoule un peu. Oui, bon, ça par contre, c'est du Choubidou. Et toi, tu vois, Logan? Oui, c'est ça. Je suis choqué, ça me fait rire. Mais moi, je pense que c'est une chanson qui est purement R&B, hein, finalement. Qui est purement R&B, même si elle a un côté très sage, même parfois peut-être un peu trop gnangnan dans les paroles. Donc je pense notamment à Sing Ladi Daddy, mais ça c'est vraiment des trucs qui sont faits pour du earworm en mode radio friendly, parce que ça reste de la pop, faut que ce soit accessible. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle peut être vue comme un filler, mais en vrai, moi je trouve qu'elle est pas si filler que ça. Ah! Parce que la prod aide à sortir de ce côté filler un peu, je trouve. Mais après, niveau des paroles et tout, enfin c'est anecdotique parce qu'elle est là en mode genre bon bah en fait c'est un peu un Into the Groove version svelte quoi. Parce que voilà, elle parle quand même de continuer à bouger, amuse-toi sur le son, donne-moi ton rythme, nanana. Donc ça ressemble beaucoup à du comment t'appelles ça, ouais bah Into the Groove. Après franchement, si on veut avoir un avis qui est un peu oula, j'aurais préféré remplacer Honesty avec celle-ci. Ah oui, largement. Voilà. Oui, carrément. Parce que Honesty, du coup, elle est plus dans la même branche, la même lignée que les chansons avant. Parce que celle-ci, elle fait un peu en mode genre, c'est l'heure de s'amuser, voilà quoi. Genre, on va sauter sur le lit un peu, c'est un peu l'idée. Ouais, ça fait très enfantin, je trouve. Ouais. Ouais, à la Oui. base, le titre s'appelait Keep On. C'était une démo, non Ouais, finalisée, ouais, hein, ça. non aboutie, ouais. Tommy Martin, le guitariste de la chanson, se souvient avoir été inspiré par ce titre. Pour lui, ça devait être mi-funk, mi-pop, comme si le groupe Chic rencontrait Madonna.
Cela dit, l'album était prêt à être envoyé, fabriqué dans les usines de production, mais il y avait un problème de taille. Madonna voulait absolument que cette chanson fasse partie de l'album. Donc Freddie DeMann, le manager de Madonna à l'époque, contacte un certain Daniel Abraham, celui qui avait remixé Fever et Rain, pour lui demander de terminer la chanson. Ce dernier a confié à Giulio Mazzoleni, je le cite, « Freddie DeMann m'appelle et me dit « L'album est prêt à partir dans les usines, il est masterisé, mais Madonna veut absolument avoir cette chanson dans l'album. Elle n'est pas satisfaite du disque en tant que tel, donc elle suspend la sortie du disque. Est-ce que tu peux le retravailler s'il te plaît? Si elle aime la chanson, elle finira sur l'album. » Pour Abraham, la chanson était sous-produite. La chanson sonnait comme une démo. C'était juste une boucle de drum qui n'a jamais changé, une ligne de basse, une guitare et Madonna qui chante et c'est tout. Pour améliorer la chanson, il songeait à inclure un synthétiseur pour que la chanson sonne plus funky, le funk des années 70. Mais dans le studio, un assistant lui dit « Mais tu peux pas faire ça sur un album de Madonna, quoi. » Abraham ajoute « Quand je faisais l'overdub, Madonna est venue et a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enlève ça, trouve quelque chose d'autre. » Donc je suis allé faire le mixage du titre sans le synthé. Ce qui était frustrant. Mais mon manager m'a appelé et m'a dit qu'ils ont adoré la chanson, donc ils l'ont mise dans l'album. A noter que la chanson a été coécrite par Madonna, Dallas Austin et un certain Colin Wolfe, un bassiste et producteur collègue d'Austin. Dans une interview accordée à Kevin Chesley, Wolfe a dit, je cite, « Madonna et moi allions courir pendant 5 ou 6 km, puis nous allions tous au studio. Il se rappelle avoir été émerveillé par la manière dont la Madone trouvait les paroles directement dans le studio, souvent dans son journal intime rempli de poèmes ou venant directement de sa tête. J'ai aussi appris que des fans voulaient absolument que cette chanson soit un single. Quand le label italien a su que le titre Bedtime Story était sorti, ils ont envoyé la chanson Don't Stop aux radios du pays, estimant Don't Stop plus commercial et radio-friendly. Et des radios américaines avaient fait la même chose. C'est très sympa pour Bedtime Story, quoi. C'est comme ça. Ça rejoint un peu ce que je t'expliquais, hein, qu'elle était radio-friendly. Parce que ça restait de la pop, donc... Ouais, c'est ça. Oui, c'était Eh accessible. oui. Plus que Bedtime Story. Oui. Ah bah là, mais en même temps, Bedtime Story, c'est tellement extraterrestre, tu sortais ça à la radio, les gens ont dû se dire, attendez, on va se faire attaquer demain, ou... c'est absolument dingue, hein. Même encore aujourd'hui, c'est dingue, hein, Bedtime Stories, hein, je tiens à préciser. Ok, Hein. oui. C'était la parenthèse Logan, désolé. Je t'excuse. Place maintenant à une des pépites de l'album selon moi. C'est purement subjectif. Hein. C'est Inside of Me. Oh là là. Ah là 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 J'aime là là. tellement cette chanson. Le processus créatif du titre Ah non, mais- ressemble à celui d'Ad Rather Be Your Lover, je trouve, dans le sens où le titre avait d'abord été écrit par Madonna et chez Pettibone. Madonna a récupéré partiellement les paroles qu'elle avait écrites avec lui, ainsi qu'une vague mélodie. À la base, le titre s'appelait I Will Always Have You. La chanson a 3 samples. L'un qui est une chanson d'Aaliyah, Aliyah, Back ouais. and Forth. Let me see you go back. Let me see you come forth. Now let me see you go back. Voilà, donc c'est la voix qu'on entend au tout début de la chanson qui a été accélérée, je crois, ou raccourcie, je ne sais pas. Un autre sample qui est Outstanding du groupe The Gap Band. Les drums, on les retrouve dans Inside of Me. Et enfin, le dernier sample s'appelle The Trials of Life de Gutter Snipes. It's confused, so check it. On entend ses trompettes dans Inside of Me aussi. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir tous ces samples réunis dans une seule chanson. Dans le journal brésilien Folha de Sao Paulo, Madonna dit qu'Inside of Me est dédié à sa mère. Quand j'ai découvert la chanson, au premier abord, je pensais au début qu'elle parlait d'une peine de cœur, d'une rupture sentimentale. Mais en fait, tu arrives à deviner au fur et à mesure qu'elle parle de sa mère. Et Madonna a évoqué brièvement cette chanson pour la télévision argentine durant une interview. Quel était le moment le plus douloureux de votre vie? Le plus douloureux? Probablement la mort de ma mère. Vous parlez d'elle dans la chanson Inside of Me. C'est difficile de parler d'elle? C'est de plus en plus facile de parler d'elle. Je pense que cette chanson m'a pris beaucoup d'années à l'écrire.
Moi, je la trouve hyper touchante, cette chanson, notamment quand elle dit Je garde une photo de toi à côté Ah de ouais, mon lit la nuit. Quand je me ouais. réveille effrayé, je sais que je te trouverai ici, en train de veiller sur moi. En avril 95, Madonna dit qu'elle a effectivement une photo de sa mère à côté de son lit. Elle la protège bien qu'elle ne soit plus là, parce que c'est sa mère. Pour moi, c'est une pépite, un sous-côté à mes yeux. Je trouve le texte déchirant. Et je trouve vraiment Madonna sincère dans cette chanson. Je la trouve vulnérable, honnête sur ce qu'elle ressent, sur ce que la perte de sa mère a Mm. provoqué chez elle, a eu comme impact chez elle. J'aime sa voix qui est dans les aigus durant toute la chanson, son interprétation, ainsi que sa respiration qu'on entend tout au long du titre. Et le texte est très bien écrit. Madonna, elle se livre comme elle l'avait jamais fait auparavant, et c'est une de mes chansons préférées de l'album, hein, je le dis tout de suite. Et vous, messieurs, Christophe, que penses-tu d'Inside of Me? Ah bah je suis comme toi, j'adore quoi. Je fonds sur cette chanson, c'est un diamant quoi. C'est vraiment le groove est incroyable et le traitement de la voix. Elle a une voix tellement différente dans cette Oui, chanson par rapport aux autres chansons de l'album. Franchement, elle aurait pu sortir en single, je pense. Franchement, Oui. ouais, je l'adore. C'est vraiment, voilà, c'est une des meilleures chansons de l'album. et toi, Logan? Alors, chef-d'œuvre incroyable, Ah, fantastique. Non, en fait, pour moi, c'est une de mes chansons favorites de tout l'album. Je t'avoue, je l'ai encore écoutée hier, et je l'écoute très souvent, mais je trouve qu'elle est beaucoup trop touchante. C'est encore une parenthèse dans Bedtime Stories selon moi, parce qu'elle a vraiment, elle est vraiment très unique. Et c'est très 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 personnel. Et en même temps, je trouve que tu en apprends beaucoup plus par rapport au contexte qu'elle a mis en avant avec la première chanson Survival, parce qu'elle explique bien en fait que elle dit When the world seems to crumble all around, donc quand le monde a l'air de s'effondrer autour de moi et les gens malsains essaient de me faire tomber, je pense à ton visage et je m'envole. Et ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et quand je vois mm. ça, je pense tout de suite à la pochette, à la couverture, à ce qu'elle peut ressentir, tout ça, parce que c'est voilà, là on est vraiment sur du bedtime stories, hein. I keep a picture of you next to my bed at night. Je trouve que c'est vraiment une des chansons qui manifeste vraiment au mieux la direction artistique de l'album, et ça nous donne une indication sur comment elle aurait pu voilà survivre dans cette période-là qui était très compliquée quoi. C'est sa mère, c'est cette force qui l'anime et qui est omniprésente depuis le début, n'oublions pas, hein. C'est beaucoup de choses qu'elle fait et qu'elle a réalisées, c'est très inspiré par sa mère, c'est drive par sa maman en fait. Donc je pense notamment à Like a Prayer, hein, l'album. Ça l'a hanté d'avoir la même Oui. âge que la disparition de sa mère. Donc tu vois, il y a plein de liens comme ça et il y a un peu cette connexion, cette connectivité dans son art et ce moment-là de sa vie. Donc c'est très important et je trouve ça très vulnérable et très courageux de sa part de le sortir après un contexte comme Erotica parce que au lieu de montrer les armes et d'être un peu à l'agressivité entre guillemets avec Human Nature, là on est vraiment sur je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire pleurer et tu pleures quoi. Ah oui, franchement. Et puis bien sûr l'approche je la trouve incroyable parce que trois samples, trois samples très bien choisis et ça rend le tout tellement beau genre et puis même niveau mélodie c'est magnifique, je suis désolé, genre le couplet, le refrain, puis l'outro de la chanson, le Inside of Me qu'elle nous fait comme ça, je peux plus moi. En fait, j'essaie de ne plus l'écouter parce que sinon après je vais être obsédé donc j'arrête. J'adore, j'adore. C'est un peu mon Angel sur Bedtime Stories quoi, voilà. Ça rejoint les chansons Elle utilise sa voix différemment, c'est quoi. ça. Et ça rejoint en fait les chansons qui sont très personnelles, notamment Mère Girl en fait. C'est dans le même registre. Ah ouais, franchement, et je suis en train de travailler déjà sur le prochain épisode sur les démos. Et ce que j'apprends sur la démo d'Inside of Me, c'est que la démo, elle est beaucoup plus triste, en fait. Et que les paroles changent un peu. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas la chanson qui a fuité sur Internet, mais c'est hyper intéressant. Et la version finale, Inside of Me, elle est un peu plus optimiste et lumineuse, je trouve. Alors que I Will Always Have You, elle est beaucoup plus triste. En fait, c'est ça. En fait, il y a ce côté, c'est triste, mais il y a toujours cette espèce de côté en mode genre ça va aller entre guillemets, parce que dans les paroles, elle reste rassurante et la manière dont elle chuchote le I will always feel you à la fin. Oui, Elle le dit, c'est comme si elle avait le smile en mode genre, elle a accepté ce qui se passe, la situation. C'est des moments de vulnérabilité dans sa vie, mais derrière, elle l'aura toujours avec elle. Et ça, c'est ce qui compte le plus en fait. C'est pour elle, c'est que même si elle est partie, elle est toujours avec elle. Voilà. Et ça, c'est en mode genre t'as envie de pleurer, t'es là en mode arrête Madonna. Mais ouais, je comprends. J'adore. On passe maintenant à une chanson, que dis-je, un single emblématique de Madonna, Ah Human Nature. It's human
va pas trop parler de la chanson puisqu'on fera un épisode spécialement consacré au titre. Toujours est-il qu'on peut dire qu'il s'agit du dernier single de l'ère, sorti en mai 95, avec une très belle pochette du single. Dans cette chanson, Madonna s'adresse directement et frontalement aux critiques qui l'ont traîné dans la boue durant l'ère Erotica. On note la présence d'un sample, celui de la chanson What You Need de Main Source, c'est-à-dire sa basse. On retrouve la basse dans Human Nature. J'aime particulièrement le son trip-hop qui se couple bien à la voix de Madonna et au texte. Elle a une voix qu'elle utilise différemment cette fois-ci, je trouve, quand elle s'adresse à nous, quoi. À noter que la chanson a été écrite par Madonna, bien sûr, Dave Hall, Sean McKenzie, Kevin McKenzie et Michael Dewing, et produite par Madonna et Dave Hall. Comment parler de ce titre sans évoquer son clip, réalisé par Mondino, Jean-Baptiste. On voit Madonna dans une tenue en latex, noire, et ses danseurs faire une belle chorégraphie soignée, critiquant ouvertement les critiques qu'a subi Madonna, durant l'ère musicale précédente. Justement, Christophe, qu'est-ce que tu penses du clip d'Human Nature? J'adore le clip. C'était Alec Keshishian qui devait le réaliser au départ. Après, bon, c'est Mondino qui a pris la relève. Le clip, il est génial. En plus, il y a 2 danseurs du Girly Show dedans. Il y a Luca Tomasini et puis Michael Gregory. C'est la première fois que Jamie King aussi participe en tant que chorégraphe. Le clip, je l'adore. Ce qui est vraiment intéressant dans le clip, c'est qu'elle utilise le bondage comme une métaphore de la censure. J'ai l'impression, c'est qu'elle est corsetée dans son costume, elle peut pas bouger. Des fois, elle a un masque sur le visage. Enfin, c'est incroyable. Et puis la chanson, la première fois, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu dans ma chambre, j'étais ça faisait tellement, je le dis avec mes mots, mais ça faisait tellement musique de rap, de gang, j'ai trouvé, et c'était pas du tout le style de Madonna, quoi. C'était vraiment, et j'ai beaucoup aimé tout de suite. J'ai trouvé qu'elle prenait des risques avec ce type de musique à l'époque, voilà. Mais c'était avec ma vision de jeune adulte, ça me faisait vraiment, je me suis dit: «Waouh, c'est étrange, c'est une vraie chanteuse de rap, quoi». Mais ouais, c'était bien, c'était super. Franchement, j'adore ce titre. Voilà. Et toi, Logan? Ah là 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 là. Bah, moi, je sais pas quoi te dire de plus à part que on freeze vraiment le génie total avec Human Nature. Déjà parce que ça fait pour moi, tout de suite, enfin, si on regarde vraiment la pop music, Human Nature, il y a un son qui sort du lot, celui de Michael Jackson, tu vois? Oui. Et là, en fait, j'aime le nouveau sens qu'elle donne à Human Nature parce que du coup, c'est vraiment genre nature humaine. En mode, genre, dans le sens très primitif, dans le sens où voilà, on est des humains, ça fait partie de notre nature. Il n'y a pas à s'offusquer, il n'y a pas à être choqué. Et d'utiliser ça dans le sens un peu pour donner une réponse aux médias par rapport à l'époque d'Erotica, c'est ultra intéressant, déjà. Et bien sûr, tout le côté suffocation, tout le côté claustrophobique du clip, parce qu'on la voit dans des boîtes, qu'elle tape, qu'elle est entourée de cordes qui rappellent forcément le sexbook, tout le côté vraiment bondage, voilà, toutes ces pratiques-là. La tenue en latex aussi qui peut faire penser voilà, à des pratiques SM et j'en passe, les masques et tout ça. Donc on est vraiment sur une imagerie qui ressemble à Erotica. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que elle est vraiment dans un environnement qui est tout blanc, quoi. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait plus rien autour, quoi. C'est du blanc, blanc, blanc et il se passe rien et elle est en noir. Et toute cette noirceur, elle ressort dans ce blanc, quoi. Et autant même aussi au niveau des paroles. Donc c'est la juxtaposition, le clash et toute cette chorégraphie qui est mise en avant, je la trouve juste absolument géniale. Et bien sûr, ça rappelle le sexbook, absolument. Ça rappelle le sexbook, et puis c'était du noir et blanc, donc il y a un côté voilà toujours un peu film, etc. Donc c'est intéressant, et puis il est très provocateur parce qu'il y a une section où est-ce qu'elle arrive, qu'elle met un gros coup de rein au niveau de la fesse de la personne qui est attachée et tout ça. Enfin c'est voilà, on joue encore avec les codes d'Erotica là-dedans. Et c'est une réponse en mode genre il n'y a pas de regret, je regrette rien, et tant pis pour vous, quoi. Et je ne suis pas votre ne foutez pas votre sur moi. Bah, j'aime ce franc-parler, genre elle envoie bouler, voilà. Elle envoie bouler, et en fait c'est un clip comme ce que j'ai expliqué, qui a été réutilisé après derrière par George Michael, et d'un point de vue musicalement parlant, c'est absolument dingue de Madonna d'avoir une chanson de ce registre-là, parce que quand tu écoutes le synthé vraiment et qui se mélange avec ce sample
qui a été utilisé, c'est tellement audacieux et tellement aussi agressif, je trouve. Il y a un côté un peu genre métallique à la prod et un peu angoissant vite fait et un peu genre ruelle sombre, etc. Je trouve que c'est très, bah ouais, comme tu l'as dit, un peu très trip-hop et tout ça. Et il y a une vibe Massive Attack. Oui. Voilà. Il y a une vibe Massive Attack. Et le fait qu'elle sorte ça comme ça, à cette période-là, sur cet album-là, et que ça sorte en single, et en plus que c'est un single qui répond aux médias qui l'ignorent, et qui essaient un peu de la faire tomber, c'est judicieux, quoi. Parce que c'est quand même un son qui s'aventure beaucoup sur des terrains qui n'étaient pas des terrains de Madonna à la base. Oui, c'est sûr. Même si ça avait été flirté avec Justify My Love, par exemple. Enfin bref, je parle trop, mais j'adore cette chanson et je trouve qu'elle est très bien écrite. Non, non, mais c'est intéressant. Je trouve ça trop, je suis trop Et fan. Et il y a puis, beaucoup d'humour aussi dans la chanson. Enfin, il bien y a un sûr. côté ironique, sarcastique. Enfin, voilà. Ah oui, complètement. Oui, j'aime bien quand elle chuchote Oui. aussi. Et quand elle dit que je n'ai absolument aucun regret, qu'après elle redira encore cette phrase-là dans les interviews de Ray of Light, juste après derrière, donc oui. Et elle dit aussi c'est vous qui avez un problème. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien quand Oui. elle fait le Oops, I didn't know I couldn't talk about sex. Et après, elle parle aussi de règles qu'elle n'a pas construites et qu'elle est obligée de jouer, quoi. Elle dit I'm breaking all the rules I didn't make. Je casse toutes les règles que je n'ai pas créées. Et ça, c'est vraiment genre, tu vois, j'aime trop cette chanson. Je trouve qu'elle est très bien écrite, très très bien écrite. Et la fin, c'est juste absolutely no regrets. Et on la voit Ouais. boxer et s'arrêter et rire. Enfin, c'est un cirque, mais c'est super, quoi. Ah oui, oui, et puis en plus, à un moment, elle porte un vêtement où est-ce qu'elle est genre en soutien-gorge, avec son sous-vêtement et tout ça. Et ça me rappelle beaucoup le photoshoot de Esquisse Magazine, je crois que c'était en Ouais. 94. Ouais. Où est-ce qu'elle était absolument magnifique dedans. Ça lui fait penser, et je pense que ça a dû être pendant les mêmes périodes, mais c'est Ouais, voilà, c'est la même période. c'est un clip, comme j'ai dit, qui a marqué, quoi. Et d'autres stars, même de la sphère pop, ils s'en sont inspirés, hein. Quand tu regardes le clip Freak de George Michael, c'est Human Nature, hein. C'est vrai que la chorégraphie, elle est soignée. Et moi, j'aime bien le contraste entre les tenues en noir des danseurs de Madonna et la pièce blanche dans laquelle ils se trouvent. Et puis, Absolutely No Regrets, bah, c'est iconique, quoi. Et c'est une chanson qu'elle chante régulièrement en concert, en fait. Elle l'a reprise. C'est peut-être une des chansons de Bedtime Stories qu'elle a plus repris en concert. C'est vrai. Elle a beaucoup repris, hein, ouais. Même au Celebration Tour. Ouais, et puis même Stickin' Sweet avec Britney Spears dans la cage d'ascenseur qui était en mode claustrophobique aussi, quoi. Et dans le retour aussi sur le cheval mécanique. Oui, Ah oui. Et au MDNA Tour et au Madame X Tour. Ouais. Madame X, c'était vraiment stylé en C'était plus. super. C'était une belle version. Ouais. Donc ça doit être une chanson importante pour elle, hein, pour la reprendre comme ça souvent. Oui, parce qu'en fait, ça montre bien qu'au final, elle est toujours présente et qu'elle a gagné, quoi, face à ce bras de fer, on va dire un peu, Exactement, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vu d'une autre façon et puis ce que les gens lui ont reproché, au final, maintenant, c'est un peu célébré, mais c'est plus récent, par contre, le côté célébration de tout ça. Mais oui, oui, hein. Et juste une chose, je sais que vous allez en faire un épisode, mais elle est blonde dans le clip. Et elle fait tellement, puisqu'elle a des lanières de cuir dans les cheveux, on dirait qu'elle a les cheveux noirs en fait, mais alors qu'elle est blonde encore. En tout cas, dans les charts, bah, la chanson ne brille pas trop. Malheureusement, top 10 au Canada, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre. J'ai trouvé aucun chiffre pour la France, malheureusement, mais bon. De toute façon, on aura l'occasion de revenir longuement sur Human Nature dans un futur épisode. Ne vous inquiétez pas. On passe maintenant à une chanson sensuelle, pour le coup, Forbidden Love. In your eyes, forbidden love. In your smile, forbidden love. In your kiss. Une des chansons écrites par Madonna et Babyface. Lors de la production de la chanson, Madonna a demandé à Nelly Hooper de venir enrichir le titre. Il a su apporter la basse, mais aussi un sample de la chanson Down Here on the Ground. C'est la basse en fait. C'était Down Here on the Ground de Grant Green. Dans le magazine Icon de 94, Babyface est revenu sur l'écriture de la chanson. Selon lui, elle était très fluide, je le cite. Elle a entendu la chanson et tout a commencé à sortir. Les mélodies, tout ça, c'était beaucoup plus facile que ce que je n'aurais cru. Madonna est une merveilleuse parolière. Elle a reconfirmé mon intérêt envers les collaborations avec des artistes qui apportent vraiment quelque chose. Elle a su apporter un concept, une mélodie et des paroles. Un certain Marius de Vries a aussi travaillé sur la chanson. On va parler un peu de lui un peu plus tard. Il a dit à Lucy O'Brien pour Like an Icon, je le cite,
Forbidden Love a été fait en 2 jours. Tu dois être dans un état d'esprit spécial quand tu travailles aussi vite. Madonna est rarement incertaine sur les sons qu'elle veut. Un album de YouTube, par exemple, peut être enregistré en 2 ans. Aucune décision ne sera prise jusqu'à la dernière minute. C'est une approche différente. Comme quoi, tu as des chansons dont le processus créatif peut être très rapide et fluide, quoi. La chanson n'est pas sortie en single, cependant elle sera mise en avant dans la compilation de ballades Something to Remember de Madonna. Pour ma part, je trouve la chanson sensuelle, invitant à la transgression, puisque le titre parle d'un amour interdit. J'aime particulièrement le pont musical très doux. Le passage parlait de Madonna quand elle dit Rejection is the greatest aphrodisiac. J'aime aussi le début de la chanson quand les voix de Madonna et Babyface se mélangent et qu'elles disent Love without guilt, love without doubt. C'est-à-dire amour sans culpabilité, amour sans doute. En bref, c'est une chanson romantique, là, très sensuelle et très plaisante aux oreilles, très douce. Et vous, messieurs? Christophe, pour commencer. Ah bah, j'aime beaucoup cette chanson. Pour moi, c'est la petite sœur de Inside of Me, en fait. C'est sa sœur jumelle, quoi. Je retrouve le même plaisir, la même vibe, en fait, entre les deux. Et ce qui m'avait fait un peu sourire à l'époque, c'est qu'un journaliste lui avait dit, mais pourquoi vous dites que la protection, c'est le meilleur aphrodisiaque? Elle a dit, non, j'ai jamais dit protection, j'ai dit rejection. Et c'est voilà, c'est le fait d'être refoulé, enfin non accepté, qui fait qu'on est attiré par la personne. Et ça change toute la chanson, en fait, plutôt que le côté protection, qui est plus qui est plus facile, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est une super collab avec Babyface. Je trouve que les voix se mélangent. C'est vraiment une très bonne chanson pour moi. Et toi, Logan? Ouh là là. Alors, sachez-le, cette chanson m'a absolument obsédé pendant des mois et des semaines entières. Quand j'ai écouté Bedtime Stories la première fois de ma vie, c'était cette chanson-là qui m'avait fait genre un ah. J'avais vraiment été genre omnubilé. Genre, je me sentais comme sur un petit nuage. Et honnêtement, c'est la première chanson officielle qu'on a de Madonna avec le titre Forbidden Love, parce qu'on retrouve la même chose sur Confessions. Que dire? Pour moi, elle est réussie. Elle est réussie et c'est une des meilleures chansons de l'album d'ailleurs aussi. Elle fait penser à Inside of Me, comme l'a dit Christophe, dans la vibe, dans le style, parce que je retrouve ça aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, genre tout le côté vraiment sensuel, le côté un peu interdit, genre on n'a pas trop le droit de s'aimer, tout ça, tout ça, tout ça. Le fait qu'elle dise que d'être rejetée et d'être un peu ignorée par la personne qu'elle aime, c'est quelque chose qui l'attire, qui la rend encore plus, voilà, envie d'aimer. Enfin, c'est vraiment en mode genre, c'est une chanson qui prête aux relations adultes, voilà. Ah, mais c'est vrai. Il y a une vibe comme ça, ouais, sensuelle. Ah ouais, non mais vraiment, ouais. Et c'est très sensuel, la prod, j'adore, surtout l'espèce de gros synthé qui fait un gros écho comme ça là. Non, je suis trop fan, je peux plus. Et, sachez-le, alors ça c'est à reconfirmer, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il y a une chanson, enfin il y a un moment dans la chanson où est-ce qu'elle dit Rejection is the greatest aphrodisiac. On retrouve quelque chose de similaire dans le titre Eden de Stéphane Pompouniac. À un moment, la chanteuse, elle le dit la même chose et je me suis dit, oula, Bedtime Stories. Ouais. Donc après, je sais que c'est une phrase qui revient souvent, partout dans le monde, hein, mais peut-être qu'il y a un lien, je sais pas, à voir. Je sais pourquoi. Parce que c'est une citation de Marcel Proust. Voilà. Dans un de ses romans. Voilà, bah voilà. Donc on fera peut-être un épisode sur Madonna et la littérature. Parce qu'il y aura des choses à dire par rapport à ça. C'est clair. Ah oui. Place maintenant à une très belle ballade, je trouve, de l'album. Love Try to Welcome Me. Une pépite, chanson écrite et composée par Madonna et Dave Hall. Une ballade dont on n'entend jamais parler de sa discographie, c'est bien dommage. Ici, j'ai l'impression que Madonna se livre comme jamais sur la solitude que peut engendrer la célébrité, voire la vie en général. C'est l'un des plus beaux textes que Madonna a écrit, je trouve. Je trouve déchirant. J'aime bien son côté poétique. Par exemple, quand elle dit « Au lieu du printemps, c'est toujours l'hiver », comment elle utilise les saisons et ce qu'ils symbolisent pour parler de la solitude, ou quand elle dit ce sont mes yeux, mais ils ne peuvent pas voir, ce sont mes bras, mais ils ne connaissent pas la tendresse. Tu sais comment elle utilise chaque partie du corps, comment elle associe chaque partie du corps à quelque chose de négatif ou triste, en toute honnêteté. Et l'atmosphère de la chanson, elle est feutrée, et elle laisse place à une belle interprétation de Madonna tout en émotion. Et Tony Martin a joué de la guitare sur cette chanson. Il a dit, je le cite,
Elle m'a appelé et m'a demandé si je savais jouer de la guitare à cordes en nylon, et j'ai dit bien sûr. La vérité, c'est que je savais pas du tout en jouer, mais tu dis jamais non à Madonna. Donc j'ai couru jusqu'au magasin de musique pour acheter une guitare. Le lendemain, je suis allé à New York et j'ai joué avec cette guitare. La chanson était tellement belle, j'étais ravi de faire partie de celle-ci. Elle a dit que c'était une chanson sur la solitude. Donc ce qui est vrai. Dans une séance de questions-réponses pour le magazine Icon en 96, Madonna a avoué une de ses inspirations pour cette chanson. Je la cite. Une stripteaseuse dans un bar m'a inspiré à écrire cette chanson. J'étais désolé pour elle et j'ai inventé son dialogue intérieur. Et ça c'est intéressant parce que je savais pas du tout. Donc c'est une très belle chanson pour moi. Et pour toi Christophe, est-ce que tu rejoins ce que je pense du titre? Oui, un grand oui, parce que pour moi, c'est. Tout à l'heure, j'ai dit que Forbidden Love, c'était la petite sœur de Inside of Me. Pour moi, c'est la Love Try to Welcome Me, Ouais, c'est Take a la Bow. petite sœur de Take a Bow. Je trouve au niveau des guitares, etc. Mais surtout, je trouve que là, on rentre dans la deuxième partie de l'album Bedtime Stories avec le côté. Tu parlais tout à l'heure de littérature, de poèmes. Là, on rentre vraiment parce que là, cette chanson-là, elle est vraiment Oui, inspirée d'un oui, poème Oui, du XVIe tout à fait. siècle c'est ça, de exact. George Herbert, Love 3, Love 3 là. Et c'est incroyable. Moi, j'ai relu le poème récemment et c'est vrai que toute la chanson y est quelque part. Elle est réintroduite, recontextualisée, réécrite, etc. Mais on sent vraiment. Et ce qui est génial, c'est que Madonna nous fait connaître un petit peu ses goûts en termes de poèmes, en termes de littérature. Et je trouve que ça enrichit encore son Oui. côté artistique. Voilà. Et toi Logan? Moi, pour moi, c'est une chanson que je trouve très belle et surtout tellement mielleuse, genre c'est du miel pour les oreilles, voilà. Et j'adore en fait, la voir dans Bedtime Stories parce que je trouve que ça te prépare le terrain pour du Take a Bow derrière justement. Il y a en fait et puis en même temps, je trouve que c'est cohérent, c'est cohésif avec, Forbidden Love parce qu'on retrouve des synthés, des bruits, des sonorités qui étaient déjà là avant, tu vois? C'est une sorte de chargement en cours de Take a Bow, tu vois? Donc Non mais c'est vrai. non mais vraiment, hein, c'est cohérent dans l'album, donc il a clairement sa place. Après au niveau des paroles, j'aime la manière dont c'est très poétique et c'est joliment dit, tu vois? Quand elle dit par exemple: «Instead of spring, it's always winter». J'aime ces métaphores où vraiment ça parle nature, tout ça et justement voilà, c'est un poème qu'elle s'est réapproprié et qu'elle a détourné dans un contexte un peu plus, sensuel, érotique et tout ça. Et j'aime aussi le fait qu'elle dise que justement, bah, elle essaie d'être ouverte à l'amour, mais elle se retire quand même derrière, quoi. C'est comme quoi elle est pas forcément toujours prête à accepter une relation, tout ça, donc j'aime bien cette vulnérabilité même au niveau des relations, tu vois? Genre on a divers aspects par rapport à ça, de son point de vue à elle et c'est plutôt intéressant. C'est une belle chanson, c'est une belle chanson et c'est pas la première fois que Madonna d'ailleurs elle parle, enfin qu'elle utilise des poèmes pour construire une chanson. On reverra ça avec, Sky Fits Heaven d'ailleurs. Tu teases là, mon épisode sur ça, la Oui. littérature. Oui, oui, bah oui. Mais en tout cas, c'est une chanson qui est importante parce que ça montre bien que Madonna, c'est quelqu'un qui lit, qui est cultivé, qui a des références artistiques, notamment au niveau des peintures, des tableaux, des artistes, tout ça, même des poèmes. Donc c'est quelqu'un qui reste toujours inspiré. Et j'avais expliqué au tout début du podcast, souvenez-vous, que parfois les songwriters, ils avaient recours à des techniques, notamment la technique du petit carnet. Oui. Et Madonna, c'est quelqu'un qui utilise la technique du petit carnet. Ça veut dire elle va noter des événements, des choses qu'elle va voir dans sa vie, des titres de chansons, tout ça. Et c'est comme ça après qu'ils composent les musiques parfois. Et ils vont écouter une instrumentale, une production, et ils vont repenser peut-être à des textes qu'ils ont dû écrire dans leur coin, ou des poèmes, ou des phrases, ou des petits bouts, des trucs. Et ces chansons, en fait, c'est un peu un assemblage d'idées comme ça qui prennent vie à travers la musique. C'est joliment dit ce que je viens de dire. Là. Enfin bref. Oui. Non mais c'est vrai, c'est ce que j'aime le plus chez elle peut-être. C'est qu'en fait elle est curieuse, ouverte à tout et qu'elle est cultivée quoi. Elle s'ouvre aux différentes formes de l'art. Oui, elle a pas de limite, Madonna. C'est beau. Ouais, c'est ce que j'aime chez elle. Ouais. Surely whoever speaks to me in the right voice, him or her I shall follow. Une pépite en cache souvent une autre. On va parler maintenant de Sanctuary. Who needs the sun when the rain's so full of life? Who needs the sky? It's here in your arms. I want to be buried. You are my sanctuary. Et ben pour moi, cette chanson préfigure totalement Ray of Light, de par son atmosphère et son texte. Bien que le titre se réfère à la religion, sanctuaire,
Sanctuary est une chanson spirituelle. C'est la première chanson que Madonna et Dallas Austin ont enregistrée ensemble le 2 mars 1994. Sur MTV Europe, pour Steve Blame, Madonna a déclaré que cette chanson parlait du fait de se connecter à quelqu'un et de trouver son âme sœur. D'où le You are my sanctuary, tu es mon sanctuaire. Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que Madonna change sa manière de chanter. Parfois, elle va parler avec sa voix grave. Parfois, elle va chanter dans les aigus. À la base, Sanctuary était une chanson écrite par Anne Preven et Scott Cutler du groupe Edna Swap. Un ami commun de Madonna et Preven a passé la cassette démo du titre à Madonna. Cette dernière l'a retravaillée. En 2004, Anne Preven s'est confiée sur la chanson dans le magazine BAM. Elle a dit, je la cite, « À l'époque, je pensais qu'elle avait gâché la chanson. J'ai même appelé pour organiser une rencontre avec elle. Je suis allé la voir et je lui ai dit « Écoute, il te manque quelque chose. Tu as supprimé le couplet, tu veux pas le supprimer. Garde au moins ça et remets l'harmonie. » Elle m'a regardé et tu sais, genre, elle m'a dit « Ouais, ok. » Mais je pensais que je devais avoir le contrôle parce que c'était ma chanson. Et c'était la première fois que quelqu'un reprenait une de mes chansons. Et j'étais juste un peu stupide. Je suis une maniaque du contrôle, une control freak, quoi. Et j'ai une certaine vision de la façon dont je veux qu'une chanson soit. Donc c'est difficile de lâcher prise. J'ai fait des suggestions spécifiques comme remets le couplet ici, ajoute des harmonies là. Elle avait réécrit les paroles, les avait raccourcies et les avait adaptées à la même mélodie, ce qui donnait un résultat intense, un peu house. J'ai donné mon avis, elle a respecté. Elle n'a pas changé sa version, mais elle m'a écouté. Une fois que j'ai écouté tout son album, j'ai compris ce qu'elle voulait faire. Donc ça a bien fonctionné au final. A noter que la chanson possède un sample, celui d'une chanson d'Herbie Hancock nommée Watermelon Man. On entend dans la chanson. Intéressant. Madonna a eu l'idée de faire une transition entre Sanctuary et Bedtime Story. Elle a donc fait appel à Nelly Hooper pour qu'il la crée. Et j'adore la transition, elle est efficace et c'est un de mes moments préférés du disque. Que pensez-vous de cette chanson, messieurs? Commençons par toi, Christophe. J'adore. J'adore encore une fois. Je trouve que le sample d'Herbie Hancock est génial dans la chanson. Il y a des références une nouvelle fois à un poème de Walt Whitman, qui est un poète immensément connu aux États-Unis. Hein. Et donc l'alliance des deux fait que cette chanson, elle a une âme, je trouve. Elle est, je la trouve très visuelle en plus. Moi, je m'imagine dans la forêt avec un cimetière, une tombe, etc. Et ça me fait un peu penser en écho à Mare Girl de Ray of Light. C'est étrange. C'est la même vibe, la même sensation. Je la trouve plus tellement étrange dans l'album et ça fait une ouverture incroyable pour Bedtime Stories. Je trouve que Bedtime Story serait pas la même chanson s'il n'y avait pas Sanctuary. Ce serait pas pareil, ça tomberait à plat, je pense. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde un petit peu, un film un petit peu très visuel. Je vois quasiment pas un film d'horreur, mais un peu le début de thriller, quoi. J'adore, quoi. C'est tout un univers, cette chanson. En fait, c'est mystérieux, c'est onirique même, ne serait-ce qu'avec l'intro où on ne sait pas où on va nous emmener et Madonna qui parle. C'est très bizarre. Et toi, Logan? Ah Alors, pour moi, là, on arrive vraiment, on est en train de mettre les chaussures et on rentre dans Ray of Light déjà. On met juste les chaussures pour l'instant, on n'est pas encore complètement habillé pour sortir, mais on met les chaussures déjà. Et en gros, déjà, alors je vais essayer de faire rapide et simple. Sanctuary, déjà, un sanctuaire, comme tu l'as dit, il y a une connotation religieuse là-dedans. C'est un endroit, c'est un environnement où tu es censé vraiment pouvoir te poser pour pouvoir faire des rites, des offrandes, ce que tu veux. Et en fait, qu'elle utilise ça comme métaphore pour parler de quelqu'un, c'est très fort comme mot, tu vois, sanctuaire. Et en plus, ça fait sens avec Madonna, parce que Madonna, elle a toujours joué avec les images religieuses comme ça et toutes ces thématiques-là. Donc ça fait sens, dans un sens. Et en même temps, ça aide aussi à créer tout ce côté atmosphérique et visuel à la chanson. En plus, bien sûr, du sample, je trouve, qui vient rajouter tout ce côté encore plus exotique, encore plus percutant. Parce que là, tu rentres vraiment dans un genre de production, dans un style de production qui sonne très avant-gardiste, déjà, et qui, en plus, arrive avant Bedtime Stories. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une transition. Et c'est pas toujours qu'il y a des transitions dans les albums de Madonna comme ça. C'est rare. Et bon, bien sûr, si on parle de Confessions, qui a été construit comme ça, c'est différent, parce que lui, il a été construit, il a été pensé comme ça. Mais là, c'est vraiment deux chansons qui suivent, et qui en plus sont comme interconnectées. Donc tu vois qu'elle parle d'un sanctuaire, et que tu arrives dans un environnement comme Bedtime Stories derrière, d'un point de vue atmosphérique,
T'as vraiment l'impression de rentrer dans une brèche, dans quelque chose de tout à fait, surréaliste, de nouveau, d'incompréhensible, d'insaisissable. Et ce côté insaisissable, ésotérique, un peu bizarre, c'est ce qu'on retrouve dans du Ray of Light et également surtout, bah, dans le clip de Bedtime Stories. Donc c'est un peu les fondations, le bâtiment, le sanctuaire à tout ça. Et je trouve ça très intéressant la manière dont dont ils la mettent à la fin de l'album, comme ça t'as l'impression de te dire genre qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? On passe sur un autre album, sur une autre ambiance, et c'est vraiment avant-gardiste, absolument avant-gardiste. Et puis les paroles sonnent tellement, genre c'est fait très surréaliste, tu vois? Genre le Who needs the sun, when the rain is full of life, qui a besoin du soleil quand quand la pluie est pleine de vie. Enfin c'est, tu sais, ça fait un peu genre question existentielle, quoi. Genre qui a besoin du soleil? Et après elle explique qu'en fait son univers, son monde, elle le remet en question et la seule chose dans laquelle elle veut être, l'univers dans lequel elle veut être, c'est dans le sanctuaire, donc c'est avec la personne, tu vois? Dans le confort d'être dans la dette avec la personne autour d'elle. C'est très puissant, la manière dont c'est dit et dont c'est fait, quoi. Voilà. Donc, je vais pas trop parler Mmh. plus, mais en gros, voilà. Non, Je mais parle beaucoup. je vous rejoins complètement, messieurs. J'adore ce titre. Je l'écoute en boucle depuis que j'ai écouté l'album pour le podcast. C'est le son favori d'un de mes potes. C'est l'ambiance qui me. Ah ouais? Ouais, de tout l'album, il adore, Sanctuary, ouais. C'est l'ambiance qui m'intrigue le plus et les paroles. C'est très surprenant de Madonna, quoi. On continue dans cette vibe mystérieuse avec ta chanson, Logan, Bedtime Story. Ah! Let's get unconscious, honey. Let's get unconscious. Ça y est. Troisième single de l'ère sorti en février 95, chanson produite par Madonna et Nelly Hooper et écrite par Marius de Vries, Nelly Hooper et Björk. Qui est Marius de Vries? Marius de Vries est un compositeur et producteur britannique. Il a notamment participé à l'album Début de Björk, super album. Madonna adore ce disque à tel point qu'elle a demandé à Nelly Hooper, le producteur du disque, si Björk était disponible pour écrire de nouvelles chansons. Apparemment, elle a refusé sous prétexte qu'elle est en tournée, mais elle a envoyé une démo qu'elle avait faite. J'ai trouvé cette citation de Björk dans la biographie Wow and Flutter de 2003 qui parle de Bedtime Story, je la cite. Je pense que Madonna est une personne qui fonctionne beaucoup avec sa tête, mais elle a beaucoup d'instinct animal, parce qu'elle n'aurait jamais survécu aussi longtemps sans avoir un instinct. Je ne la juge pas, je lui ai juste offert un point de vue extérieur. Donc j'ai écrit « Soyons inconscients, chérie. Let's get unconscious, honey. » Et les mots n'ont pas de sens. Words are meaningless. Ce qui veut dire lâche prise et essaie de suivre le courant dans lequel tu te trouves. Dans le magazine Icon en 1994, Madonna a confié qu'elle a adoré la démo et qu'il fallait qu'elle enregistre la chanson. Selon elle, la chanson lui a donné l'inspiration pour le titre de l'album. Et moi, ce que j'aime dans cette chanson, et surtout de la place qu'elle occupe dans l'album, c'est qu'elle est vraiment à part des autres chansons du disque, quoi. Ne serait-ce que par son côté électro-minimaliste aussi, je dirais. Ambiant, ouais. La chanson poursuit la vibe onirique et mystérieuse de Sanctuary, mais cette fois-ci avec l'électro, alors que Sanctuary n'est pas électro, quoi. Et ce titre, ça préfigure tellement Ray of Light. Pour De Vries, à Lucy O'Brien, Bedtime Story était un embryon qui est allé bien plus loin sur les prochains albums de Madonna. Et je suis bien d'accord avec lui, et toi aussi, Logan, je pense. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, tu vois, je disais par exemple qu'on avait mis les chaussures avec Sanctuary, maintenant on a mis les vêtements, et là vraiment on sort dehors, ça y est. Et pour moi, Ray of Light démarre ici. Voilà, l'era Ray of Light démarre à partir de Bedtime Stories. Bedtime Story, pardon, pas Bedtime Stories. Parce Oui. que ça sonne futuristique, ça sonne complètement différent de tout ce qui se fait. C'est très très unique, très très spécial, très un peu inaccessible, un peu, bah, comme je disais, voilà, mystique. L'imagerie est mystique, la prod est mystique et ça sonne vraiment, bah, c'est de l'ambiante, hein, c'est de la house ambiant un peu pour moi. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a avec Ray of Light parce qu'il y a beaucoup d'ambiance dans Ray of Light. Parce que William Orbit, c'est un peu le big boss de l'ambiant parfois. Pour moi, cette chanson est un chef-d'œuvre et c'est une chanson dont on reparlera de Madonna même encore pendant des années. Et je trouve qu'elle n'a pas vieilli, qu'elle est toujours autant futuriste, un peu comme à la Impressive Instant, mais pour d'autres éléments, bien évidemment. C'est incroyable, quoi. Et je donnerais tout pour avoir la démo. Je veux avoir la version de Björk, moi. Je veux l'entendre. Parce que j'ai envie de savoir comment est-ce que la prod était, en fait. Comment elle était, est-ce qu'ils avaient déjà certains éléments, certaines sections. Et parce que je sais que les paroles ont été réutilisées après derrière par Björk pour une autre chanson. Elle a fait à sa façon, mais je la trouve extraordinaire, voilà. Et je pense qu'à l'époque où ça a dû sortir, les gens ils ont dû se dire qu'est-ce qui se passe? On passe d'un erotica à ça. Genre, tu vois pas le truc venir du tout, et c'est pour ça qu'on l'appelle la reine de la pop pour une raison, c'est qu'elle a vraiment poussé les sphères de la pop musique à un autre niveau, Madonna. Clairement un autre niveau.
C'est là, on est vraiment sur de l'expérimentation, de l'underground. On dirait vraiment de la trip-hop un peu mystifiée, quoi, qu'on peut retrouver sur certains albums. Et quand on est Marius De Vries dedans, ça me surprend encore moins. Voilà. Pour moi, c'est un parfait mélange et je remercie Björk d'avoir donné cette chanson-là à Madonna. Merci. Parce que franchement, je la trouve juste fabuleuse et je trouve que ça a refait l'album Bedtime Stories et ça l'a amené encore à un autre niveau artistique. Voilà. Et que dire du clip de Marc Romanek, si Ah ce bah, n'est il qu'il y a- reflète à merveille l'ambiance de la chanson. Tu penses Oui. quoi du clip et de la chanson, Christophe? Je suis de l'avis de Logan. Enfin, c'est incroyable. C'est une chanson tellement en avance sur son temps que personne n'a rien compris. Enfin, à l'époque, personne n'a rien compris parce que ça n'allait pas du tout marcher en fait. Elle s'est à peine Mm. classée dans les charts, alors que Oui. Madonna était hyper impliquée pour la promo. J'ai jamais vu une promo pareille pour un titre. Elle a fait sa pyjama party avec un concours à New York. Elle l'a chanté en live au Brit Awards. Elle a sorti des versions limitées en vinyle. Enfin, il y a eu des remixes géniaux de Junior Vasquez. Pour moi, c'est les meilleurs remixes d'une chanson de Madonna. Le Il y Orbital Beat. a ah, c'est incroyable. Moi, j'adore cette chanson. Effectivement, c'est les prémices de Ray of Light, mais c'est un son aussi, c'est aussi une déclaration d'amour de Madonna à la musique européenne, en fait, parce que là, on n'est Oui. pas du tout sur une musique taillée pour les radios américaines, hein. Là, c'est une déclaration d'amour pour justement le son qui va venir de William Orbit. Ah, Et à l'époque, elle voulait travailler avec Orbital, c'est pour ça qu'ils ont fait un remix. Elle voulait travailler avec Prodigy. Elle était vraiment dans cette optique-là. Bon, ça s'est pas fait pour plein de raisons, j'imagine, qu'elle a trouvé son mentor avec William Orbit. Et puis surtout, le clip avec là, elle s'est fait plaisir avec les références aux peintres surréalistes qu'elle adore. C'est incroyable, on trouve sur le net les références, mais il y en a des tas pour ce clip. Des tas de références de peintres surréalistes. Il y a Frida Kahlo, il y en a énormément. C'est incroyable. Et pourtant, elle a été, encore une fois, hein, quand elle était au Brits, au niveau de la presse, après sa prestation, personne n'a parlé de la chanson. Tout le monde était en train de lui dire mais qui est votre nouveau copain? Est-ce que vous êtes enceinte? Voilà, on retombait là-dedans alors qu'elle était, elle, avec un titre incroyable. Et elle Mm. était, encore une fois, elle a été mal comprise ou incomprise en termes d'artistes qui proposent un choc musical. Les questions des journalistes, surtout anglais à l'époque, c'était est-ce que vous êtes enceinte? Qui est votre entraîneur sportif? Est-ce que c'est le père de votre futur enfant? Enfin voilà, c'est. Mais donc voilà, on avait une proposition musicale super forte, super en avance sur son temps, inédite, et personne n'a rien compris, quoi. Heureusement, elle s'est rattrapée avec Revolite après. Oui, c'est sûr. Bon, on va pas parler du clip puisqu'on fera un épisode spécial, le premier épisode thématique du podcast. Le thème qu'on explorera se trouve particulièrement dans l'album Bedtime Stories et plus spécialement dans le clip de cette chanson. Et j'ai hâte de le faire parce que j'ai trouvé plein de ressources et tout hyper intéressantes sur ce sujet, j'ai hâte. Alors, Madonna voulait absolument sortir cette chanson en single, voire la sortir en deuxième single, comme tu l'avais dit, Christophe, après Secret. Et elle a mis les bouchées doubles, comme tu l'as dit, niveau promo, prestations au Brit Awards et surtout le fameux Pyjama Party à New York. Ah là là. J'en peux plus. J'adore. Cette chanson, elle m'a hanté des années et des C'est années. vrai? J'ai tellement C'est cherché, Jux tellement Divina? cherché le nom. Mais on n'avait pas Shazam à l'époque. Moi, je Ah connaissais bah pas. oui. Et il y a 5-6 ans que j'ai pu trouver le titre. Et j'adore comment elle danse, la liberté Ah oui. qu'elle a, et surtout le côté provoque. Je sais pas si c'était voulu par MTV, mais de la filmer en contre-jour, en train de danser là-dessus. Enfin, c'est waouh. Mais quelle force, quel culot, quoi. J'adore. Ah mais c'est marrant. C'est pour ça qu'on aime Madonna, je trouve. C'est Voilà. c'est marrant parce que pour moi, le Mm. pyjama party, c'est Jux Divina, hein. C'est ça et la tenue de Madonna et son attitude, c'est la manière dont elle danse, dont elle est libre, ça refait la soirée, hein. Et puis surtout quand elle dit genre aux gens de se taire et qu'il y a une meuf qui lui dit genre: «You go girl» et elle lui dit: «If you don't shut up, I will go» et ça je trouve ça très drôle.
Parce qu'en fait, elle voulait leur lire une comptine et tout pour la promo, pas une comptine, une histoire. Et en fait, les gens n'arrivaient pas à se calmer et à se taire. Du coup, Exactement. Et en plus, elle leur dit j'aurais dû être en Europe, alors un peu de c'est respect ça. pourvu les C'est gars. ça. Alors que elle dit ça, alors que dans la salle, il y a des dragues, des gays, enfin, et qui demandaient à l'époque, qui revendiquaient le respect. Et donc, elle leur met ça dans pleine tête. Et c'était Ah non, génial, mais quoi. et puis en plus, pour parler justement du côté provocateur, c'est vrai qu'elle avait genre une robe de chambre en fait avec, quasiment je crois, elle était sans soutien-gorge Ouais, et il y a certaines photos qui traînent sur internet et cetera où tu vois carrément, bah, c'est ça en fait. attention, Et ouais. Ouais, ouais, et c'est ça, clair. ça me rappelle, bah, la performance de Like a Virgin parce que il s'était passé la même chose. Mais pour moi, c'est encore des restes d'Erotica un peu ce côté-là. Ouais, Pour ouais. moi, c'est comme si on avait assisté à un peu une after party d'Erotica, mais un peu plus, en mode pyjama party, quoi. Mais mon Dieu, quelle soirée! Et oui, forcément, Jox Divina. Bah, ça, c'est un son maintenant que je passe beaucoup, quand je mixe. Mais mon Dieu, quoi, c'est encore une fois plus, ça, c'est un son extraterrestre, hein, la bassline, les kicks et tout, enfin, vive l'underground. Mais ça montre bien que Madonna, quand même, elle plonge dans ce monde-là, quoi, et que c'est chez elle, en fait, ce terrain-là. Donc voilà, elle prend dans l'underground pour le mettre au goût du jour dans le mainstream. C'est un vecteur, Madonna. C'était Junior Vasquez Mm. qui avait mixé ce soir-là. Ouais, Mm. ouais, donc merci Junior, Ouais. hein. Le grand Ouais. Junior Ouais. Vasquez. C'était une grande fête qui a eu lieu au Webster Hall, qui était diffusée sur MTV pour célébrer la sortie du clip. J'adore le journaliste Kurt Loder qui lui dit mais pourquoi tu t'as fait une fête quand t'as sorti le clip? Bah lui, bah c'était juste un bon prétexte pour faire la fête. J'adore parce que bah, elle avait raison. Elle dit ça a changé de la sortie Bah oui. traditionnelle du clip sur MTV et basta quoi. Elle dit ça a changé un peu de faire Mais tu ça. sais que je crois, si je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'Ariana Grande avait fait une pyjama party privée avec ses fans. C'était pour la sortie, je crois, de Sweetener, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors je me rappelle plus précisément, peut-être que je me trompe d'era ou d'album, mais ça m'a fait penser du coup à la pyjama party de Madonna. Même si Madonna c'était un événement public pour le coup. Mais c'était la seule à faire des Bah choses oui. comme ça à l'époque. Enfin, personne d'autre ne lançait des singles avec des pyjama parties, quoi. C'était Non, et puis hallucinant, même, quoi. c'est tellement judicieux de transformer genre une espèce de soirée comme ça dansante en une pyjama party parce qu'en plus c'est du bedtime stories. Enfin, je sais pas, moi je te dis, je suis fasciné par Madonna de toute façon, donc c'est. J'adore. Je trouve que c'est toujours des enchaînements de bonnes idées comme ça, c'est vraiment bien pensé, hein, c'est dingue. Aussi, autre information, parce que du coup je rebondis que seulement maintenant, je suis un peu en jet lag, mais par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vrai que Bedtime Stories, c'était pas un son qui était vraiment calibré pour les radios américaines, parce que c'est vraiment pas le genre de sonorité auquel les gens aux États-Unis étaient forcément habitués, quoi. C'est plus, on va dire, européen, clairement européen. Et le fait que ce soit un des clips les plus chers de l'histoire avec Scream de Michael Jackson, ça prouve bien que Madonna, c'est vraiment une artiste à fond, quoi, parce qu'elle est capable de mettre du budget, des millions, pardon, de dollars pour faire un clip. Même si le clip, c'est pas forcément un tube ou un son qui va être un moment définitif dans une carrière, quoi. Donc ça prouve bien à quel point l'art, c'est au sommet de tout ce qui peut être dit, en fait, et que ça reste une artiste. Complètement, parce que la chanson n'a pas marché dans les charts. Hein. C'était Entièrement le premier d'accord. single à rater Bah le oui. top 40 des charts américains depuis le début de la carrière de Madonna. Par contre, la chanson était quatrième en Angleterre, en Finlande, cinquième en Australie. C'est pas une chanson commerciale déjà, radiophonique. Elle avait Non, peut-être du mal à se non. démarquer sur la scène musicale dominée par le R&B et le hip-hop à l'époque hein, aussi. Oui, et puis encore une fois de plus, comparé à ce qui se faisait dans le temps, dans la sphère pop, elle était vraiment au-dessus du game parce que c'est devenu une évidence, encore plus avec Ray of Light derrière, mais ça on l'expliquera. Ah, j'ai tellement hâte, au secours. Par contre, la chanson était numéro 1 Oui, dans les charts Oui, dance. tout à fait. parce que le monde de la nuit, ils ont compris, ils se sont dit, oula, attention. Et puis de toute façon, c'est marrant parce que vous voyez, on a eu William Orbit après, on a eu un remix de Orbital Mix. J'aime bien le fait qu'il y ait du Orbit qui commence à arriver là. Vous voyez, on y est. C'est clair. Bedtime Stories se conclut en douceur avec Take a Bow. I've always been in love with you. I guess you've always known it's true. You took my love for granted. Why? Oh, why? The show is over. Say goodbye. Ah, j'adore. Madonna a dit dans le magazine Icon, c'est ma chanson préférée du disque. Je l'ai écrite après avoir écouté un refrain composé par Babyface.
Babyface et Madonna ont produit et écrit ce titre. Babyface a dit à Billboard en 2014 que la chanson n'était à la base qu'un beat et des cordes. De là, ils ont collaboré et construit la chanson. Il a confié à Entertainment Weekly en 2022 qu'ils ont apporté les paroles et les mélodies. Madonna a ramené l'arrangeur pour les violons, ce qui était génial. On note bon nombre de références au groupe The Carpenters. Par exemple, quand Madonna dit This Masquerade is getting older, c'est une référence au titre This Masquerade de The Carpenters. Dans le making-of du clip de Take a Bow diffusé sur MTV, Madonna parle de la chanson comme parlant d'une histoire d'amour tragique qui ne fonctionne pas au bout du compte. Ah, faut parler du clip bien sûr, hein. Tourné à Ronda, en Espagne, et réalisé par Michael Haussmann. La vidéo se déroule dans les années 40 et met en scène Madonna dans le rôle d'une amante amoureuse d'un torero, interprété par l'acteur et torero espagnol Emilio Muñoz. Le personnage de Madonna connaît un chagrin d'amour. J'ai lu sur internet que le torero aurait abusé du personnage joué par Madonna vers la fin du clip durant le pont musical. On est d'accord que c'est fou, non? Elle pleure parce qu'elle a un chagrin d'amour. Oui, moi je pense que c'est pour ça. Ouais, Oui. ouais, c'est pas lié à ça. À moi Oui, j'ai oui, mal tout compris à la fait. fin du clip, mais je peux me tromper. Non, je pense pas parce que je crois qu'il y a une partie 2 de ce clip qui a été tournée Oui, après, You'll See. voilà pour You'll See, ouais. Ouais, oui, bien sûr. Donc I don't think so, sorry, Comme tu l'as dit, Christophe, le clip a provoqué le scandale auprès des défenseurs des droits des animaux. Ces derniers ont accusé Madonna de glorifier la corrida. Le clip était nommé dans la catégorie meilleure direction artistique, mais a perdu face à celui de Scream de Michael et Janet Jackson. Un clip très léché, un Take a Bow, qui reflète bien le romantisme de la chanson. Madonna est magnifique. Il paraît qu'elle s'est beaucoup investie dans le clip puisqu'elle voulait absolument avoir le rôle d'Eva Perón dans le film à venir Evita. Est-ce que vous avez un avis sur le clip et la chanson, messieurs? On commence par toi, Christophe. Ah ben, c'est un magnifique clip. Enfin, ça pourrait être une bande-annonce de film. Effectivement, elle a vraiment insisté pour le côté espagnol parce elle voulait plaire à Alan Parker parce qu'elle visait depuis des années le rôle d'Evita. Elle lui a écrit une lettre à l'époque, c'est ce qu'elle disait dans une émission d'MTV. Et avec la lettre, elle avait donc envoyé la vidéo du clip. Voilà. Donc ça a été. Moi, j'aime tellement ce clip que je suis allé pendant mes vacances il y a quelques années à Ronda pour visiter l'arène, le village. C'est magnifique. C'est une chanson qu'elle a aussi chantée lors des American Music Awards avant qu'il soit numéro 1 et ça a aidé la chanson à. C'était un succès énorme aux États-Unis. 9 semaines numéro 1, je crois que ça va être son plus gros succès aux États-Unis. 9 semaines numéro 1, on n'imagine même plus des succès comme ça maintenant. Plus qu'en Europe, parce qu'en Europe, ça n'a pas énormément marché. Encore et ce qui est bizarre, c'est que autant Bethancery était pour l'Europe que Take a Bow était clairement pour les États-Unis, quoi. Mais franchement, le Ouais. clip est magnifique. Il y a l'émission d'MTV, hein, MTV No Bull, qui est géniale si on veut en savoir plus sur le clip. En plus, Oui. en backstage, elle est d'un humour féroce. Enfin, moi, j'adore quand elle fait son défilé avec son coiffeur. Enfin, elle balance la porte comme ça. Elle est d'un humour incroyable. Et j'aime bien aussi cette période-là parce que non seulement elle se livre, mais elle reste elle-même, elle reste naturelle, elle est complètement libre et elle est très drôle en fait. Et voilà, donc inutile de dire que j'adore ce titre. Elle conclut bien l'album, quoi, pour toi, la chanson. Ah ouais. Et toi, Logan? Ah ah! Je vais le faire à chaque fois. Moi j'adore Take a Bow. Alors sachez-le, je suis pas trop chanson mielleuse comme ça, un peu douce, machin. Ça c'est vraiment pas ma à la base, je suis pas comme ça moi. J'ai toujours été un peu, house et tout ça comme je vous l'ai expliqué, hein, avant, mais là, bizarrement, ça passe et même ça passe vraiment bien et je me suis dit, première fois que j'ai écouté la chanson, je me suis dit: «Bah alors, mais pourquoi j'aime? Je comprends pas». Mais je sais pas, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est comme ça, hein». Parce que j'aime beaucoup de choses, mais ce genre de registre de chansons-là, c'est intéressant parce que c'est pas moi de base, mais c'est intéressant quand même. Pour ce qui est du son, alors juste au niveau déjà des paroles, pour faire dans l'ordre, on est clairement sur une sorte de relation toxique de quelqu'un qu'elle aime, sauf que cet amour-là, au final, il n'est pas respecté vraiment et du coup, elle accepte le fait que c'est pas bon pour elle, donc elle s'en va. The show is over, say goodbye. Elle qualifie la personne comme un clown qui joue un rôle Mm. et qui fait rire des personnes et qui est dans une pleine mascarade, et sauf qu'elle y met fin. Et en fait, c'est vraiment une chanson qui exprime la solitude face à un amour qui malheureusement n'est pas réciproque. Et en plus, elle en souffre parce que c'est quelqu'un qu'elle aime, mais qui, lui, en retour, ne l'aime pas, Mhm. et qui en plus joue de ça. Donc c'est vraiment, ça fait de la peine. Et le clip, en fait, vidéo, il parle vraiment d'une sorte d'histoire d'amour qui a l'air un peu impossible, un peu interdite.
Et il y a une certaine juxtaposition entre tout le côté vraiment corrida, la souffrance et tout le côté physique dans l'action de battre un taureau dont tu auras un seul vainqueur dedans. Et c'est une mise à mort en fait techniquement. Et ça joue avec un peu ce côté relation toxique et tout ça qu'il y a dans les paroles. Donc c'est une grande métaphore. Donc c'est glorification de la corrida, non parce qu'elle a pas créé la corrida et c'est juste pour le contexte du clip. Et en plus, il y a plusieurs plans, séquences comme ça qui sont réutilisés vraiment pour mimer des actes sexuels, donc il y a plein de choses comme ça. Mais voilà, ça reste un clip qui est très beau. Oui, il me fait penser énormément à Evita. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était même lié, figurez-vous, à l'époque où j'étais encore ignorant par rapport à tout ça. J'adore, et puis je trouve que c'est une très belle chanson, et puis qu'elle a été composée comme ça. Enfin, là, vraiment, on est sur du Babyface X Madonna à 100%, parce que les deux, ils adorent les chansons comme ça. Et c'est là où vraiment ils sont très forts, parce que Madonna, c'est vraiment la reine des ballades, hein, donc c'est pas mal, et en même temps, c'est très bedtime stories aussi, parce qu'il y a des certaines sections dans le clip, parce qu'elle est carrément devant l'écran, elle est déshabillée, enfin, elle est en lingerie, et puis elle mime un rapport et tout avec la télé, qui affiche du coup sur la personne qu'elle aime, donc ça reste des histoires de lit, quoi. Donc il est encore sous la couette, comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est des chansons comme ça, donc ça fait sens. Et artistiquement, bien sûr, on reste dans la même lignée, et c'est le seul bémol, je trouve qu'ils auraient dû la mettre avant Love Try to Welcome Me, je pense. Histoire de vraiment laisser l'album se terminer sur une note extraterrestre, vraiment en mode genre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est marrant, moi aussi. Ouais, oui, mais les toutes dernières paroles de la chanson, c'est Say Goodbye. Ouais. Tu vois, donc Ouais. en même C'est temps, vrai. il dit, voilà. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les remixes, je trouve, qui sont sortis, sont les plus R&B de l'album, en fait. Alors que Secret, Bedtime Story, on est sur de la house club. Là, on est vraiment sur du remix R&B, en fait. Voilà. Mais je pense que c'est parce que c'est justifié par rapport au public où ça a marché. Du coup, ils Ouais, se sont ouais. dit, en Europe, ça fonctionne pour toute la sphère club et tous les gens qui écoutent ces chansons-là. Donc, on va faire des sons qui vont être taillés dance floor pour eux à partir des chansons qui ont fonctionné pour eux. Et c'est pour ça que les États-Unis, ils ont vraiment eu une version R&B parce que voilà, c'était actuel et c'était le son qui a le plus marché là-bas, en fait, de l'album. Ouais, exactement. Mm. Et puis, il y a une chose aussi sur le réalisateur du clip, Michael Hoffman, qui est super doué, et qui a fait, l'année d'après, je crois, le clip de Paula Abdul, My Love is for Real, Oui. qui est aussi un clip très cinématographique dans le désert. Ouais. C'est un peu le petit frère de Take a Bow, je trouve. J'ai lu sur Internet qu'elle avait libéré les taureaux. Elle avait payé pour les libérer. Comme quoi. Icône. Ouais, elle dit dans nos boules qu'en fait, quand un taureau est utilisé pour un tournage, après, il peut plus être utilisé pour la tauromachie. Donc, dans ces cas-là, ils sont récupérés pour et vivent leur meilleure vie dans un pré, ils mangent l'herbe, quoi. C'est ce qu'elle dit dans nos boules, en fait. Alors, concernant les charts, bah, ça a cartonné aux États-Unis, comme tu l'as dit, hein, Christophe, 9 semaines à la première place des charts américains, le plus long top 1 de Madonna aux États-Unis. Hein. Une chanson taillée pour l'Amérique, quoi. Pas forcément pour l'Europe, quoi. Chanson numéro 1 au Canada, au Brésil, en Europe, numéro 2 en Italie, mais seulement 16e en Angleterre, quoi, et 25e en France. Hein. Pas Cocorico pour le coup. Hein. La chanson est trop américaine. Pour l'Angleterre, peut-être. En tout cas, en Angleterre, ça a mis fin aux 35 top 10 consécutifs de la chanteuse. 35 top 10 quand même, consécutifs. En tout cas, la chanson a bien marché dans les charts globalement, et le clip a été très diffusé sur MTV, hein, ainsi que dans les autres chaînes musicales partout dans le monde. Et c'est sur les derniers mots de Madonna qu'elle prononce dans la chanson que l'album Bedtime Stories se termine. Say goodbye. Et voilà, cette longue rétrospective de l'ère Bedtime Stories est maintenant terminée. Merci beaucoup Christophe pour ta participation, tes avis éclairés, Merci, ta Christophe. contribution. C'était hyper sympa. Merci beaucoup. Logan, Oui. je te remercie encore une fois pour tes commentaires pertinents, bien sûr. Mais de rien. Mon cher Christophe, si tu devais faire un top 3 de l'album, ça serait lequel pour toi? Je sais que ça a été difficile. Hein. Ah mon Dieu. Ah, c'est trop dur. Je dirais Secret en top 1 parce que c'est une chanson qui me parle énormément. Voilà. Après, c'est tellement dur. Bedtime Story pour le côté avant-gardiste et
est magnifique, à la fois de la musique et du clip. Et puis Human Nature, parce que juste pour un côté personnel, quand j'ai passé un concours et à l'époque, il y a longtemps, pour être enseignant, et il fallait improviser sur une musique, et je me suis complètement inspiré de Human Nature à l'époque, en danse contemporaine. Et donc voilà, donc c'est un titre qui m'a beaucoup parlé. Mais sinon, j'aime tellement les autres aussi que c'est tellement difficile. Mais bon, j'irai Secret, Bedtime Story et Human Nature. Ok. Et toi, Logan? Forbidden Love, Forbidden Love, Forbidden Je rigole. En numéro 1, c'est très, très dur, mais Forbidden Love. En numéro 2, c'est Bedtime Stories. En numéro 3, mon cœur est partagé. Je suis désolé à toi, mon cher Inside of Me, mais je vais quand même mettre Human Nature. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce que les deux, c'est soit l'un, soit l'autre, donc c'est dur. Mais voilà. Voilà pour mon top 3. Ça a été difficile pour moi aussi, hein, parce que j'aime quasiment toutes les chansons du disque. Alors mon top 3 serait Inside of Me en 1, Love Try to Welcome Me en 2, Sanctuary en 3. Donc plutôt balade pour moi. La sensibilité. Ouais, les balades de cet album me touchent, c'est comme ça. Ouais. Cette plongée dans l'ère Bedtime Stories est maintenant terminée. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci Christophe pour ta participation, encore une fois, ça nous fait plaisir de t'avoir reçu. On espère que tu as apprécié ce moment avec nous. Oui. C'était pas trop long. Merci Alex, merci Logan. C'est vraiment On t'a pas traumatisé. Et on recommence quand vous voulez. En vrai, ça va. J'ai été sage en plus aujourd'hui. J'ai pas dit trop de bêtises, donc ça va. Non, mais t'inquiète, sinon je coupe au montage. Vous souhaitez nous soutenir, mais rien de plus simple. Notez le podcast sur 5 sur Spotify, Apple Podcast, et laissez-nous aussi un petit commentaire si vous voulez. On lit parfois vos commentaires qui nous font très plaisir d'ailleurs et qui nous encouragent à poursuivre cette rétrospective de Madonna. On tient particulièrement à remercier You75013 qui a laissé ce commentaire sur Apple Podcast, je le cite. Je découvre par hasard ce podcast ce matin, en me réveillant. Et c'est super de découvrir autant d'informations pertinentes sur le travail d'une telle artiste. Bravo pour votre travail, très bonne élocution des animateurs. Merci à toi, You75013, pour ce commentaire qui nous a fait très plaisir. Hein. Oui. Franchement, je l'ai envoyé à Logan, il m'a dit c'était trop bien. À chaque fois, de toute façon, j'écris toujours des waouh, genre waouh, ok, incroyable. Mais ça fait plaisir, parce qu'on se rend pas forcément compte de ce qui se passe, nous. On Ouais, est c'est là, vrai. on parle de tout ça, on fait les épisodes et on est. Enfin, moi personnellement, je sais pas ce qu'il en est derrière, donc quand je vois ça, je suis là en mode genre mon Dieu, quoi, merci. Je suis là pour t'informer. Ouais, voilà, c'est ça. Tu toques à ma porte et en mode genre salut. Et puis du coup, c'est comme ça que je suis au courant après de ce qui se passe, donc c'est bien. C'est ça. C'est bien. Si vous voulez que je vous cite dans un futur épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez participer à un futur épisode comme Christophe, c'est très simple. Hein. Vous nous envoyez un message privé sur Instagram, Madonna la rétrospective, ou bien vous nous écrivez par mail, madonna-la-rétrospective@gmail.com. Précisez simplement le thème sur lequel vous voudriez intervenir, participer. Par exemple, un album de Madonna, comme ici, avec Bedtime Stories, une de ses tournées, une de ses chansons, voire une thématique liée à elle. Sur ce, on vous dit rendez-vous prochainement pour le prochain épisode consacré aux démos, outtakes et remix de la période Bedtime Stories. À très vite, au revoir. Au revoir. Ciao.